ma principia i nostri dibattiti questa sessione infine Kiribille municipale. Beaucoup d'entre vous avaient été engagés dans ces élections. Nous en reparlerons tout à l'heure. Nous reprenons donc nos habitudes et, comme à l'accoutumée, nous débuterons avec les questions orales. Je tiens à vous préciser que ce matin, la commission des questions au secrétariat général de l'Assemblée de Corse. La première question va être posée par le groupe FAPO Boulou. C'est Romain Colonne. Persistante et à quel point les crises internationales, en l'occurrence la flambée des prix des carburants liés au conflit au Moyen-Orient, viennent brutalement aggraver ces déséquilibres. Car au-delà de la situation conjoncturelle, c'est bien une question de fond qui est posée, celle du différentiel persistant des prix du carburant entre la Corse et le continent, et plus largement celle de la cherté de la vie. Notre groupe a à plusieurs reprises porté ce sujet dans cet hémicycle et ailleurs, alertant sur les conséquences directes pour les ménages corses comme pour les acteurs économiques. Nous avons également soutenu en particulier qu'elle devient un facteur d'aggravation des déséquilibres existants. Dans ce contexte, la réunion du 9 avril dernier, réunissant l'ensemble des acteurs concernés, État, collectivités de Corse, parlementaires, élus, chambres consulaires, représentants des pêcheurs, acteurs économiques, distributeurs de carburant, notamment, a permis d'aboutir à des mesures immédiates, notamment auprès des acteurs de la filière pour atténuer temporairement les prix. Si ces mesures conjoncturelles étaient nécessaires pour sortir de la crise, elles ne sauraient suffire. C'est bien la question d'un traitement durable, équitable et adapté aux spécificités insulaires qui est désormais posée. Ainsi, Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, quelle perspective politique entendez-vous donner à cette problématique afin de répondre à la fois à l'urgence exprimée par les pêcheurs et au problème durable du coût des carburants en Corse? Et plus largement, comment inscrire cette séquence dans une action globale de lutte contre la cherté de la vie qui demeure l'une des préoccupations majeures de notre société e di nostra majorité. A ringraziarvi. Allora, a Diogo Abidua ci sarà una sola risposta per due prime domande a bocche di ciò che ne muoveto in commissione permanente. Dunque, la seconda domanda a bocca che di noi non i prezzi di licenza ad essere fatta da Veronique Pietri. Ah no, allora si cambia. Avete a parole. Grazie. Oggi approfizzi. Prezzi di licenza evita gara che nuove misure. La situazione di crisi che noi pattiamo in Corsica per rapporto al prezzo dei carburanti non si può mica considerare come un episodio isolato. Si iscrive, è vera, in un contesto geopolitico più che preoccupante, in particolare in Medio Oriente, ma rivela soprattutto una realtà più profonda. Qui da una dipendenza strutturale di prezzi in cui il sistema economico e politico francese, conosciuto da poi decenni, è mai corretto. Il blocco di porti dai pescatori raggiunti dagli agricoltori ha mostrato una situazione diventata insopportabile per l'insieme di professioni e il popolo. Le prime risposte portate fermano illimitati in fondo e in tempo e interrogano il trattamento di fondo. E certe misure, come la politica di prezzi da Total Energia, hanno anche fragilizzato i piccoli rivenditori indipendenti, accrescendo gli squilibri. A tempo, missioni parlamentari sono annunziate. Il problema va al di là dei carburanti. La vita a gara in Corsica è una realtà strutturale, legata a questa dipendenza economica, marcata da concentrazione di attori, situazioni di mercato detto captif e una mancanza di regolazione adattata. Dispositivi esistono, quantunque in altri territori isolati detti francesi, in particolare quelli di l'URL, che permettono una regolazione diretta di prezzi e di margini. Ma la collettività di Corso non ha oggi tutte le competenze necessarie per agire come ci vuole. Ciò che rimanda direttamente alla questione dell'evoluzione istituzionale aspettata, che permette di adattare le regole alla realtà del nostro Paese. Il suo contesto, che aspettate concretamente di missioni parlamentari annunziate perché la realtà di agosto sia veramente presa in conto, al di là di prime misure a corto andare che è tipiato per rispondere in maniera positiva all'urgenza,
che altre iniziative contate per rinforzare in maniera strategica questa politica di prezzi in tale senso e a vita gara. Ringraziavi. Ringraziabi. Dunque, passo la parola al Presidente di Lesegudi. Vi ringrazio, signora Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Ho una risposta che sarà abbastanza corta. Penso che queste due questioni sono complementari e per questo che abbiamo deciso di rispondere in maniera unica a due. E lui facendo di noi una dimostrazione di una comunità di vista e di analisi da parte dei nazionalisti dalla problematica dell'essenza del prezzo dell'essenza in Corsica. Lei ha rammentato c'è a tempo un problema strutturale di poi tanti anni e un problema più congiunturale in cui la situazione internazionale ha fatto crescere di maniera senza paro il prezzo di petrolio. È rammentato di noi che non si potrà fare nulla fin tanto che a Corsica non avrà mica la capacità legislativa e reglamentaria da adoperare regole per calare il prezzo dell'essenza e dunque la problematica di fondo ci rinvia una volta di più a logica d'autonomia e di una maniera di lui di rispondere a quelli che dicono che non capiscono mica o facciano nice, non capisce mica perché che l'autonomia è di noi al di là della sua dimensione storica, simbolica e politica è di noi un modo essenziale di risposta alle problematiche economiche e sociali, quelle di tutti i giorni. Penso che l'esempio di l'essenza, come per esempio l'esempio di maestria di nostri flussi marittimi e aerei, è un esempio chiaro di correlazione che c'è tra autonomia e sviluppo economico et social. Au-delà de ce rappel de la communauté d'analyse et certainement de la communauté de réponse par rapport aux différentes problématiques, je rappelle une fois encore que la problématique de la cherté du carburant en Corse a été posée pour la première fois par l'Assemblée de Corse en 1987. En 1987, donc il y a plus de 4 décennies, près de 4 décennies, et qu'elle n'a jamais connu jusqu'à aujourd'hui de réponse satisfaisante. Je rappelle également qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, le Conseil exécutif de Corse et l'Assemblée de Corse ont pris une initiative majeure, celle de créer une conférence sociale qui notamment a travaillé sur 2 axes essentiels, la cherté du prix du carburant et le coût de la vie en Corse, en associant non seulement les syndicats, à l'époque les représentants des Gilets jaunes, les différentes forces économiques et sociales, mais également les acteurs des secteurs concernés. Et ce travail de fond, qui a duré plusieurs mois, a débouché sur plusieurs délibérations, et notamment une délibération de 2021 qui demandait au gouvernement des modifications législatives et réglementaires, en partie calquées sur ce qui a pu se faire dans certains départements et régions d'outre-mer. Je rappelle que là comme ailleurs, cette demande d'adaptation législative et réglementaire n'a connu aucune autre réponse que celle d'un accusé de réception type. Alors, pour revenir sur ce qu'il convient de faire aujourd'hui, plusieurs niveaux de réponse. D'abord, rappeler qu'il y a un problème structurel qui est ancien, documenté et qui, concernant le prix de l'essence, relève d'une combinaison de facteurs. D'abord, à l'évidence, l'insularité avec des contraintes logistiques liées à l'approvisionnement, au stockage et à la saisonnalité de la demande. La Corse est une île montagne et une île avec une saisonnalité marquée dans son activité économique, une dépendance forte donc aux flux maritimes, mais également une structure de marché spécifique avec, dans le domaine de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution, des singularités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et notamment des situations de monopole, notamment pointées par l'avis de l'autorité de la concurrence, mais également, je le rappelle, un rapport de la direction des fraudes et de la concurrence qui n'a jamais été communiqué à la collectivité de Corse malgré nos demandes réitérées, et donc à la fois des logiques de monopole ou de duopole, et également au niveau des détaillants, ça a été dit, une structure de petites stations-service
répartis souvent sur tout le territoire, avec donc une organisation de marché, y compris en bout de chaîne, qui est tout à fait différente de ce qui se passe sur le continent. Et ça a notamment expliqué une des deux crises conjoncturelles que l'augmentation du prix du carburant liée à la situation internationale a entraîné en Corse. Donc un problème de fond aggravé par la flambée du prix du carburant, et notamment à travers la guerre en Iran. Premier problème, celui du bouclier tarifaire mis en place par Total. Donc bouclier tarifaire qui est pour les usagers une mesure qui est vertueuse, dans la mesure où Total s'est engagé à ne pas dépasser un certain plafond, ce qui a permis eh bien, aux consommateurs de bénéficier d'un prix qui n'était pas celui du marché, mais avec en Corse des répercussions qu'on ne retrouve pas sur le continent, des répercussions liées à la structure du marché. En quelques mots, sur le continent, comment s'organise le marché des détaillants? Vous avez à peu près 2/3 de la distribution qui se fait dans les grandes et moyennes surfaces. Et dans les grandes et moyennes surfaces, le prix du carburant se fait pratiquement sans aucun bénéfice dans la mesure où la vente de carburant est considérée comme un produit d'appel pour les grandes surfaces. En Corse, c'est tout à fait... Et donc, il y a 30% résiduels. Sur ces 30% résiduels, c'est Total qui occupe la plus grande place et qui donc met en place son bouclier tarifaire. Et donc, l'impact sur celles et ceux des détaillants qui ne peuvent pas bénéficier d'un bouclier tarifaire est en volumétrie marginale. Il y a des gens qui souffrent beaucoup sur le continent, notamment dans des zones rurales, mais c'est epsilon par rapport à la structuration globale du marché. En Corse, cette structuration est totalement différente puisqu'on a une répartition dans laquelle vous avez en gros 40 à 50% par Total et le reste par deux autres opérateurs qui sont Vito et Eni. Et donc, lorsque Total fait un bouclier tarifaire pour 40 à 50% des stations-service, les 40 ou 50% autres desservis par d'autres enseignes ne peuvent pas s'aligner, ou en tout cas disent qu'elles ne peuvent pas s'aligner. Et donc, quand vous avez un différentiel de prix de 20 à 30 centimes à la pompe, il est évident que le client habituel d'une station Vito ou d'une station Eni va plutôt se reporter sur Total. Et donc, un risque majeur, d'abord d'affaiblissement très conséquent des détaillants qui sont sous les deux autres enseignes, et puis à terme et très vite, un risque de disparition avec ce que ça peut entraîner sur l'emploi économique et social, avec ce que ça peut entraîner en termes de maillage du territoire, parce que beaucoup des petites stations sont également dans des zones rurales, de montagne ou de l'intérieur, et puis aussi avec un effet pervers qui est qu'on risque d'avoir une situation de monopole de facto qui viendrait aggraver les monopoles déjà existants. Donc nous avons essayé, dans le cadre de discussions qui ont associé les producteurs, les grands distributeurs, l'État et l'ensemble des parties, de trouver des solutions. On a pointé quand même une différence importante, c'est que Total est un opérateur totalement intégré, de l'extraction au raffinage à la distribution, donc il est présent du début à la fin de la chaîne, donc il peut renoncer à certaines marges au moment de la distribution, ce que ne peuvent pas faire les autres. Ceci étant, nous n'avons pas, nous, collectivités de Corse, des moyens d'investigation pour savoir, au-delà du discours qui est présenté par les uns et les autres, s'il y a des possibilités de bouclier tarifaire pour les deux autres distributeurs. Ils ont dit que non. Et donc, on a une situation qui, aujourd'hui, a été relativement réglée de façon partielle à travers les différentes compensations et le fait que le pétrole n'a pas continué d'augmenter, mais on a une faiblesse structurelle à laquelle il faut réfléchir. Deuxième crise conjoncturelle, celle des pêcheurs. Celle des pêcheurs où le prix du carburant a en fait été un élément déclencheur par rapport à une situation globale qui est celle d'une profession confrontée à des difficultés extrêmes et de plusieurs ordres. Nous les connaissons bien et ça a notamment valu la mise en place d'un plan exceptionnel. Je rappelle qu'on est sur des volumétries qui ne représentent rien par rapport à ce qui se passe sur le continent. L'ensemble du volume consommé par tous les pêcheurs de Corse en une journée, c'est à peu près 2 ou 3 chalutiers dans une grande ville portuaire de la façade atlantique. Donc on est vraiment sur des petits volumes.
sauf que ce sont nos pêcheurs. Et donc, ce sont plusieurs dizaines de familles qui ont vocation à vivre de cette profession. Donc, ça a été un cri d'alarme. Là aussi, nous avons participé de façon active à trouver la solution. Et je voudrais dire de façon très claire, puisque certains n'ont pas compris en quoi consistait la solution mise en œuvre, la collectivité de Corse n'a absolument pas mis en place d'aide à la pompe. J'ai dit, y compris pendant la réunion, pour celles et ceux qui y ont participé, c'était une réunion où il y avait également les parlementaires, le président de l'Office de l'environnement, la présidente de l'Agence du tourisme, le président de l'ADEC, pour la collectivité de Corse, il y avait les représentants de l'État et de différentes administrations, il y avait les pêcheurs, il y avait les producteurs, distributeurs de carburant. Moi, j'ai dit, pendant toute la réunion, et je l'avais dit en amont, qu'il était inenvisageable que la collectivité de Corse mette en place une aide à la pompe. Nous n'avons pas les moyens de le faire financièrement, ce n'est pas notre compétence, et si par impossible nous le faisions, eh bien nous aurions des demandes en cascade de toutes les professions qui sont impactées par le coût du carburant. Donc très rapidement, ce qui a été mis en place, c'est un système où chacun a fait un effort. Les grands distributeurs ont accepté de diminuer leur marge jusqu'à pratiquement à la faire disparaître. L'État a mis en place ces dispositifs de compensation et pour le surplus, je rappelle que les avitaillements, se font sur des ports, que la gestion est tantôt en régie, tantôt sous forme d'AOT ou de délégation de service public. Les ports et les communes qui sont en régie ont accepté de diminuer leur prix à la pompe en renonçant à leur marge. Bastia, par exemple, l'a fait, la marge était déjà très faible. Et puis, il restait un exemple, c'est le port d'Ajaccio, où le prix était plus important qu'ailleurs. Ce n'est pas une régie, c'est une AOT avec une concession entre l'ex-CCI et un distributeur local. Nous avons demandé à ce que le prix soit ramené au prix moyen constaté en Corse. Le contrat permettait de le faire. Et donc, la CCI, qui est désormais l'établissement public de la collectivité de Corse, et le distributeur ont accepté de diminuer leur marge, étant précisé que le prix était plus important parce qu'il fallait investir des amortissements conséquents qui ont été réalisés sur le port. Donc, ce n'est pas une aide à la pompe. Et je rappelle que cette aide, cette diminution qui a été mise en place, l'a été dans un cadre contractuel qui associe l'établissement public et l'opérateur qui a été retenu. Et je précise enfin que ça représente quelques dizaines de milliers d'euros. Quelques dizaines de milliers d'euros. Il fallait le faire pour les pêcheurs d'Ajaccio et nous l'avons fait. Ceci étant, et je termine, nous avons également précisé que ce dispositif avait une valeur transitoire et qu'il devait durer au maximum 2 mois ou 3 mois. Pendant ces 2 mois ou 3 mois, il y a 2 missions parlementaires qui ont été confiées pour les carburants au député Colombagne et pour la cherté du prix de la vie au député Castellagne. Ce que le Conseil exécutif de Corse souhaite, c'est premièrement réaffirmer la confiance dans ces 2 députés pour rappeler tout ce qui a été fait, synthétiser l'analyse des problèmes et proposer des solutions. Premier point. Deuxième point, j'ai rappelé et j'ai écrit aux députés Colombagne et aux députés Castellagne que la collectivité de Corse souhaite être associée en partenaire de premier rang à ces missions, notamment à travers les rapports et délibérations que la collectivité de Corse, le Conseil exécutif et l'Assemblée de Corse ont adoptés, et également pour configurer les solutions qui pourraient être mises en œuvre. Troisièmement, nous souhaitons que cela se fasse dans le délai le plus bref possible, 3 mois, si possible, afin qu'on puisse enfin apporter des réponses structurelles à des problèmes qui empoisonnent le quotidien des Corses depuis des décennies, le prix du carburant et le prix de la vie. Et je vous dis aussi très tranquillement, et ce sera une transition vers les débats qui nous attendent, que le statut d'autonomie nous rapprocherait de façon très forte des solutions opérationnelles à mettre en œuvre, étant précisé qu'il faut également développer des réponses plus structurelles qui passent par la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, bien évidemment, le développement des transports en commun et le recours à des modes de déplacement qui consomment moins de carburant.
ringraziabi oggi Presidente. Dunque, oggi c'è adesso una domanda a bocca che è fatta per Santa Duval per un sofiuno, un'installazione sanitaria di Ugulegiu. Jean Nicoli in Probria. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Conseillère exécutive, c'est une fois encore en qualité d'administratrice de notre collectivité appropriane que je vous sollicite. Ma question s'inscrit dans la continuité que celle que j'avais posée en 2019, puis en 2023, me faisant le relais du conseil d'administration de l'établissement. Dans sa réponse en décembre 2023, Mme Antonia Luciani avait précisé que plusieurs demandes relevaient de petits travaux pour lesquels l'établissement se voyait alloué d'une subvention de maintenance corrective d'un montant de 7 000 € et que pour d'autres, des fiches navettes manquaient, dont acte. Je me dois de revenir sur une opération clé qui est le réaménagement des installations sanitaires pour arriver à un nombre de toilettes suffisant pour les presque 300 élèves en lieu et place de 4 unités actuelles en AGECO, 2 pour les filles et 2 pour les garçons, dont 2 ne fonctionnent plus actuellement, ce qui ramène à 1 pour les filles et 1 pour les garçons. La réalisation du bâtiment en dur sur le côté s'impose. Cela fait plusieurs années que les élèves du collège de Propriane sont dans cette situation. En 2023, l'exécutif reconnaissait qu'un projet de réaménagement des installations sanitaires existait bien et qu'une étude était en cours. Je cite la conseillère, « Si l'établissement le souhaite, l'étude ne sera poursuivie afin de réaliser un bâtiment en dur pour remplacer les Algeco. » C'est plus qu'un souhait, c'est une nécessité évoquée au gré des CA depuis des années. Je vous le fais remonter pour la 3e fois. L'établissement l'a formulé. Vous avez des représentants au sein du Conseil. Par lassitude, je ne vous redemanderai pas si et quand vous prévoyez de nous présenter le PPI sur les établissements scolaires, mais s'il vous reste quelques sous entre des hectares à Cavallo, un manuscrit, des châteaux dans le Cap, la droite que vous dites la plus rétrograde, là je paraphraсе Monsieur le Président, cherche à conjurer l'immobilisme et insiste pour que les collégiens du Valink aient des toilettes dignes de ce nom. Merci de bien vouloir m'indiquer si vous entendez accéder à la requête que l'établissement, en précisant s'il vous plaît le délai et les calendriers. Je vous remercie. Alors, je crois que c'est Lauda Guidicelli qui devra répondre. Entre le manuscrit de Salvini ou les toilettes, il faut choisir. Mais, voilà. Donc Lauda Guidicelli va avoir le plaisir de vous répondre sur l'état des toilettes du collège de Propriane. Sans problème. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Conseillère. Je vous remercie pour votre question légèrement modifiée, mais je vous remercie aussi pour votre engagement au sein du conseil d'administration du collège Jean Nicoli. En effet, le dialogue entre les élus et les équipes pédagogiques de direction est essentiel pour garantir un suivi attentif des besoins et un accompagnement adapté. S'agissant des installations sanitaires du collège, je souhaite rappeler les éléments dont dispose aujourd'hui la collectivité de Corse. Selon les informations transmises par l'établissement en novembre dernier, le collège compte 6 sanitaires dédiés aux filles, dont 4 dans le bâtiment principal et 2 dans les modules extérieurs, 4 sanitaires dédiés aux garçons, dont 2 dans le bâtiment principal et 2 dans le module extérieur, ainsi que 2 urinoirs, comme ça nous sommes très précis, 3 sanitaires mixtes, dont un accessible aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Ces données montrent bien que la situation actuelle est plus fournie que celle que vous avez détaillée dans votre question. Je souhaite également rappeler que dès 2023, les besoins exprimés par l'établissement ont bien été pris en compte par ma collègue Antonia Luciani et plusieurs scénarios ont été étudiés par les services en lien étroit avec l'équipe de direction. Il y avait soit la création d'un nouveau bloc sanitaire, soit une réorganisation interne, soit le remplacement des modules. Les conclusions partagées à l'époque n'avaient pas conduit à retenir ces options, notamment en raison de contraintes de surveillance, de maintenance et d'un apport limité au regard de l'équipement existant. Dans ce contexte, je m'interroge quand même sur les éléments que vous évoquez aujourd'hui, car aucun signalement récent, aucune anomalie, aucun dysfonctionnement, ni aucune demande formalisée n'a été transmise à nos services, tant en 2024
qu'en 2025 ou que depuis le début de l'année 2026. De même, les comptes rendus des différents conseils d'administration ne font pas apparaître de sollicitations nouvelles sur ce sujet. Madame la conseillère, soyez assurée que la collectivité de Corse reste pleinement mobilisée aux côtés des établissements. Nous prendrons par ailleurs attache avec les équipes du collège afin de clarifier les éléments évoqués dans votre question orale et de vérifier, le cas échéant, si une sollicitation actualisée doit être formalisée. Mes équipes demeurent évidemment disponibles pour examiner et répondre à toute demande qui sera faite par l'établissement, et cela avec responsabilité et transparence. Je vous remercie. Et pour information, c'est beaucoup aussi les parents d'élèves qui m'ont convoqué. Mais non, attendez, laissez-moi finir. Et ils voulaient faire venir les médias pour prouver que ce que je viens de dire est vrai. Et je les ai freinés, je leur ai dit non, attendez, on va intervenir, après on verra. Voilà, je vous remercie. Bien, j'ai moi-même, et vous le savez, j'étais au collège de Propriano l'autre jour pour présenter l'assemblée à Zideli, puisque une des classes va participer au projet de session qui aura lieu au mois de juin d'assemblée Zideli. Monsieur le responsable, le directeur n'a rien évoqué, personne n'a rien évoqué. Bref, de toute manière, on a le droit de poser toutes les questions. L'exécutif est là pour donner toutes les réponses. Ça a été fait. Voilà, donc nous continuons. Bien. Alors, sur la crise énergétique, c'est, je crois, Saverio Luciani qui va poser la question pour le compte d'Avancem. Mais je crois qu'il n'a pas le choix, en fait. Vous avez le monopole des questions ce matin. S'il en reste qu'un, je serai peut-être celui-là. Allez, c'est bien. Avancem. C'est Bousin, pas bene. Monsieur le Président, pour notre pays, la question énergétique revêt une importance majeure. Vous l'avez déjà évoqué en partie tout à l'heure, accrue par les conséquences et les prévisions liées donc à un contexte international que je qualifierais de guerrier. En juin 2025, déjà, dans l'attente d'une nouvelle PPE et d'une signature, nous nous interrogeons sur l'état des lieux au sujet notamment du binôme ressources électriques et ressources en eau. Je n'ai pas besoin de développer le sujet, vous connaissez. En septembre, nous vous questionnons de nouveau en élargissant le spectre, notamment avec le câble italien, le Sacco 3, car l'heure était toujours, comme elle est encore, à parler d'autonomie politique et financière, bien sûr, et posant de surcroît donc cette problématique énergétique. Il s'agissait pour notre groupe de vous proposer de rapprocher l'analyse de 2050 à une échéance plus raisonnable, je pense que vous en conviendrez, vous l'avez déjà convenu, de 2035. Les choses vont très vite. Notre intérêt, c'est que le monde de 2026 le confirme et commande une réflexion sur la nécessaire adaptation de votre plan au vu de la vitesse des évolutions environnementales, socio-économiques et aujourd'hui politiques. À ce jour, toutes ces questions restent en suspens. La crise énergétique actuelle, notamment portée sur le carburant, la deuxième en seulement 2 ans, je précise, nous montre de façon cruelle la fragilité du système énergétique corse. Nos interrogations de ce jour interviennent dans un contexte, 2 mois après la publication par le Premier ministre de la France de la 3e programmation pluriannuelle fixant les grandes orientations énergétiques pour la prochaine décennie. Si, par ailleurs, nous attendons avec beaucoup d'intérêt les conclusions et les pistes de la mission confiée par le gouvernement au député Paul André Colombani sur cette question des carburants, notre question regarde l'ensemble de la problématique énergétique. Vous déclariez dans la presse le 16 février dernier que la fameuse enveloppe petite borne, du nom de l'ancienne première ministre chargée de la planification écologique et énergétique, d'un montant de 200 millions d'euros, négocié il y a 3 ans, au moment du vote de la PPE, entre le Conseil exécutif et le gouvernement, devait être signée en fin de semaine. C'est un article de Corse Matin auquel je fais référence. Le 10 avril dernier, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures, nombreuses, de soutien à l'électrification. Ces mesures accompagneraient donc un mouvement déjà bien amorcé, tel que l'avènement de la voiture électrique, qui connaît un développement croissant, notamment en Corse. Où on bat les records, on est à un point au-dessus de la moyenne française.
Pour notre île, ces orientations gouvernementales auraient pour effet une réduction drastique de la dépendance aux énergies fossiles, autrement dit une meilleure maîtrise des coûts et des approvisionnements. Cependant, cet optimisme, que je qualifierais aussi de façade, parce qu'on connaît la situation de la Corse aujourd'hui, à ce stade, elle n'est pas fameuse. Donc cet optimisme il est contrarié par bon nombre d'observateurs avertis qui dénoncent le retard chronique de la Corse face à ce qu'on appellerait donc des prérequis indispensables à la réussite de cette évolution majeure. En effet, le retard administratif de notre île dans ce domaine semble plus qu'évident et pénalisant car nous n'avons toujours pas validé notre PPE, à moins d'une bonne nouvelle que vous mentionnerez tout à l'heure, de la PPE donc 2019-2028. Alors que même à ce moment où on vous parle, toutes les autres îles travaillent déjà sur celle de 2038, après avoir validé celle de 2033. Nous accusons donc, si je suis bon mathématicien, environ 10 ans de retard sur le calendrier. Nous devons donc aussi prendre en compte, au-delà de ce retard, tous les bouleversements climatiques qui contrarient notamment, et je renvoie à d'autres présidents d'agences et offices, la production hydroélectrique. Ici, aujourd'hui, en 2026, ce 2026 nous engage chaque jour un peu plus dans deux nouvelles dépendances, celle au bioliquide et celle à la connexion du câble italien. À ce rythme, peut-on croire, chacun sachant que les besoins électriques de la Corse seront largement doublés d'ici 2040, à l'autonomie énergétique à court ou à moyen terme? Si je prends l'exemple d'Ajaccio, ce doublement des besoins pourrait intervenir dès 2032 avec la voiture électrique, les camions et les bus électriques, en théorie obligatoire d'ici 2030, la sortie du gaz et l'électrification du port. Donc en parallèle, vous avez des capacités locales de production qui resteront quasi inchangées avec la nouvelle centrale du Ricanto, qui est à isopuissance par rapport au vase d'aujourd'hui. Et malgré la modeste contribution du projet de petite centrale solaire de Sant'Antone, porté par la ville. On croit sérieusement que des blackouts majeurs et répétés sont à l'avenir inéluctables sur toute cette zone dans les prochaines années. Je n'attendrai pas sur les techniques. Elles sont intéressantes au niveau notamment de l'arrivée du câble. Autant dire que ce scénario probable se répète. S'il se répète, cela va considérablement impacter non seulement la vie des Corses, mais carrément l'économie territoriale, cette économie territoriale qui sera donc impactée à la fois en été et en hiver. Donc en conclusion, nous vous demandons quelle visibilité sur cette PPE 2028, sur la STEP de San Paulo, que nous attendons depuis pas mal d'années, sur les plans d'action de maîtrise de la demande de l'énergie, notamment pour la sortie du gaz, pour laquelle l'État a libéré 200 millions au budget supplémentaire, sur la sécurisation en termes de renforcement significatif du réseau et sur les projets prêts à démarrer dans l'hydrogène. Je le répète en espérant quand même une bonne nouvelle quant à la signature de cette PPE. Quel est donc, et ce sera ma dernière question, quel est donc l'état d'avancement de cette PPE que vous évoquez depuis près de 3 ans et notamment sur le plan solaire que vous avez annoncé en octobre dernier. Merci. Allora, ringraziabi. Risponde Julien Paolini, o presidente dell'Agenzia d'Urbanismo e dell'Energia di Agorsica. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux. Tout d'abord, remercier le conseiller Chersaoui pour cette question à rallonge qui pose malgré tout des enjeux essentiels dans une île malheureusement encore trop dépendante aux énergies fossiles et donc aux approvisionnements extérieurs. Personne ici, bien sûr, ne conteste la nécessité de s'affranchir de cette fragilité en visant notamment l'autonomie énergétique à l'horizon 2050 et non pas 2035, conformément au vote
de cette Assemblée. Et si demain il fallait revoir nos objectifs, nous aurons au préalable à en débattre ici et ailleurs. Pour autant, votre question m'interpelle et je crois nécessite une clarification. Non, c'est faux d'affirmer que la Corse est confrontée à un risque de défaillance de son système électrique. Son système électrique est solide, il repose sur un trépied avec une puissance garantie de 720 mégawatts. Les 2 centrales thermiques, bien sûr, le Vage, j'en reparlerai, Luciane, premières grandes infrastructures de sécurisation, les interconnexions avec l'Italie et la Sardaigne, et bien sûr les énergies renouvelables, notamment les grands barrages. Donc à ce trépied, je dirais, de base, s'ajoutent les énergies renouvelables dites intermittentes, qui sont plus dépendantes des conditions climatiques, notamment le solaire et l'éolien, pour une puissance d'environ 280 mégawatts, donc 1000 mégawatts au total, et ces moyens assurent un équilibre stable entre l'offre et la demande, qui peut être complété dans les périodes de pointe, notamment avec des moyens supplémentaires, les turbines à combustion ou certains barrages hydroélectriques. Donc ce constat-là, que je viens de vous présenter, il est partagé et largement documenté, pas par le Conseil exécutif, pas par Julien Paolini, mais par les spécialistes du domaine, ceux des services de l'État, jusque dans les ministères, à la Direction générale de l'énergie et du climat, par ceux d'EDF, par les agents de l'Agence d'urbanisme et d'énergie, dont de nombreux ingénieurs, je crois, qui ont fait leurs preuves depuis 2015. Et dans votre question, monsieur le conseiller, vous évoquez, alors je cite, bon nombre d'observateurs avertis qui dénonceraient un retard chronique. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais bien sûr, je me tiens à leur disposition, s'ils sont identifiés, pour un débat contradictoire, non pas avec moi, mais avec des experts du domaine, des gens de l'art. Et puis ma formation scientifique, Madame la Présidente, me conduit d'ailleurs à vous demander de bien vouloir nous préciser vos sources, non pas de les dénoncer, afin de confirmer vos données. Bien sûr, vous avez raison, notre système électrique est plus sollicité qu'avant, notamment en période estivale, mais il tient. Il tient et les tensions récentes sur les prix des carburants ne relèvent nullement d'un quelconque dysfonctionnement du système énergétique corse. Le véritable sujet n'est pas d'agiter la crainte d'une défaillance de notre système, le véritable sujet, c'est notre capacité à faire face à une hausse structurelle de la demande, la climatisation, notamment en période estivale, l'électrification de tous les usages et la montée en puissance de la mobilité électrique. Vous en avez parlé. Vous avez parlé aussi de votre plan, en parlant de la PPE. La PPE, ce n'est pas notre plan. C'est le plan, je crois, de la Corse. Ce n'est pas le plan de l'exécutif, ce n'est pas le plan de la majorité territoriale. C'est un plan qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs du domaine et qui a été adopté à l'unanimité ou à la quasi-unanimité dans cet hémicycle, et cela depuis 2015. Donc c'est une trajectoire. Et la vérité impose de reconnaître, je crois, que les résultats sur cette question énergétique sont au rendez-vous, malgré des contraintes qui sont fortes, la hausse des prix des carburants, l'augmentation démographique, la croissance économique et des difficultés structurelles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Une révision de la PPE pour la période 2024-2028, qui a été votée en mars 2023. Ça, nous l'avons fait. Plus de 1000 logements rénovés dans le cadre du dispositif Aurélie, 1800 logements sociaux réhabilités, 70 000 points lumineux rénovés dans près de 240 communes. Ça aussi, nous l'avons fait. La modernisation des interconnexions avec l'Italie, les câbles Sarco et Sacoy,
qui ont permis d'exporter pour la première fois de l'énergie vers l'Italie, lorsqu'on avait des pics de production de renouvelables en Corse. Ça aussi, nous l'avons fait. Le développement des énergies renouvelables, où la Corse figure parmi les premières régions au monde en matière de puissance photovoltaïque par habitant, ça aussi, nous l'avons fait. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a négocié, vous l'avez rappelé, 200 millions d'euros avec la Première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, pour la rénovation énergétique et la décarbonation, rénovation des collèges et des lycées, rénovation des logements sociaux, sortie du gaz de ville, 200 millions, actés, ça aussi, c'est fait. Et d'ailleurs, sur ces 200 millions, 152 millions ont d'ores et déjà été inscrits, comme je l'ai annoncé dans la presse d'ailleurs, vous avez raison, en loi des finances 2026 pour accompagner la sortie de gaz sur Bastia et sur Ayache. Ce n'est pas fini. Je continue, si vous permettez. Une nouvelle centrale à Ayache pour remplacer 40 ans de pollution au fioul lourd. Vous avez combattu cette centrale, même avant moi, je pense, du VAD. Ça aussi, nous l'avons fait. Elle sera livrée en 2028 et elle fonctionnera au biocarburant. La conversion de la centrale de Luciane, nous l'avons votée. Elle est en cours. Biocarburant également, sortie des énergies fossiles. La STEP de San Paul, nous l'avons votée. Elle est en cours. Et le fameux décret de la PPE 2024-2028. Alors, ce fameux décret qu'on attend depuis 3 ans. À qui est la responsabilité? Qui signe les décrets? Nous, la PPE, on l'a voté en mars 2023. Ça fait 3 ans qu'on attend la signature d'un décret, et ce n'est pas faute de l'avoir relancé les différents ministres en charge de ce dossier depuis lors. Et donc, il ne incombe pas la responsabilité, elle n'est pas la nôtre, mais plutôt celle de l'État. Alors, sur ces différents points, vous considérez que c'est insuffisant. Moi, je considère que le bilan n'est pas si mal. Et puis, à terme, les Corses en jugeront. Je termine en vous rappelant que la prochaine période de la PPE, jusqu'en 2038, elle sera finalisée en fin d'année. Bien sûr, nous travaillons en temps masqué, même si le décret n'est pas adopté. Et elle sera adoptée avant 2028. On vise un objectif, en effet, d'1 giga de puissance d'énergie renouvelable, notamment du photovoltaïque. Et vous l'avez compris, nos responsabilités, la nôtre en tout cas, n'est pas d'entretenir les inquiétudes, mais d'accélérer la transition. La Corse n'est pas en crise énergétique, elle est enfermée dans un modèle de dépendance que nous sommes précisément en train de transformer. Ringraziabi. Ringraziabi. Allora, a domanda di Vapobru insieme ad Eisevata da Eveline Galoni d'Istria. Nanta l'insegnamente immersiu aveda Barula. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, les récentes déclarations de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au sujet des écoles immersives en Corse ont suscité une vive inquiétude et indignation. L'offensive de M. Blanquer contre le modèle immersif corse surprend, d'autant plus que les établissements similaires fonctionnent sous contrat avec l'État depuis des années dans d'autres territoires. Ces affirmations concernant les écoles immersives en Corse relèvent d'une méconnaissance profonde des réalités pédagogiques et d'une volonté délibérée de raviver des craintes d'un autre temps. Contrairement à ce qu'affirme l'ancien ministre, l'enseignement immersif n'est ni illégal ni inconstitutionnel dans son principe actuel. Si le Conseil constitutionnel a en effet censuré une partie de la loi Molac en 2021, le gouvernement lui-même a encouragé le modèle par une circulaire, toujours en décembre 2021, qui reste juridiquement encore insuffisante, mais qui pour autant reconnaît que l'enseignement immersif est une stratégie pédagogique valide. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les élèves seraient incités à dénoncer ceux qui parlent français relève d'une caricature sans fondement aux antipodes des pratiques réelles des écoles immersives qui reposent sur un environnement bienveillant favorisant l'apprentissage linguistique. Doit-on rappeler qu'historiquement, ce sont précisément les enfants corsophones qui ont été humiliés et sanctionnés au sein même de l'école de la République parce qu'ils parlaient spontanément leur langue maternelle? En outre, les études démontrent que les élèves issus des filières immersives obtiennent des résultats équivalents ou supérieurs à ceux des filières classiques en raison des bénéfices cognitifs du bilinguisme précoce. Dans un contexte où le français est massivement dominant, le modèle bilingue
paritaire, bien qu'utile, apparaît souvent insuffisant pour former de véritables locuteurs actifs de la langue corse. L'immersion constitue donc non pas un repli, mais une réponse nécessaire à l'enjeu de transmission et de survie de notre langue. Al di là di prosposti polemica di un anziano ministro, di proprio a piazza di lingua corsa in un spazio pubblico, in scuole e in lavene di nostra società, qui est directement mise in questione. Enfin, assimiler l'apprentissage d'une langue dite régionale à un quelconque séparatisme est une remise en cause inacceptable des familles, des enseignants et plus largement de notre identité culturelle en Corse comme ailleurs. Dans ce contexte, Monsieur le Président, pouvez-vous réaffirmer la volonté de la collectivité de Corse de développer, multiplier et généraliser les dispositifs immersifs et bilingues, non seulement dans le domaine éducatif, mais également dans l'ensemble des champs de la vie sociale, afin de garantir la pérennité et la vitalité de notre langue? En partant de là, pouvons-nous dresser un premier bilan d'étape du dispositif Paese e Città Immersivi? Pouvez-vous enfin rappeler à notre Assemblée les perspectives politiques afin de sécuriser juridiquement et définitivement l'enseignement par méthode immersive? A ringraziarvi. Allora, penso che c'è un'altra domanda nella lingua corsa e l'esecutivo del Presidente che risponde a due domande, d'accordo? Allora, di Veronique Pietri, per correre in fronte che c'è da parlare di noi, di lingua corsa. A ringraziarvi. Jo Presidente, o STC Educazione ha domandato poco fa un'udienza al primo ministro francese e annunciazioni per difendere scuola corsa. Questa situazione mette torna in risalto una realtà che noi conosciamo tutti qui, malgrado la sua efficacità e l'adesione che porta, l'insegnamento immersivo in lingua corsa ferma giuridicamente fragile, dipendenti da decisioni prese ora senza avere assicurazioni durevoli. Quando un anziano ministro dell'educazione parla di scuola mica legali e fuori dalla Costituzione e anche di cittadini che si denunziano, si vede che il problema non è mica pedagogico ma politico. È una vera offesa fatta ai nostri scuole, ai nostri cittadini e alla nostra lingua. Una di più, e soprattutto a prova di una conoscenza profonda dei nostri scuole e di una visione che continua a opporre lingua corsa e lingua francese. E da retto alle spiegazioni di Joey scorsi conferma un disprezzo per la lingua corsa e per i corsi. Lo Stato rifiuta il suo ruolo e continua a contestare i mezzi messi in piazza dalla qualità davanti al tribunale. Da qui parecchie domande si pongono. Prima, a chi nisemi di suo ricorso al finanziamento di scuola corsa fatto dal privato. Dopo, ripeto all'iniziativa di OSTC, la nostra Assemblea deve pigliare una posizione politica. Sarete pronta a proporre all'Assemblea un voto di una risoluzione di sostegno per dare un appoggio istituzionale forte a questa mobilizzazione? Abbiamo visto frattempo che una mozione è stata proposta dal vostro gruppo. Infine, siete oggi un riferente politico della collettività nella lingua corsa, un soggetto di primura. In prospettiva della vostra partenza della presidenza del Consiglio esecutivo, ci potete dire che continuità sarà assicurata nel cartolare della lingua e quali porterà domani la responsabilità di politica linguistica, anche se ho visto che normalmente, leggendo i giornali stamani, che normalmente potrà continuare a stuzzicare a questo soggetto. Vi ringrazio. A ringraziarvi. Allora, oggi il Presidente aveva la parola per rispondere a due domande. Vi ringrazio e vi ringraziamo assai a nome del Consiglio esecutivo per le vostre due questioni, che è la questione dell'insegnamento immersivo, dell'immersione linguistica e più globalmente di un statuto della lingua e di piazza della lingua, mica solo a scuola, ma in una società sana
è una questione di sicuro di primura per noi tutti e tutti e penso che l'abbiamo dimostrato attraverso il nostro engagement e i nostri voti, spesso all'unanimità, per una questione di l'immersivo, a cercare di rispondere in maniera corta per l'organizzazione del Consiglio esecutivo, BG Radio, con un sorriso non c'è mica a credere tutto ciò che è scritto nel giornale. Certe volte scopro anche io certe notizie che concernono il Consiglio esecutivo, ma di modo più serio. BG Radio che a lingua corsa continuerà a essere una primura maggiore, che contiamo di continuare di non la metodologia che abbiamo validato insieme, facendo lavorare il Consiglio esecutivo e all'Assemblea di Corsica di modo innovante e originale e cercheremo dunque a discutere in cui la Presidente dell'Assemblea di Corsica e in cui i gruppi dell'Assemblea di Corsica per trovare la maniera di funzionare a più utile e a più efficace, che è per l'organizzazione interna. Il secondo punto, la posizione del Ministro Blanquer si è visto che era una posizione caricaturale e poi lo stesso ha fatto due passi indietro quando ha visto che tutto il mondo si arrizzava contro la sua intervista, ma penso che non sta a fondo, al di là di esugualità che esistono forse, sicuramente, il ministro Blanquer faceva parte di sommi e donne politiche in Francia che non accettano mica le lingue detto regionali e che non accettano mica che i corsi vogliono parlare la sua lingua. E dunque l'ha detto di modo aggressivo, caricaturale, ha fatto un passo indietro, ma non sta a fondo. Penso che il governo non sta in stessa posizione perché c'è la rammenta che il bislinguismo è un scopo naturale, ma che su scopo in una società dove c'è una lingua che sopravviene all'altra, spesso lo scopo passa per l'immersione e se non avete mica una politica immersiva non avrete mai il bislinguismo. Dunque parlare di bislinguismo senza immersione, d'après me, è qualcosa un biais amica. Ensuite, je vais répondre en français parce que je souhaiterais aussi que ce que je vais dire soit entendu directement, notamment à Paris. Alors, je pourrais le dire en corse et je ne doute pas qu'il y ait des traducteurs de qualité, mais pour éviter toute perte de l'information, je vais parler en français, m'adressant à la fois aux représentants de l'État qui est en Corse, au-delà bien sûr, des élus de l'Assemblée de Corse et de l'ensemble des Corses qui nous écoutent, aux représentants de l'État en Corse et plus généralement au gouvernement. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect du statut de la langue corse et il y a l'aspect de la politique immersive et de l'enseignement immersif que nous souhaitons pouvoir continuer à mettre en œuvre, y compris de façon renforcée. Sur le statut de la langue corse, l'Assemblée de Corse a de façon constante affirmé sa volonté d'un bilinguisme progressif, réel et apaisé. Et elle a dit également que cette situation de bilinguisme ne pouvait être atteinte d'une part qu'à travers un statut d'officialité pour la langue corse et d'autre part, y compris dans le domaine scolaire, à travers une politique dite d'immersion linguistique. Donc cette position, elle a été validée à l'unanimité, comme nous avons validé à l'unanimité le fait que cette politique linguistique ambitieuse devait être respectueuse des droits de celles et ceux qui ne parlent pas l'une ou l'autre langue. Donc il y a un enjeu d'égalité entre les citoyens que nous avons intégré dans notre formulation, notamment celle de la déclaration politique solennelle qui a été votée à l'unanimité. Et je rappelle que les écritures constitutionnelles qui ont vocation à être débattues à partir du mois de juin devant l'Assemblée nationale et donc devant le Parlement sont libellées de façon à permettre, et c'est un accord politique très clair entre l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif et le gouvernement, donc l'État, elles sont libellées de nature à permettre à la fois un statut d'officialité pour la langue corse et un objectif de bilinguisme qui passe par l'immersion dans le domaine scolaire comme ailleurs. Donc il y a un enjeu politique très clair et vous avez raison
Madame la conseillère, de rappeler qu'au-delà des discussions techniques, la position de l'ancien ministre Blanquer est fondamentalement une position politique. Et nous aurons donc un débat politique au plus haut niveau de dimension constitutionnelle qui nous attend. Et je ne doute pas que l'Assemblée de Corse, dans la diversité de ses composantes, de ses expressions politiques, mais soudée autour d'une délibération qui, sur la langue corse, a été votée à l'unanimité, je ne doute pas que nous saurons lui donner les moyens de convaincre la représentation nationale sur ce point, comme sur l'ensemble du projet de révision constitutionnelle et donc du statut d'autonomie. Donc ça, c'est pour la vision globale. Et je tiens à le dire très clairement, il n'y aura pas, et il ne peut pas y avoir, de bilinguisme réel et d'enseignement immersif totalement sécurisé sans révision constitutionnelle et sans statut d'autonomie. Donc, si on croit au bilinguisme et si on croit à l'immersion, il faut se battre pour une révision constitutionnelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour parler très directement de l'enseignement immersif dans l'enseignement public et à travers l'enseignement associatif. Je dirais de façon très solennelle aussi que pour nous toutes et nous tous, je pense qu'on peut le dire, puisqu'on a tous réagi de la même façon, au-delà des sensibilités différentes, et on a tous voté de la même façon, y compris lorsqu'il s'est agi de soutenir le recteur sur l'immersif, notamment dans l'enseignement public, et de soutenir Scola-Gours à travers la subvention qui a été votée à plusieurs reprises par l'Assemblée de Corse. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, très clairement, c'est que l'enseignement immersif en Corse est menacé. Et il est menacé à très court terme. D'abord, parce que le développement de l'enseignement immersif dans l'enseignement public doit beaucoup au volontarisme du recteur Rémi Paolini, dont nous avons en permanence souligné les qualités et l'engagement bien au-delà de l'enseignement de la langue corse, puisque l'enseignement de la langue corse fait partie pour lui d'une vision plus globale qui a été présentée dans le cadre du projet académique que nous avons toutes et tous soutenu et dont nous avons souligné la qualité. Je dis très clairement que si demain le recteur devait s'en aller, et je souhaite bien évidemment que ce ne soit pas le cas, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, je pense que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, comme nous l'avons déjà fait lorsque son départ avait été évoqué, pour qu'il reste, parce qu'il est un facteur humain et politique et administratif important de consolidation et de renforcement de la qualité du système éducatif en Corse. Donc si demain le recteur Paolini devait partir, rien ne dit que son successeur ou sa successeur aurait la même politique. Et donc aujourd'hui, rien n'est gravé dans le marbre dans l'enseignement public concernant l'enseignement immersif. Deuxième point, non seulement de vigilance, mais d'alerte absolue, et je pèse mes mots, Scola-Gours est aujourd'hui en danger de mort. Et Scola-Gours a eu un rôle, et continue d'avoir un rôle important, d'aiguillon et de locomotive pour l'enseignement immersif dans l'ensemble du système éducatif. Si Scola-Gours a pu naître, se développer, convaincre, se renforcer, c'est grâce d'une part, et au premier chef, à travers le volontarisme et la compétence, y compris la compétence pédagogique de celles et ceux qui ont œuvré à cette démarche associative et qui ont convaincu non seulement les parents d'élèves et les familles, c'était le point décisif, mais également l'ensemble de l'écosystème politique et administratif de la qualité de leur démarche. Et ça s'est traduit, d'une part, par des votes à l'unanimité de l'Assemblée de Corse pour voter une subvention qui a permis à l'association de se développer. Et ça s'est traduit aussi, et je le rappelle avec force, par la contractualisation qui a été obtenue de façon anticipée par rapport à la règle de droit commun. La contractualisation avec le ministère de l'Éducation nationale, qui est une reconnaissance de la qualité pédagogique de la démarche Scola-Gours. Sauf qu'on est dans une démarche qui est totalement inaboutie au plan juridique et au plan budgétaire. Et vous l'avez rappelé, mesdames les conseillères territoriales, l'une et l'autre, dans votre question. Premièrement, la subvention qui a été versée
par la collectivité de Corse est contesté devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, le droit administratif positif tel qu'il est interprété, et c'est sûrement une interprétation qui sera validée par la juridiction administrative si on va au bout du contentieux, considère que la collectivité de Corse ne peut pas, dans le cadre de ses compétences, financer Skolagours. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un veto administratif. Et je rappelle aussi que la Chambre régionale des comptes a très probablement fait un article 40 en considérant, comme ma qualité de président du conseil exécutif, exécutant la délibération votée à l'unanimité et en versant la subvention, qui est la condition sine qua non du fonctionnement de Skolagours, j'ai procédé à un détournement ou j'aurais procédé à un détournement de fonds publics. Donc non seulement il y a un risque de sanction administrative, mais il y a même un risque de poursuite pénale. Alors je vais vous le dire très tranquillement, moi je n'ai pas dans une logique de surenchère, mais s'il faut aller devant une juridiction pénale pour avoir versé une subvention à Skolagours en application d'une délibération à l'unanimité de l'Assemblée de Corse, j'irai volontiers devant la juridiction pénale. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de dormir, même si je préférerais l'éviter. Mais je l'assumerai, parce qu'à un moment donné, si on est confronté à une loi qui est injuste, eh bien, il faut faire évoluer la loi et non pas l'appliquer au détriment de ce qu'on considère être des enjeux fondamentaux. Mais moi, je ne veux pas être dans une logique, et je pense que nous sommes toutes et tous en même position, dans une logique de surenchère, dans une logique rupturiste ou dans une logique de non-respect du droit. Et donc, il faut que le droit évolue. Et on revient à l'enjeu de révision constitutionnelle. Alors, le STC s'est mobilisé, tant mieux, nous le soutiendrons. Skolagours se mobilise, je crois, et je sais que l'association a demandé à être reçue par les différents groupes de l'Assemblée de Corse dès cette session, et le Conseil exécutif la recevra aussi, bien sûr. Des motions ou une motion unique, nous n'aurons, je pense, sans préjudice des débats de l'Assemblée de Corse, aucune difficulté pour l'obtenir, mais pour vous montrer combien nous sommes dans une forme politique et juridique inaboutie. D'un côté, on accorde la contractualisation, et de l'autre, d'un côté, on accorde la contractualisation, ce qui veut dire qu'on reconnaît la qualité pédagogique de la démarche de Skolagours. On accorde également 2 postes supplémentaires, ce qui, sur une enveloppe globale dédiée aux enseignants, aux langues dites régionales, ce qui est une traduction de la volonté de soutenir Skolagours, mais ces 2 postes ne correspondent qu'à l'extension du périmètre de l'enseignement qui est proposé. Et ça veut dire que les 11 postes qui sont le socle de ce que fait actuellement Skolagours, aujourd'hui ne sont pas financés par l'État. Et que dès lors, on n'a pas d'autre choix, nous, dans une enveloppe globale où Skolagours a fait évoluer son modèle, y compris en demandant des contributions plus importantes aux parents, en sollicitant l'aide de tiers, et notamment d'entreprises, etc. Mais ça veut dire que pour que Skolagours continue, dès lors que l'État ne veut pas financer les 11 postes, on va être obligé de, sous réserve du vote de l'Assemblée, de continuer, ce qui n'est pas notre vocation première. Et désormais, il faut aller au bout du processus de normalisation, il y a une contractualisation, il faut faire prendre en compte, mais on nous renvoie, une fois encore, à des quotas qui sont des quotas nationaux, pensés à l'échelle de la France. Et donc, si on considère que la Corse, territoire insulaire, avec une révision constitutionnelle, avec une langue qui a la place que nous voulons lui consacrer, avec un statut, eh bien, on revient au statut d'autonomie et au vote qui nous attend. Ou sinon, on n'arrivera pas à avoir une réponse pérenne. Donc, mobilisation, plus que jamais, combat pédagogique, combat politique, combat de dimension constitutionnelle à partir du mois de juin. Je précise, enfin, Boudoui qui est piadua decisione in commissione permanente organisazionale di riceve i presidenti di gruppo domani a un'ora e mezzo Uguleti e Skolagours. Ecco. Dunque, ora è mabassa a estrade e a questione, a domanda bocca da essere fatta da
11 sauf une, et c'est Christelle Combette qui va s'exprimer sur les infrastructures routières. Et Jean-Félix Aquaviva, je pense, président de l'Office des transports, qui répondra. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, lors d'une communication à la presse en date du 25 avril 2025, vous avez fait le point sur les différents travaux engagés dans le secteur du Grand Ajaccio, notamment dans le domaine routier, et plus précisément sur les opérations suivantes: la pénétrante nord-est Ajaccio, la 2x2 voies du giratoire de la Gravonne et le barreau de liaison à Latte-aux-Lorette, dont la concertation publique s'est quand même déroulée il y a déjà 6 ans. Tous ces projets figuraient dans la PPI routier présentée en 2017. Au cours de cette communication, le maire d'Ajaccio a officiellement appris l'abandon du projet de dénivellation ou de la passerelle de Bodičoň, et ce pour des raisons financières et budgétaires. Alors, je rappelle à notre Assemblée que cette infrastructure était un élément quand même important de la pénétrante nord-est d'Ajaccio, dont vous annonciez en avril 2025 toujours la notification des marchés et le début des travaux. Hormis quelques terrassements mineurs, force est de constater que ce chantier est loin du commencement d'exécution avancée. Tout récemment, le quotidien régional s'est fait l'écho des prochains travaux de la passerelle du giratoire de Tragone, du boulevard urbain de Luciani et du giratoire de Casamotz. Ainsi donc, il y aurait encore des passerelles promises en 2017 qu'on abandonnerait en 2025 et des passerelles promises en 2021 qu'on réaliserait dès 2026. Des projets giratoires adoptés en 2025 et qui débuteraient un an plus tard. Donc, la passerelle de Bodičoň figurait au PPI 2017 avec un prévisionnel de réalisation entre 2018 et 2019. Le bilan du PPI en 2025 reconnaît son abandon parce que 16 millions d'euros était un montant que vous avez jugé trop important. Et Moultard devait être réalisé pour un montant de 14 millions. Il y a donc 2 poids, 2 mesures. Vous avez fait le choix qui dédie vos engagements en 2017. Alors, monsieur le conseiller exécutif, la fable du rattrapage historique entre Ajaccio et Bastia a bien vécu. Donc, ma question est simple. Pouvez-vous nous faire un point précis avec un calendrier sincère sur les 3 projets que je viens d'évoquer et qu'il convient urgemment de réaliser? Il en va quand même de la desserte routière du pays ajaccien, où vivent et travaillent un tiers de nos concitoyens. Et il en va aussi du respect de la parole donnée devant notre Assemblée. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président exécutif, cher conseiller exécutif, Madame la conseillère, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriales et territoriaux. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, comme nous avons déjà été, mais visiblement, nous n'avons pas encore réussi à avoir un terrain d'entente. Néanmoins, la politique, c'est aussi d'apprendre le temps et d'échanger pour avoir ces terrains d'entente. En 2015, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, donc, la situation des infrastructures routières sur Ajaccio était très mauvaise. Quelles en étaient les raisons? Absence de stratégie globale, donc un hôpital et un collège enclavés par exemple, vous le savez. De très faibles investissements consentis sur les temps longs par les différents maîtres d'ouvrage, dont les collectivités territoriales de l'époque et le CD2A de l'époque. Abandon de la rocade par la ville. Pas d'investissement ou très peu de la CTC de l'époque, de la CD2A, dont en 2015. Je vous laisse donc regarder qui avait été aux responsabilités, notamment de 84 à 2015. Alors qu'effectivement, à l'époque déjà, en 2015, cette ère connaissait, comme elle connaît aujourd'hui, une explosion démographique qui conduisait à un accroissement des flux saturant déjà le réseau à l'époque. À la fin 2015, soit 13 ans après le démarrage du PEI, qui était co-géré collectivité territoriale État, 13 ans après le démarrage, PEI dont le montant prévisionnel consacré aux routes était globalement de plus d'1 milliard d'euros. Aucun projet routier, je dis bien aucun projet routier, sur le Grand Ajaccio n'avait été présenté par le COREPA, dans le COREPA. D'ailleurs, la plupart des dossiers routiers évoqués dans les schémas de 95 n'étaient pas du tout prêts, ni en termes d'études opérationnelles, ni en termes d'études techniques, et encore moins donc
en termes de demande d'autorisation environnementale et foncière. Donc la fable, elle devient réalité à partir de 2016. C'est à partir de 2016, et je me rappelle d'ailleurs d'une réunion avec évidemment l'appui et la coordination avec le président exécutif, avec notamment l'ancien maire d'Ajaccio, M. Laurent Marcange, et y compris son directeur de cabinet, dans leur bureau, où nous annoncions, après passage à l'Assemblée de Corse, ici ensuite, non, avant passage à l'Assemblée de Corse, le dialogue préalable, que nous décidions que la dernière tranche du PEI, de l'époque, puisque la dernière tranche, a été consacrée au Grand Ajaccio pour un montant de 80 millions d'euros, soit 80% du volume routier sur l'ensemble de cette enveloppe, qui était porté à l'époque à 98 millions d'euros, c'est ce qui nous restait à consommer, avec les derniers dossiers présentés lors du dernier COREPA relatif au PEI. Donc sans attendre la fusion, l'exécutif de la collectivité territoriale de l'époque, de 2015, a retenu d'ailleurs des opérations du CD2A et fait bénéficier aussi le PEI pour achever enfin la rocade qui est abandonnée en 1984. Donc 84-2016, 32 ans sans que la rocade soit digne de ce nom, nous avons fait inscrire le PEI la rocade et nous l'avons réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse. Donc les études opérationnelles ont été lancées pour régler les principaux sujets ajacciens, parce qu'il n'y avait pas de dossier technique, il n'y avait rien, dossier vide, non traité depuis le schéma routier 95, notamment l'accessibilité depuis l'Est que vous évoquez. Malheureusement, sur le temps long, on voit bien que les retards, on les paye et on fait en 10 ans, on essaie de rattraper en 10 ans ce qui n'a pas été fait en 35 ans. Donc les réalisations de la CDC sur l'aire urbaine ajaccienne, il faut bien quand même rappeler ce qui a été réalisé. Donc aujourd'hui sur le routier, c'est 221 millions d'euros réalisés ou programmés. 221 millions d'euros, là je ne parle que du routier, puisqu'après on pourrait rajouter le ferroviaire et le portuaire. Sur les 221 millions d'euros, vous avez 107 millions d'euros qui ont été payés, réalisés, je vais les évoquer, et les autres qui sont en cours de programmation, je vais les évoquer. Bon, on peut évidemment rappeler ce qui a été réalisé, la rocade d'Ajaccio, pour un montant de 12 millions d'euros hors taxe au titre du PEI, maîtrise d'ouvrage totale de la collectivité de Corse. La dénivellation, bien sûr, du carrefour de la Gravone, ex-Cordis, qui a été livrée en 2023 pour 13,5 millions d'euros. Et puis, nous avons aussi des investissements majeurs sur l'agglomération qui permettent une montée en puissance, parce qu'il faut bien sûr rattrapage des mobilités douces et actives, la voie verte des Sanguinaires, les bandes cyclables depuis Mezzane jusqu'au cœur de ville, la voie verte de l'Amirauté, la voie verte de Saint-Joseph, la voie verte d'Ajaccio à Basteligaccio, piste nouvelle de 6 km de Saint-Joseph au pont du Prunet, la réfection de la XRD 211 route de la Sposada, la requalification de la XRD 11B et 111B par Capuiveno. Grâce à ces nouvelles infrastructures et en agissant aussi sur les comportements avec d'autres maîtres d'ouvrage et les services, on peut donc considérer que la congestion d'Ajaccio est en train malgré tout d'essayer d'être améliorée, même s'il faut aller encore plus vite. Montant total, donc 220 millions d'euros, 44% financés dans le cadre du PEI et 26% très probablement inscrits au PTIC, puisque nous avons déposé les dossiers. Donc je rappelle quand même les listes des opérations réalisées. RT20, traverse de PR et au PEI, travaux de la rocade, je l'ai évoqué, travaux en cours sur la RD 72 de la Caldanic, travaux de la route de la Sposade, je l'ai évoqué, travaux de la route de Capuiveno, dénivellation du giratoire de la Gravone, route des Sanguinaires au FEDER, FMA et PEI, giratoire de la Balisaccia, travaux entre Balisaccia, Picchio, Picharossa, Vulpaia et Listincone, au PEI aussi, grâce à notre demande, et les voies vertes évoquées. Concernant les 3 opérations évoquées, donc la pénétrante est financée à hauteur de 45 millions d'euros dans le cadre du PEI. Les marchés de travaux de la section entre Bodiccione et Stiletto sont notifiés et les travaux ont récemment débuté par la pose des clôtures. Par ailleurs, les travaux de débroussaillage et pose de clôture se poursuivent sur le secteur entre Stiletto et Monsantagno. Et la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales à Bodiccione accuse du retard en raison de la découverte de la présence de matériaux de déchets et de chantiers anciens sur le terrain communal. Il est également rappelé que la dénivellation du giratoire que vous évoquez n'est pas du tout abandonnée, mais reportée. Nous n'avons jamais abandonné, nous reportons tout simplement parce que nous voulons rester dans l'enveloppe initiale des 45 millions d'euros hors taxes financés par le PEI et que nous redéposerons en bon gestionnaire un dossier pour cette dénivellation en temps utile, parce qu'il y a un surcoût global, effectivement de 16 millions d'euros. Nous ne sommes pas adeptes d'assumer des surcoûts sans recettes nouvelles. Chacun regardera sa façon de gérer. 45 millions d'euros financés au 78% au PEI, nous les assumons et nous redéposerons PTIC, la dénivellation qui aura bien lieu en bon père de famille pour éviter d'augmenter la fiscalité, faire en sorte que cet ouvrage ait lieu. C'est, il me semble, en bonne transparence que nous réalisons ça, nous l'avons déjà évoqué ici. C'est inscrit au PPI de 26-30 avec des crédits de paiement dès 26
donc qui est bien écritement 26, 27, 28, 29, vous l'avez adopté, et bien sûr, comme les autres ouvrages. Donc, je rappelle quand même que cette opération fait l'objet d'un diagnostic archéologique. Ces diagnostics n'ont pas pu être finalisés récemment en raison des sols saturés en eau dues aux pluies importantes, donc ils vont reprendre maintenant. Il convient, je parle toujours de la pénétrante, également de noter que les contentieux sur les arrêtés d'autorisation de travaux qui ont été gagnés par la collectivité de Corse et la venue très tardive du juge de l'expropriation sur le site, audience de visite du 11 mai 26, n'ont malheureusement pas permis, malgré nos volontés, d'accélérer la programmation des travaux qui va reprendre maintenant et qui reprend actuellement. Donc elle va bien se poursuivre, 26, 27, 28, 29 et 30, pour se terminer. Elle comprend notamment la dénivellation du giratoire de Silette, le viaduc sur Cavallo-Mourte et la voie nouvelle entre Silette et Caldanic. Sur la mise à 2 fois 2 voies du giratoire de la Gravone et à Mezzane, le dossier d'enquête publique a été déposé auprès des services de l'État pour instruction. L'ensemble des avis ont été recueillis. Seul l'avis du Conseil national de protection de la nature est défavorable pour l'heure, puisqu'il préconise d'augmenter la compensation environnementale. Ce sont des sujets que je pense que vous connaissez aussi en maîtrise d'ouvrage. Les compléments au dossier d'enquête sont en cours et doivent être finalisés courant de l'année 26 pour relancer la procédure d'enquête publique. Elle est bien intégrée, cette opération, au PPI 2630 sur la base d'un financement au titre du PTIC, donc sécurisé en crédit de paiement et en recette PTIC, et elle est liée à l'obtention des autorisations administratives et réglementaires. Nous sommes dessus et nous attendons. Je rappelle aussi que nous portons également le projet de sécurisation du carrefour entre la RT20 et la RD1 du carrefour de Coutoli, puisqu'on a purgé les procédures d'examen au cas par cas, déclaration au titre de la loi sur l'eau, autorisation de destruction d'espèces protégées, et là aussi toujours inscrit au PPI. Concernant Ajaccio vers le Vitou, la rocade, si la concertation publique s'est déroulée il y a 6 ans, la collectivité a constitué durant ce laps de temps l'ensemble des dossiers réglementaires et les dossiers environnementaux. Nous sommes contraints évidemment par ces logiques. Pour la toute première fois, cette opération a fait l'objet d'un dépôt de dossier d'enquête publique auprès des services de l'État pour instruction en date du 15 avril 26, ce qui est une étape cruciale, jamais atteinte jusqu'à présent. Donc cette opération est bien programmée dans le cadre de le PPI 2630 et il convient également de noter que cette opération s'accompagne de la création du barreau routier entre la rocade d'Ajaccio et la route d'Alate pour désengorger la route d'Alate. Ça fait l'objet d'ailleurs de la délibération obtenue en octobre 25. Nous sommes bien donc dans la mise en œuvre du PPI 2630 réadapté tel que cette Assemblée l'a voté. Ces opérations sont irréversibles et 221 millions d'euros sur le routier, 107 millions d'euros payés réalisés. Je pourrais rajouter 27 millions d'euros dans le ferroviaire avec la rénovation des haltes qui ont été faites, la gare d'Ajaccio rénovée. Je pourrais rajouter la Marconague. Globalement, bon an, mal an, on est sur ferroviaire route, 137 millions d'euros déjà payés et réalisés sur le Grand Ajaccio, déjà payés, réalisés, programmés, entre voies vertes et tout ce que je viens d'évoquer. Et le reste se poursuit et est engagé de manière irréversible. Oui, le rééquilibrage est en cours. Et oui, malheureusement, nous aurions aimé qu'avant nous, il y ait eu un début d'études techniques, nous fasse aller un peu plus vite. Mais malheureusement, il faut savoir aussi avancer avec les éléments que nous avions eus en notre possession. Je vous remercie. Madame la Présidente, juste une chose. Monsieur... Non, on ferme à biu tempo, mi scuso. Pardon? J'ai le droit de répondre. Non, vous avez épuisé votre temps. Excusez-moi, je pense que tout à l'heure, d'autres de mes collègues Oui, mais moi aussi, je les vois à l'écran derrière les temps. Hein. Je ne suis pas... Je pense que tout le monde, effectivement, a répondu. Monsieur le conseiller exécutif aussi a pris le temps de répondre et peut-être un petit peu plus que ce qui lui est accordé. J'en ai pas pour longtemps. Alors je voulais non, juste... je vous interromps. Vous avez dépassé le temps. D'accord, je suis désolée. je saurais le rappeler. Merci. Alors, Emma continua in cui a domandato cananta carte scolaire en Corse presentata da Saverio Lugiani. Mr. Massin. Ringraziarvi. Un préambule quand même, en la position de parti, je voulais, avant de m'adresser à la conseillère, dire que je souscris complètement à ses propos quant à l'immersion. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Mais je veux dire aussi que j'ai entendu ici que le corse était une langue régionale. Le corse n'est pas une langue régionale, c'est une langue nationale. Je dis pour tout le monde qu'il n'y ait pas d'équivoque. Je pense que là-dessus, on est quelques-uns à le penser, j'espère. Et deuxièmement, vous dire que je veux saluer quand même ici, parce que les chiffres n'ont pas été cités, mais il y a des chiffres importants. Il y a à peu près 110 enseignants qui enseignent en immersif en Corse aujourd'hui, entre le public et le privé, et il y a pratiquement 2000 élèves en immersif. Donc moi, je pense à eux aujourd'hui parce que c'est important, même quand je parle de carte scolaire, et vous le savez. Donc, Madame la conseillère, je m'adresse donc à vous par rapport à cette question. La dernière carte scolaire, vous l'avez remarqué,
vous êtes impliqué d'ailleurs, je le souligne, dans le premier degré comme dans le second, a suscité, je parlerai au passé composé, une inquiétude forte et largement partagée sur l'ensemble du territoire corse, aussi bien dans le rural que dans l'urbain, entraînant des mobilisations importantes des populations concernées, des élus et des parents d'élèves, bien sûr, et de l'ensemble carrément de la population. La loi de finances 2026 aura donc supprimé 4032 postes pour la prochaine rentrée scolaire, sans parler donc du fait que ça touche évidemment de manière très dure, y compris notre pays. Le constat est clair, malgré une baisse démographique dans le premier degré de moins 405 élèves pour la rentrée 2026 et de moins 199 donc dans le 2A, 206 dans le 2B, elle était connue, cette baisse démographique, elle a été même anticipée. Des choix opérés se sont traduits par des suppressions de postes, des fermetures de classes et une dégradation, qu'on le veuille ou non. Et en tant qu'enseignant, je pense que c'est clair, une dégradation progressive des conditions d'enseignement. 11 postes dans le premier degré et 11 postes dans le second. Cette baisse démographique est désormais actée de manière structurelle par la DEPP, je précise, la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, moins 1,5 million d'élèves d'ici 2035. Monsieur le Président, 2035 est une date importante de référence à l'échelle de la France. La Corse, qui risque d'être impactée dans une fourchette allant quand même entre 12 et 20%, selon les deux départements, devra donc s'attendre à d'autres mesures coercitives pour les années à venir. C'est en ce sens que nous posons bien sûr cette question, parce qu'il faut, je crois, anticiper à tous les niveaux. Dans le premier degré, de nombreuses écoles, notamment dans le rural, sont fragilisées et remettent en cause donc même l'équilibre territorial et l'accès à tous à un service public de proximité. Dans le second degré, les dotations restent sous tension, ce qui limite les dédoublements, les options et les dispositifs d'accompagnement, pourtant essentiels à la réussite des élèves. Dans les deux cas, au-delà d'une dégradation évidente en termes de taux d'encadrement, l'une des conséquences dommageables à très court terme, c'est d'abord le projet éducatif Scola 2030, déployé par monsieur le recteur d'académie. Et au regard donc des moyens et des objectifs qui sont déployés dans ce plan, qui ont rencontré une adhésion quasi complète, en tous les cas certaine, de la part de la classe politique, des enseignants et de la population en général, ces suppressions de postes entraîneront également des difficultés dans la mise en œuvre et la généralisation de la stratégie d'enseignement à la fois linguistique, bilingue et immersif. Les chiffres sont parlants, des moyens en baisse, des marges de manœuvre réduites et des classes qui peuvent se retrouver sous tension dans plusieurs établissements. Résultat, la gestion comptable savamment habillée, pour ne pas masquer les réalités concrètes pour les équipes pédagogiques et les élèves, à savoir une offre éducative inégalement en se restreignant, c'est en quelque sorte l'eau commun, rentrée scolaire après rentrée scolaire. Dans ce contexte, une question centrale se pose. Quelle est aujourd'hui votre position face à ces décisions qui sont pour le moins subies et unilatérales? Alors que notre Assemblée revendique par ses luttes et par son histoire davantage de compétences et de responsabilités, votre silence, sur le plan général, je précise, non pas sur le plan local, ou votre faible visibilité sur ces arbitrages interroge. Je crois qu'il y a besoin, ce n'est pas dans le texte, mais je l'ajoute, besoin d'une impulsion beaucoup plus forte en termes de rapport de force pour justement négocier. La collectivité ne peut pas se limiter à un rôle d'observation pendant que les décisions structurantes pour l'école en Corse sont prises unilatéralement par l'État, à Paris et surtout à Bercy. Donc, je précise qu'il y a eu des votes de CDEN. Moi, j'ai voté radicalement contre, comme d'habitude, parce que je pense que s'abstenir, c'est un recul devant le défi qui se pose à la Corse. Donc, quelle démarche engagez-vous? Et je vous précise quand même au préalable que nous vous soutiendrons dans la mesure où elles répondent, bien entendu, à nos aspirations. En amont, donc, quelle démarche engager en amont pour que nous ayons des moyens pour l'école corse qui soient en rapport avec le plan Scola 2030. À l'heure où les pendules semblent sonner de nouveau l'heure de l'autonomie,
Entendez-vous porter la revendication d'un statut dérogatoire en matière éducative, prenant en compte des spécificités de notre territoire insulaire? Êtes-vous prêt donc à exiger dans notre temps une véritable cogestion de la carte scolaire? Et j'y intègre, et je sais que vous êtes sensible, la question du calendrier scolaire, afin que la Corse ne subisse plus des décisions prises sans concertation réelle en amont et à son insu. Vous le savez, je l'ai déjà écrit, tous les comptes, y compris ici, ne sont pas mathématiques. L'enjeu est majeur. Il ne s'agit pas simplement d'une gestion administrative de la question, mais de garantir l'égalité des chances, la qualité du service public d'éducation et l'avenir de la jeunesse de ce peuple. Merci. Ringraziavi. Allora, qual è che da risponde? So io se Lauda Guidici. Avete la parola. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour votre question, et vous l'avez dit, qui touche à un enjeu essentiel, celui de l'avenir de notre jeunesse, de l'égalité des chances et de la capacité de notre île à disposer d'un service public d'éducation qui réponde réellement à ses besoins et à ses spécificités. La collectivité de Corse partage pleinement les inquiétudes exprimées quant à l'évolution de la carte scolaire, quant aux suppressions de postes annoncées et aux conséquences qu'elles entraînent sur les conditions d'enseignement, l'équilibre territorial et la continuité du service public. Le cadre institutionnel dans lequel nous agissons est clair et vous le savez. Dans le premier degré, les décisions relèvent de l'État et des communes. Dans le second degré, la collectivité de Corse exerce des compétences importantes en matière de localisation des établissements, de capacité d'accueil, d'hébergement et de définition des secteurs scolaire, tandis que le rectorat conserve la compétence d'ouverture et de fermeture des classes. Ce cadre, nous nous y adaptons, mais il ne saurait justifier une approche strictement comptable, déconnectée des réalités insulaires. La suppression de 22 postes, vous l'avez dit, dont 11 dans le second degré, est présentée comme une conséquence mécanique de la baisse démographique. Or, une diminution de 277 élèves dans le second degré représente en moyenne 6 élèves par établissement, un chiffre qui ne peut à lui seul justifier une contraction aussi brutale des moyens. Nous refusons que la démographie devienne un prétexte pour affaiblir les écoles rurales, réduire les dédoublements, limiter les options ou même fragiliser la mise en œuvre du projet Scola 2030 qui constitue un pilier de la politique linguistique et éducative de l'Académie de Corse. Les tensions observées récemment en Cismonte l'ont montré. Vous étiez mobilisés avec plusieurs élus, notamment les services, les familles et les équipes pédagogiques. La mobilisation a permis de maintenir notamment l'école de Huario et je pense qu'on en est là sur une illustration forte. Défendre une école, c'est défendre un village, mais aussi un avenir. Dans le cadre de nos compétences, nous avons engagé une révision partielle et progressive de la sectorisation. Elle se déploie en 2 temps. Premier temps, une réponse ciblée aux situations les plus urgentes, notamment dans les établissements sous tension du Cismonte. Et deuxièmement, une révision globale à l'horizon 2030, fondée sur une analyse territoriale multicritère, intégrant les projections démographiques, les capacités d'accueil, les projets d'investissement, les temps de déplacement, les orientations du PADUC, la mixité sociale et aussi l'équilibre territorial. Ce travail a été officiellement lancé fin mars lors d'une réunion réunissant nos équipes avec les services académiques. Il marque le début d'un cycle de travail rigoureux, structuré et concerté. Nous avons également proposé une convention de partage de données avec le rectorat afin de garantir une transparence totale. Je rappelle que le Code général des collectivités territoriales prévoit explicitement que la collectivité de Corse arrête chaque année la structure pédagogique des établissements du second degré et que l'État doit lui communiquer les moyens qu'il entend attribuer à l'Académie. Nous veillons d'ailleurs à ce que ces dispositions soient pleinement mises en œuvre. La politique en Corse, la politique éducative, ne peut être pensée sans sa dimension linguistique et culturelle. Le programme Scola 2030 constitue un levier majeur pour la généralisation du bilinguisme et le développement de l'enseignement immersif. Autre pilier de la politique linguistique et éducative, et je me devais d'en parler même si le Président a répondu tout à l'heure aux 2 questions orales, l'association Scola Gourse poursuit son développement avec plus de 200 élèves accueillis en 2025. Son rôle structurant dans le déploiement d'un parcours immersif et éducatif est désormais reconnu dans un contexte où la langue corse est qualifiée d'enjeu linguistique vital pour l'avenir de la Corse, selon la motion adoptée par le CESEC favorable à la contractualisation généralisée de Scola Gourse. Je salue d'ailleurs la présidente présente en tribune.
Enfin, la question que vous posez renvoie à un enjeu plus large, celui de la gouvernance éducative. Le président du Conseil exécutif l'a rappelé à plusieurs reprises, l'autonomie n'est pas un slogan, mais un outil au service de l'efficacité, de la justice et de l'adaptation aux réalités insulaires. Dans le domaine éducatif, cela signifie sortir d'un modèle où la Corse subit des décisions françaises standardisées et aller vers un cadre normatif spécifique permettant de prendre en compte la ruralité, l'insularité, la langue corse, les dynamiques démographiques et les besoins de chaque territoire. Les travaux engagés dans le cadre du processus d'autonomie prévoient d'ailleurs un volet éducatif dédié qui ouvre la voie à une véritable capacité de co-construction, voire de gestion autonome des politiques éducatives. Nous n'avons jamais été silencieux, nous n'avons jamais été passifs, nous avons agi, nous agissons et nous continuerons d'agir. Notre démarche est claire, défendre les moyens de l'école en Corse, protéger nos établissements, garantir l'égalité des chances et construire une gouvernance éducative adaptée à notre pays. Nous avons posé les bases d'un dialogue exigeant mais constructif avec l'État et le rectorat. Nous avons engagé une planification éducative à moyen et long terme. Nous portons une vision claire, celle d'une Corse qui ne se contente plus d'adapter des décisions venues d'ailleurs, mais qui construit ses propres politiques éducatives au service de sa jeunesse et de ses territoires. Je vous remercie. Allora, oggi c'è una domanda che è fatta da Marie-Claude Branca per correre in fronte per il rispetto del diritto di corsi a lavorare, scusate, permette di lavorare, ma sono d'accordo per lavorare di no, non ti so dare, avete la parola. Dopo parecchi mesi, a distanza dell'impiego paesano al centro di detenzione di Casabianda, pone problema. Ci sono tutte azioni di mobilizzazione, di sensibilizzazione, conferenze stampa, a quale hanno partecipato associ, organizzazioni politiche, personalità, per pugnare di far valere il diritto a poter campare e lavorare in terra nostra. Sarebbe troppo lunga qui di descrivere tutte le difficoltà di un agente di suo centro e di sua compagna, ma ci vuole sapere che dopo un mese e mese di mobilizzazione, la giustizia ha dato ragione all'impiegata rispetto alla direzione penitenziaria. I suoi diritti sono stati finalmente riconosciuti, ma non sono ancora applicati per un momento. Ma vale, su direttori, dopo essere preso a donna, si impida al suo compagno. Difatti, mettendo in ballo un dispositivo medicale e amministrativo, pugna di metterlo fuori. Quindi no, malgrado i controlli e le inchieste medicali presentati dall'avvocato, il direttore non vuole riconoscere il diritto al traslado di agenti. Su direttore, che per noi è uno dei più esercitati in Corsica, e incunido l'amministrazione francese della penitenziaria appiegano una politica di scorzizzazione dell'impiego. Pardon. Scusate. In 1998, in una settantina, quasi tutti gli impieghi erano paesani. Oggi i corsi non sono manco una decina. I nostri domande sono chiare. Chi contenti di va di fronte a questa ingiustizia per far valere il diritto ai corsi di campare e lavorare in terra sua? Chi contenti di va per rimettere in corso il patrimonio paesano maestrato 1500 ettari di un dominio soprannominato prison a cielo aperto, in cui nessun prigioniero politico corso non è potuto mai andare. Vi ringrazio. Ringraziabi e normalmente il Presidente dell'Esecutivo che va a rispondere. A già rispondo appena come Caton l'Ancien dell'Enda Carthago, il faut détruire Carthage, l'autonomie, l'autonomie, l'autonomie. Et j'irai Boga. Donc sur cette question particulière, d'abord la situation d'agents qui sont effectivement dans un conflit
durable avec leur administration de rattachement. Rappeler que le Conseil exécutif s'est saisi de ce dossier dès lors qu'il y avait un enjeu d'équité, que j'ai, au nom du Conseil exécutif, multiplié les démarches, y compris auprès des différents ministres concernés. De la même façon, les députés Aquavive à l'époque, Michel Castellagne, le sénateur Paul Toussaint Parigi, pour ce que je connais des démarches parlementaires, ont saisi le ministère de la Justice et ont notamment demandé que le garde des Sceaux reçoive le syndicat et que ce dossier soit traité favorablement. La mobilisation n'a pas été simplement institutionnelle, elle a été politique, syndicale, militante et citoyenne. Vous l'avez rappelé, et notamment des mouvements nationalistes, de la majorité et ou de l'opposition se sont engagés aux côtés de celles et ceux qui demandaient que justice soit faite dans cette situation particulière, et nous continuons bien sûr à rester mobilisés. Sur le fond, le domaine de Casabian, vous savez que c'est une vieille revendication historique. Je pense que, notamment dans le cadre de l'autonomie et des discussions qui suivront la révision constitutionnelle, si elle est favorable, nous aurons l'occasion de poser, en termes généraux, la question du devenir de ces grands ensembles immobiliers. Il y a la question du domaine de Casabian, mais il y a également, je le rappelle, la question de la base aérienne de Ventis, Solenzar, où je pense que nous avons acté le principe d'un groupe de travail. Je suis favorable à ce qu'il soit réactivé, notamment parce que je rappelle que toutes les grandes îles autonomes, lorsqu'elles ont sur leur territoire des bases militaires dont on voit l'importance qu'elles peuvent avoir, a fortiori dans le contexte géostratégique international, soit elles s'opposent à la présence de ces forces, soit lorsqu'elles les acceptent, elles demandent des compensations qui sont autrement plus importantes que celles qui sont aujourd'hui organisées. Donc, de ce côté-là, je pense que nous aurons à avoir une discussion de fond avec le gouvernement et avec l'État. Et pour l'avoir utilement, je pense qu'il faut que nous accordions nos positions, et ça sera un des objectifs du travail qui nous attend. Ringraziabi o Presidente. Allora, vediamo Cati Cognetti di Via Barola per fare una domanda a bocca nanta a Giraia. Merci Madame la Présidente. L'annulation de la Giraille, de la 56e édition de la Ronde de la Giraille, n'est pas seulement une déception, c'est un échec collectif aux conséquences économiques, humaines, très concrètes pour notre territoire. Les blocages persistants sur le terrain ainsi que l'impossibilité de garantir les conditions de sécurité nécessaires ont conduit à cette annulation qui doit nous interpeller sur notre capacité à accueillir des événements sportifs d'envergure nationale. Et c'est bien dommage. L'ASA Bastiaise, qui aurait pu voir sa responsabilité pénale engagée, n'a pas eu le choix et s'est conformée aux prescriptions de la Fédération et de l'État. Car cette dernière décision, il y a une réalité que personne ne peut ignorer. Des blocages qui perdurent, une situation qui s'enlise et une incapacité manifeste à garantir les conditions minimales de tenue d'un événement majeur du championnat de France des rallyes. Mais surtout, il y a des réalités. Ce sont près de 10 établissements hôteliers mobilisés pendant 3 jours, 155 commissaires, des dizaines de bénévoles et l'ensemble des concurrents et des équipes techniques qui devaient séjourner, consommer et faire vivre l'économie locale. Aujourd'hui, l'ASA Bastiaise se retrouve face à des pertes financières considérables avec des investissements déjà engagés qui mettent en péril son équilibre, voire sa survie. Le règlement des aides sportives de la collectivité de Corse est silencieux sur des situations d'annulation d'événements. Ma question est, l'Assemblée peut-elle intervenir par dérogation sur le guide des aides? Alors, depuis le dépôt de ma question, j'ai appris que la situation avait évolué et que la collectivité avait versé une avance à l'ASA pour les frais engagés en vue de la tenue d'événements, notamment à l'automne prochain. C'est une bonne chose pour l'association et pour
tous les professionnels impactés par cette annulation. Sans ça, il y a fort à parier que le report aurait été compliqué, puisqu'il aurait fallu des fonds colossaux pour, d'une part, assumer les frais liés à l'annulation et engager ceux inhérents à un nouvel événement. Il est important que de telles manifestations puissent se tenir dans l'île, et le rallye de la Jiraille est en quelque sorte le fleuron. C'est une question d'image, d'attractivité et de crédibilité, sans compter les retombées économiques pour le territoire concerné par la manifestation. Alors, cari colleghi, l'insularité est une réalité qui pèse sur notre quotidien, surtout surcoûts, contraintes logistiques, dépendance aux approvisionnements, notamment, et vous l'avez tous évoqué, en matière de carburant. Cette fragilité, nous la connaissons tous, mais nous avons aussi des leviers pour agir. Les événements structurants jouent un rôle essentiel. Ils soutiennent notre économie, créent de l'activité et renforcent l'attractivité de notre île et son désenclavement. C'est pourquoi nous nous réjouissons que la Jiraille se tienne en octobre et nous continuons à porter cette ambition collective. Alors, avançons à coups de moteur et faisons en sorte de pouvoir franchir la ligne d'arrivée. A ringraziare pour cette association et pour les événements à venir. Allora, vado a rispondere a consigliera in carica di parecchi affari, di tanti affari, ma di no, di sport, della la Sogi, eccetera, eccetera. Anne-Laure Santucci, avete la parola. Madame la Présidente, Madame la Conseillère, je vous remercie pour votre question qui a été très légèrement modifiée et pour laquelle vous venez d'annoncer déjà la réponse. Permettez-moi d'abord de dire très clairement que nous partageons bien sûr la déception suscitée par l'annulation de cette 56e édition. C'est un événement important pour l'ensemble du territoire, au-delà du Cap Corse, pour le sport automobile, mais aussi pour l'économie. Je veux dire ici avec force que la collectivité de Corse a toujours été au rendez-vous de la Jiraille, et vous le savez, comme elle l'est plus largement pour les grandes manifestations sportives qui participent à l'attractivité et au dynamisme de notre île. Nous avons accompagné cette épreuve dans la durée et nous continuerons à le faire. Je veux également adresser un message de soutien clair à l'ASA Bastiaise, aux bénévoles, importants, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs économiques mobilisés autour de cet événement. Nous savons l'engagement que cela représente et nous mesurons les conséquences très concrètes de cette annulation. Sur le plan des règles, vous l'avez rappelé, le règlement des aides au sport prévoit que la subvention est liée à la réalisation de l'événement. Vous ne connaissiez pas la réponse avant de l'avoir modifiée. Dans le cas présent, vous l'avez dit, mais je le confirme, une subvention de 17 000 € a été votée et 50% ont d'ores et déjà été versés. Mais au-delà de cette lecture strictement réglementaire, il nous faut avoir une approche en cohérence avec la situation exceptionnelle qui se présente. L'annulation que nous connaissons aujourd'hui ne résulte pas d'une défaillance de l'organisateur, elle est liée à des circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté. C'est un point essentiel. C'est pourquoi nous sommes, moi-même et les services de la collectivité de Corse, pleinement mobilisés et d'ores et déjà à disposition de l'ASA Bastiaise pour examiner avec elle l'ensemble des voies et des moyens permettant d'apporter une réponse adaptée à la situation avec, pour priorité, 1. La prise en compte des dépenses engagées, 2. L'analyse des impacts financiers réels et, le cas échéant, un accompagnement dans la perspective d'un report. S'agissant précisément de ce report évoqué à l'automne, nous l'examinerons avec la même volonté d'accompagnement dès lors que les conditions seront réunies et que les éléments nécessaires seront portés à notre connaissance. Plus largement, vous m'interrogez sur les conditions de tenue de tels événements sur notre île. Je veux être très clair. La collectivité de Corse est pleinement engagée pour que ces manifestations puissent se dérouler dans des conditions normales, sécurisées et pérennes. Car au-delà d'un événement, c'est bien l'image et l'attractivité de notre territoire qui sont en jeu. Enfin, je veux rappeler que, malgré un contexte budgétaire contraint, la collectivité de Corse a maintenu un haut niveau d'intervention en faveur du sport et des manifestations sportives. Cet engagement est constant et il se traduit concrètement sur le terrain. Nous continuerons donc, Madame la Conseillère, à être aux côtés des organisateurs dans un dialogue étroit pour permettre à ces événements de vivre, de perdurer et de contribuer pleinement au rayonnement de la Corse. Je vous remercie.
Oggi adesso una domanda a bocca fatta da Wansem non taivon di europei, a noi politica europea per i fondi strutturali. Qual è che la dava Jean-Christophe Angelini? Vi ringrazio, signor Presidente, cari tutti. Le 16 juillet dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté devant le Parlement européen le cadre financier pluriannuel CFP 2028-2034, le budget européen donc pour les 7 prochaines années. Dans cette proposition, la Commission européenne dit vouloir mettre un terme à la politique de cohésion telle que nous la connaissons depuis 40 ans grâce à la création des plans de partenariats nationaux et régionaux, PPNR, en copiant le modèle centralisateur utilisé pendant la crise du Covid-19 avec les fameux plans de relance et de résilience. Ces PPNR seront négociés par les capitales sans obligation d'inclure les autorités régionales, territoriales ou locales. En outre, ces mêmes autorités perdront, pour partie au moins, le contrôle des fonds européens. Pire, les enveloppes financières dévolues aux différentes régions européennes, y compris la Corse, pourraient être entièrement redistribuées de façon unilatérale par ces mêmes capitales et sans que les régions au territoire, et donc notre collectivité, aient leur mot à dire. En clair, le projet de la Commission européenne pourrait recentraliser la totalité des politiques européennes et traditionnelles, celles dites de cohésion, mais également la politique agricole commune, la politique commune de la pêche, etc. Concrètement, le PPNR français sera donc décidé à Paris, par Paris. Le risque pour la Corse est évident, tant nous connaissons par cœur le jacobinisme français et l'esprit de l'État dont seul le rapport de force politique du peuple corse pourrait infléchir la trajectoire. Notre collectivité, déjà en manque de ressources, pourrait ainsi être privée potentiellement de fonds européens pourtant importants pour assurer, dans un contexte international et local tendu, les objectifs souvent affirmés du développement économique et social de l'île. À cela s'ajoute un fait non moins accessoire. En effet, la Corse pourrait être classée région en transition, au lieu de région les moins développées, du fait des données économiques ne prenant en compte ni l'impact total de la crise économique depuis 2020, faisant perdre par là même des dizaines de millions d'euros nécessaires, ni le besoin absolu de créer un statut pour les îles, afin de prendre véritablement en compte la situation à la fois insulaire et montagneuse de l'île. En cette fin de mois d'avril 2026, le risque est donc important de voir notre île passer de nouveau à côté de financements européens auxquels elle est en droit et bien légitimement de prétendre. Nous avons pris connaissance, Madame la Présidente, d'une interview récente qui nous a pour partie éclairé. À ce stade et néanmoins, quelles mesures concrètes l'exécutif peut-il nous annoncer face à cette menace de recentralisation des fonds de l'Union européenne et quelles sont les actions mises en œuvre pour défendre le principe de gouvernance à multiniveau, garantissant que les gouvernements conserveront des rôles directs et significatifs et juridiquement protégés dans la conception, la gestion et la mise en œuvre de ces plans de partenariat afin de prévenir l'érosion de la cohésion territoriale et d'une possible autonomie. Je vous remercie. Avete la parola. Ringraziavi. Pia della Bourre. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre question qui porte, et vous l'avez dit, sur un sujet stratégique, celui des fonds européens, indispensable, nous le savons tous aujourd'hui, au financement et à la mise en œuvre de nombre de nos politiques publiques. Vous vous inquiétez, et vous avez raison, sur les propositions actuelles de la Commission européenne qui font effectivement peser, et nous le percevons tous, un risque réel de recentralisation de plusieurs politiques européennes qui étaient historiquement territorialisées. Alors, derrière un débat budgétaire sur le futur cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, en réalité, il y a des décisions très concrètes pour la vie quotidienne des Européens et donc, nous le savons tous, nous ici, pour les Corses. La question du financement des investissements publics, la question du financement du développement économique et de l'emploi, financement de l'agriculture, de la pêche, des transports, du logement, des transitions, notamment transition énergétique. Et c'est pour cela que depuis déjà plusieurs mois, nous sommes au travail. Nous agissons et nous le faisons à plusieurs niveaux et avec plusieurs objectifs. D'abord, nous nous sommes organisés afin d'anticiper ces impacts et de défendre nos priorités. Nous avons constitué une task force interne à la collectivité, regroupant la direction générale à Europa, Méditerranée internationale, les services des affaires européennes et financières,
un certain nombre d'agences et offices concernés pour travailler à l'élaboration d'une ligne de négociation et de propositions globales sur l'ensemble des politiques européennes. Le portage politique de ce travail a été confié à la présidente de l'Assemblée de Corse, en cohérence parfaite avec, je crois, l'ensemble de ces mandats européens, et bien sûr en collaboration avec le Conseil exécutif, dans un travail de collégialité qui me semble être efficace. Mais vous le savez, ce travail-là, il ne concerne pas que la Corse, et nous sommes bien sûr pas seuls dans ces revendications. On est engagé avec plus de 140 régions européennes de 19 États membres différents pour formaliser une action de lobbying commune. Par ailleurs, nous inscrivons aussi dans une démarche et une dynamique collective, celle de Régions de France, tout en assumant, pour notre part, une négociation propre et spécifique fondée sur nos réalités insulaires. Alors nous agissons déjà, je vous donne quelques exemples. La présidente de l'Assemblée de Corse a été la première rapporteure au Comité des régions sur le cadre financier pluriannuel. Elle a participé à ce titre à la conférence annuelle du budget de l'Union européenne. Il y a un certain nombre d'amendements qui ont été rédigés et présentés concernant les politiques et techniques. Il y a la transmission de propositions aux groupes politiques du Parlement européen, des échanges directs avec la Commission européenne, une défense du rôle de la Corse dans le futur pacte pour la Méditerranée et bien d'autres choses encore. Tout ce travail vise 3 grands objectifs. Le premier, et vous l'avez aussi cité, c'est la volonté indépassable pour nous d'éviter la recentralisation décidée à Paris pour la Corse. Nous considérons, nous, et nous sommes nombreux ici, que pour ce qui concerne les territoires, tout doit se décider avec les territoires, le principe de subsidiarité que nous connaissons tous. Et pour être plus direct, et vous l'avez aussi cité, nous refusons qu'en matière de financement et de programmes européens, qu'un plan français soit décidé à Paris pour la Corse. Deuxième objectif qui en découle, c'est la défense des compétences actuelles de la Corse. De la même façon, ce qui est invoqué aujourd'hui à travers cette réforme, c'est la simplification administrative et la recherche de plus d'efficacité. Et ça ne peut pas se faire au prétexte, ça ne peut pas être un prétexte à la reprise en main par l'État, que ce soit l'État à Paris ou l'État à Ajaccio. L'exemple de la politique agricole est assez parlant aujourd'hui. Nous posons un principe clair, le non-recul des compétences actuelles de la Corse. Cela signifie pour nous le maintien d'une organisation adaptée à notre réalité institutionnelle et même en matière agricole de pouvoir passer un pas supplémentaire. Le maintien du rôle de la collectivité de Corse comme autorité régionale compétente. La préservation du rôle de l'ODARC comme organisme payeur pour les dispositifs concernés. Et cette logique qui vaut pour l'agriculture, elle vaut aussi bien sûr pour la pêche, pour le développement rural et les fonds régionaux. Le troisième objectif, et vous en avez fait référence aussi, c'est celui de la reconnaissance de l'insularité dans toutes les politiques européennes. On le sait, la Corse, bien sûr, est une île et donc pas un territoire comme les autres. Nous avons des contraintes et des surcontraintes, des coûts et des surcoûts qui impactent à la fois la vie des ménages et la vie de nos entreprises. Et nous le savons tous, puisque lors de cette session, nous l'avons déjà abordé, on a la question de la vie chère, la question des transports, la question du coût du carburant, y compris la question de la langue corse, démontre aussi à un moment donné que toutes ces contraintes pèsent sur la vie de nos concitoyens. L'Europe connaît ces spécificités insulaires, elle les reconnaît aussi. Mais pour autant, cela ne se traduit pas aujourd'hui dans les politiques européennes mises en œuvre. Nous demandons donc que soit dans la mise en œuvre de ces politiques européennes reconnue la clause d'insularité opérationnelle, que des critères de financement adaptés à l'insularité soient mis en œuvre, que des taux de financement tenant compte des surcoûts et des surcontraintes soient aussi adoptés. Pour terminer, je voudrais vous dire que ça a été abordé aussi à plusieurs reprises ce matin et cela sera tout au long de cette session, que ce combat européen, il s'inscrit aussi dans une logique politique bien plus large, celui de pouvoir décider nous-mêmes pour nous-mêmes. Et c'est donc le cadre de l'autonomie qui nous permettra aujourd'hui d'accéder à ce niveau de décision et de permettre que dans un certain nombre de domaines dont nous avons parlé ce matin, nous puissions être plus efficaces. Et nous pourrions l'être d'autant plus que cette demande d'autonomie
elle est justifiée lorsqu'on mesure notre capacité, en matière notamment de fonds européens, d'assumer les compétences actuelles. La Corse, en matière de consommation de fonds européens, elle est bonne élève. Depuis 2015, depuis l'accession des nationalistes aujourd'hui aux responsabilités, ce que l'on constate, c'est que sur la programmation FEDER-FSE 2014-2020, nous avons surconsommé, que nous avons bénéficié d'un dispositif supplémentaire FEDER REACT-EU, que sur la programmation 2021-2027. Je me souviens que votre groupe nous avait alerté et mettait des doutes sur le niveau de consommation par la collectivité de Corse de ce programme. Nous avons démontré que nous avons évité le dégagement d'office, voire mieux, nous sommes à la fin 2025 au-delà de 20% de ce seuil de dégagement d'office et nous sommes, on le sait aujourd'hui, y compris en 2026, sur la même progression et sur la même logique d'objectif. Que nous avons eu la semaine dernière avec les conseillers exécutifs un travail avec les services des affaires européennes déjà pour préparer le post-27 qui intègre y compris ce nouveau cadre. Donc oui, monsieur le conseiller territorial, nous sommes dans une situation de vigilance, comme on vous le dit, mais nous sommes aussi à la fois dans l'anticipation, dans la négociation, dans la proposition et bien entendu dans l'action. Ringraziavi. Merci beaucoup, monsieur le conseiller exécutif, pour votre réponse. Si vous m'y autorisez, je peux intervenir. Ce n'est pas l'usage, mais comme le président Angelini m'a cité, d'abord, je rappelle que cette Assemblée, en tant que présidente, ça je peux le dire, cette Assemblée a voté une motion en novembre 2025. Nous l'avions préparée avec le président de l'ADEC, avec le président de l'ODARC, votée à l'unanimité pour que la politique de cohésion et la politique agricole commune qui se dessine pour l'après-27 tiennent compte effectivement des contraintes que connaît la Corse et surtout que nos compétences actuelles ne reculent pas en matière de fonds européens. Juste un point complémentaire, parce que le propos a été très clair et très complet, concernant le fait que nous soyons en région de transition. Nous le sommes maintenant depuis des années, depuis plusieurs mandatures. Nous avons actuellement, et ça c'est pas nous qui décidons, un PIB qui est considéré comme étant à 86% de la moyenne européenne. Il faut être à 75 pour descendre dans la catégorie des régions peu favorisées, comme Mayotte, d'autres territoires d'outre-mer. On peut se féliciter que nous soyons à 86, mais nous allons nous retrouver bien évidemment en concurrence avec beaucoup de régions européennes, françaises, européennes, pour la question des fonds. Bien sûr, ce qui nous fait dire et qui nous fait travailler aussi sur un autre texte, un autre règlement, qui est le règlement de performance, où on prêche l'idée, l'argument, on plaide, pardon, l'argument de prendre en compte d'autres indicateurs. Des indicateurs de pauvreté, des indicateurs sociaux, des indicateurs de distance, etc., etc. Donc ce travail, évidemment, est en cours. Il sera examiné déjà par le Comité européen des régions à la prochaine session du mois de mai. Et bien évidemment, pour régler les problèmes que vous avez soulevés, eh bien, c'est toujours et encore la clause d'insularité qui nous protégerait. On ne peut pas modifier le traité, il ne sera pas modifié, surtout dans le contexte actuel géopolitique que l'on connaît. Par contre, on peut très bien amender la plupart des règlements, notamment celui du cadre financier pluriannuel et des 22 règlements sectoriels, en introduisant systématiquement la nécessité de prendre en compte la singularité des territoires insulaires. Mais je veux aussi préciser que c'est à l'État membre de nous défendre. Je le répète, vous imaginez bien que les 26 autres pays ont beaucoup d'autres cabadodes, si j'ose dire, à traiter actuellement. Donc c'est à l'État membre et c'est pourquoi, avec le président de l'exécutif, nous avons écrit au président de la République, au Premier ministre et après sur des aspects plus techniques, au secrétaire général aux affaires européennes, mais également aux représentants permanents de la France auprès de la Commission européenne. Et demain, d'ailleurs, et vous excuserez mon absence, nous avons une commission Europe de Région de France extraordinaire à Bruxelles sur ce sujet et je rencontrerai en fin d'après-midi le vice-président de la commission, Raffaele Fitto,
qui est aussi le commissaire à la politique de cohésion. Voilà, je suis désolée, mais je pense que c'est important que tout le monde sache le travail qui est réalisé par le conseil exécutif et par l'administration aussi, et par mon cabinet. Merci. Alors, du coup, il nous reste une question qui concerne la cité Fèche, et c'est Charles Volimatch qui va y répondre. Pardon, qui va d'abord la poser. Oui. Si je réponds, ça ne va pas le faire. Oui, et c'est Lauda Guidicelli qui devra y répondre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Conseillère exécutive, l'article L4424-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L811-8 du Code rural et de la pêche maritime, et les centres d'information et d'orientation. C'est pourquoi, par cette question, je souhaiterais savoir, Monsieur le Président, quelle suite vous souhaitez donner à l'avis défavorable émis par la Commission départementale de sécurité tel que retranscrit dans le procès-verbal du 17 mars dernier relativement à l'exploitation de la cité Fèche, laquelle regroupe les lycées et collèges du même nom. Je rappelle que cet avis défavorable est consécutif à différentes visites et réunions, et notamment celle du 28 mars 2023, il y a donc plus de 3 ans. Pour mémoire, les mesures de sécurité attendues sont les suivantes. Remédier aux observations formulées dans les rapports de vérification et annexés au registre de sécurité avec les attestations de levée de réserve correspondantes. Attester de la solidité à froid des éléments de la toiture de l'établissement par un organisme agréé. Je tiens à préciser que cette prescription, qui date du 8 avril 2024, doit être réalisée sans délai. Proposer un calendrier de travaux pour la mise aux normes des installations techniques. Rédiger une procédure co-signée par l'exploitant et le propriétaire concernant le remplacement des piles des détecteurs du système d'alarme. Engager une réflexion sur la réfection des toitures anciennes de l'établissement. Proposer un calendrier de travaux concernant la rénovation de l'établissement. Et enfin, missionner un coordinateur système de sécurité incendie pour remédier aux observations formulées dans les rapports de vérification du SSI. Je crois pouvoir affirmer que dans ce lycée, l'étanchéité de la toiture a longtemps été assurée en plusieurs endroits par des bâches posées sur le toit. La question du toit est en discussion depuis 2024 et l'expertise pour vérifier si la charpente a été touchée ou pas daterait du 9 avril dernier. Au vu de ce qui précède et de la nécessité absolue de préserver la sécurité des élèves et personnels fréquentant et travaillant dans ces deux établissements, je souhaite donc connaître les démarches envisagées par notre collectivité ainsi que leur calendrier. Connaissant la situation d'autres établissements du pays ajaccien, sachant que la problématique se pose à l'échelle insulaire, la politique d'investissement dans les établissements publics locaux d'enseignement de Corse, une cinquantaine environ, doit sans tarder avoir une feuille de route. Notre groupe n'a de cesse de vous demander ce PPI. Vous n'avez de cesse de nous annoncer son imminence. Où en sommes-nous de ce PPI et quand pourrons-nous disposer de ce document stratégique? Je vous remercie. Merci. Donc, je passe la parole à la conseillère exécutive. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour votre question. Le rappel de nos compétences lors de votre propos liminaire souligne clairement l'étendue des responsabilités qui incombent à la collectivité de Corse en matière d'établissement scolaire. Avec 47 EPLE au profil, aux âges et aux besoins très différents, nous faisons face à un parc immobilier vaste, hétérogène et parfois très ancien. La cité scolaire Fèche en est l'un des exemples les plus emblématiques. Bâtiment construit au début du 19e siècle, situation centrale, fréquentation quotidienne importante, histoire, patrimoine architectural, a fortiori sa vétusté. Vous l'aurez compris, la cité Fèche concentre à elle seule des enjeux auxquels nous sommes confrontés, l'ensemble des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je mesure, monsieur le conseiller, l'attachement des Ayalchignes à cet établissement. Le Fèche fait partie de votre histoire collective, de votre vie démocratique également. Aujourd'hui, les enjeux sont donc concrets, garantir la sécurité, le confort et la fonctionnalité des locaux pour les élèves et les personnels. C'est sur ces priorités que nous concentrons notre action avec la même exigence pour tous les établissements de Corse. Je veux être parfaitement clair, la sécurité de l'établissement est aujourd'hui garantie. La dernière visite de la sous-commission départementale de sécurité le 29 janvier dernier
et la décision a été transmise le 20 mars, a donné lieu à une réaction immédiate des équipes. Les mesures prescrites ont été engagées sans délai, commandes passées, interventions programmées, organisation opérationnelle pour le système d'alarme, planification des travaux techniques dès l'attribution des marchés prévus pour la fin du mois de mai. Concernant la toiture, un ingénieur expert en structure a été missionné et s'est rendu sur place le 8 avril. Les conclusions sont nettes, la charpente est en bon état et l'exploitation du bâtiment peut se poursuivre en toute sécurité. Nous avons évidemment engagé la préparation de la réfection complète de la toiture, la maîtrise d'œuvre est mobilisée, la consultation des entreprises est en cours et le calendrier sera communiqué aux équipes avec lesquelles nous sommes régulièrement en contact dès sa finalisation. Le coût de l'opération est estimé à environ 1 million d'euros. Parallèlement, nous avons poursuivi les investissements nécessaires pour maintenir la qualité de l'offre éducative et l'accessibilité de l'établissement. La cité scolaire Pêche accueille depuis la rentrée de septembre la formation DTS, imagerie médicale et radiologie thérapeutique, rendue possible par un investissement global de 330 000 €. Nous avons également conduit une opération importante de mise en accessibilité pour un montant de 480 000 € afin de garantir à toutes et tous, élèves et équipes pédagogiques, un accès digne et sécurisé. Ces actions ne relèvent ni de l'urgence improvisée ni de l'affichage. Elles s'inscrivent dans une stratégie cohérente qui combine intervention immédiate et programmation de long terme. C'est précisément l'objet du programme pluriannuel d'investissement que vous évoquez et qui est en cours d'élaboration. Il s'agit d'un exercice exigeant qui doit tenir compte de la diversité des situations, des priorités de sécurité, des besoins pédagogiques et des capacités financières de la collectivité de Corse. Ce travail est mené avec nos partenaires, notamment l'AUE, la Banque des Territoires, la Banque européenne d'investissement, afin de structurer des projets de rénovation durable et soutenable, adaptés à la réalité singulière de chaque établissement. Votre question me permet de réaffirmer sans équivoque que la collectivité de Corse assume pleinement ses responsabilités. Elle agit, elle priorise, elle arbitre et elle avance. Le PPI sera présenté dès que l'ensemble des éléments techniques, financiers et calendaires aura été consolidé, car il se doit d'être un document solide, crédible et opérationnel. Notre objectif est simple et constant, garantir sur tout le territoire des établissements sûrs, fonctionnels et adaptés aux besoins des élèves et des personnels. Je vous remercie. Ringraziabi. Dunque, Emava Adiama. Angelini Jean-Christophe, Antonini Daniele, Arrighi Véronique, Battestini Serena, Benedetti Paul Félix, Bicherai Didier, rappresentato da Giorgio Milo, Bori Jean-Marc, Borromei Vanina, Branca Marie-Claude, Caitou Coli Paul Joseph, Campana Françoise, Casanova Nicolai Paul, Casanova Servas Marie-Hélène, rappresentata da Muriel Fagni, Ciappini Angela, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni, Cognetti Turchini Cacci, Colombani Anna Maria, Colonna Romain, Combet Christelle, Danzari Frédéric, Duval Santa, Fagni Muriel, Filippi Petranto, Francici Paoli Lisa, rappresentata da Frédéric Dansari, Galonidis Eveline, Gionga Pierre, Giabigoni Jean-Charles, Giacometti Piré da Josefa, Guidoni Pierre, rappresentato da Cati Cognetti Turchini, Le Beaumain Vanina, Le Mao Giansanto, Lucchini Jean-Jacques, Lucioni Don Joseph, so qui, Luciani Antonio, Luciani Saverio, Marchetti Sandra, rappresentata da Veronica Righi, Mariotti Marie-Thérèse, rappresentata da Christelle Combet, Mattei Flora, rappresentata da Nadine Nivagioni, Maupertu Marie-Antoinette, Mela Georges, Mondoloni Jean-Martin, Mosca Paola, Nivagioni Nadine, Panzani Jean-Paul, Pedinieri Chantal, Peraldi Antoine Joseph, Pieri Marianne, Pietri Véronique, Paul et Antoine, Paul et Pierre, Ponce Vera Juliette, Pozzo di Borgo Louis, Profisi Jean-Noël, Quastana Paul, Saeli Jean-Michel, Saeli Joseph, Seateli Jean-Louis, rappresentato da Jean-Michel Saeli, Sorba François, rappresentato da Antoine Peraldi, Terighi Charlotte, Tiberi Julia, Tramoni Elisa, rappresentata da Françoise Campana, Valdrighi Hervé, Vanni Hyacinthe et Volimaci Charles.
Ojo Presidente di l'esegudi, signora Presidente di Usesec, cara Marigiane, cari consiglieri esecutivi, cari consiglieri all'Assemblea Igorsiga, care e cari tutti. Cette session s'ouvre au lendemain des élections municipales 2026. Dans chaque commune de Corse, des femmes et des hommes, dont bon nombre d'entre vous font partie, se sont engagés avec conviction. Ils ont porté des projets, confronté leurs idées, parfois leurs visions, toujours avec cette volonté de servir leur territoire et leurs concitoyens. Le verdict des urnes, bien sûr, est désormais connu, largement commenté, analysé, mais je tiens néanmoins à féliciter l'ensemble des nouveaux élus et je félicite aussi tous les autres candidats ainsi que les électeurs, car nous avons un taux de participation exceptionnel, il faut bien le dire. In Cismonte, basi 69%, in Piemonte 68%, per una media française di 57. Donc, vous voyez, nous sommes 10 points au-dessus des taux de participation à l'échelle française. In corte barole, ciò la dic in Corsica a Buli di Gabbiage, di Siguru et à Democrazia e Bioa. Je tiens également à rappeler dans l'enceinte de cette assemblée, qui est un lieu de débat, parfois d'opposition, mais surtout un lieu de responsabilité, que la démocratie appartient à tous. E di forse questo risultato più bello, la democrazia è di tutti e fatta per tutti. Elle appartient à ceux qui ont gagné, bien sûr, à ceux qui ont perdu, à ceux qui nous ont précédés et puis à ceux qui viendront. Mais celles et ceux qui ont été élus et réélus, bien sûr, portent désormais une responsabilité particulière, une exigence d'exemplarité, de constance, d'engagement au service de l'intérêt général. Beaucoup d'entre vous qui avez été maire, qui êtes maire, conseiller municipal, le savez bien, être maire, être conseiller municipal, ce n'est pas un statut. C'est un engagement total. C'est être à l'écoute en permanence, c'est arbitrer, parfois dans la difficulté, c'est décider, le plus souvent dans l'urgence et parfois, malheureusement, en déplaisant. Et c'est surtout chercher à rassembler toujours et encore. Et dans une période qui est marquée par les doutes, les tensions et parfois la défiance, les Corses attendent de vous et de nous des réponses concrètes à leurs préoccupations du quotidien. Je pense bien sûr au logement, car la difficulté à se loger et à accéder à la propriété, à se maintenir sur sa terre, ça a été évoqué tout à l'heure, le droit de rester, comme le dit l'Union européenne, est devenu une réalité pour trop de familles, pour trop de jeunes. Et cette situation alimente inévitablement un sentiment d'injustice, un sentiment de dépossession que nous ne pouvons ignorer. Nous aurons l'occasion, évidemment, d'en débattre et de proposer des solutions à l'occasion de l'examen du rapport Una Casa per Tutti, Una Casa per Ognuno, et puis également concernant le rapport d'information sur le cahier des charges anti-spéculation pour l'attribution des logements en primo-accession de l'Office foncier de Corse. Je pense au logement, je pense aussi au pouvoir d'achat dont nous avons parlé à travers la problématique du carburant. La cherté de la vie en Corse, malheureusement, n'est pas une réalité nouvelle. Elle s'est aggravée ces derniers jours. Elle pèse sur les ménages, sur les travailleurs, sur les retraités. Elle fragilise les équilibres sociaux et une hausse des carburants directement liée, bien sûr, à la situation internationale, aux tensions géopolitiques, vient se surajouter à des contraintes déjà fortes en termes d'insularité. Car ici, plus qu'ailleurs, le carburant n'est pas un confort, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour travailler, pour se déplacer, pour vivre tout simplement. Et cette accumulation de difficultés crée une pression forte sur notre société. Notre devoir est donc d'agir avec les moyens qui sont les nôtres, mais aussi avec détermination en portant ces enjeux au plus haut niveau.
Et nous avons d'ailleurs entendu tout à l'heure les réponses déjà du Conseil exécutif aux questions orales que vous aviez posées. Nous aurons donc l'occasion aussi d'en redébattre à travers l'examen de la motion de Fapo Blou-Insem et pour l'association de la collectivité de Corse aux missions parlementaires relatives au prix du carburant et à la cherté de la vie. Alors voyez-vous, moi je pense que c'est vraiment dans ces moments difficiles que le rôle de l'action publique prend tout son sens. Nos institutions doivent être vraiment des outils pour protéger, pour accompagner les plus vulnérables, pour corriger les déséquilibres, et cela suppose une action cohérente, coordonnée, guidée par un seul objectif, qui est l'intérêt général. Enfin, permettez-moi, dans cette réflexion sur notre vie démocratique, de rendre hommage à Lionel Jospin, figure majeure de la vie politique française qui s'est éteint le 22 mars dernier. Son rôle dans la signature des accords de Matignon constitue un moment important dans l'histoire contemporaine de la Corse. Il vint d'ailleurs en tant que Premier ministre à cette tribune et nous lui devons bien sûr de nous en souvenir. À une période où les tensions étaient fortes, où les perspectives semblaient largement incertaines, souvenez-vous, il a su ouvrir un chemin fondé sur le dialogue, sur la reconnaissance, sur la volonté de construire une solution politique. Et alors que nous attendons de pied ferme l'ouverture des débats parlementaires sur le statut d'autonomie de la Corse, cet héritage et celui de tous ceux qui ont œuvré alors nous engagent de part et d'autre. Il nous rappelle que les avancées les plus importantes ne naissent ni de l'affrontement permanent, ni de la discorde, ni du renoncement, mais de la capacité à dialoguer, à comprendre et à bâtir dans la durée. Et ce sont ces qualités foncières dont vous avez fait preuve, me semble-t-il, Monsieur le Président de l'Exécutif, au cours des 3 mandats que les Corses, à travers cette Assemblée, vous ont confiés successivement en 2015, en 2017 et en 2021. Monsieur le Président de l'Exécutif, si j'y fais référence, c'est que vous avez annoncé votre intention de démissionner du mandat de Président de l'Exécutif, ensuite de votre élection comme maire de Bastia, le 29 mars dernier, et je ne puis, excusez-moi, éluder le sujet, même si je ne m'étendrai pas. Évidemment, certains ne me reconnaîtront pas le droit de faire l'éloge d'un président ami. Il y en a qui ont des pays amis, moi j'ai un président ami, et j'en conviens volontiers. C'est l'histoire qui dira si effectivement cette fonction tant enviée par les hommes politiques de notre île, tous les matins peut-être en se rasant, donc je ne suis pas concernée, je ne suis pas un homme et je ne me rase pas, et à laquelle vous avez décidé de renoncer aujourd'hui, a été remplie conformément à vos engagements, à nos engagements devant le peuple, engagement pris d'ailleurs sur la giustificazione della rivoluzione di Corsica. Mais je peux témoigner que vous vous êtes pleinement engagé, corps et âme et au sens propre, pour faire le bien, et faire le bien pour ceux qui en avaient le plus besoin, avec constance, honnêteté, avec un sens de l'équité et de la démocratie qui force le respect. Vous avez su, dans une conjoncture faite d'une succession de crises majeures, et je ne vais pas les citer, on m'en fera encore le reproche, mener de front simultanément des réformes structurelles exigeant opiniâtreté, énergie, capacité de rassembler au-delà de la majorité territoriale. Je pense au règlement des aides sur les communes, le logement, les conférences sociales, les DSP maritimes, aériennes, la création récemment de l'établissement public industriel et commercial de Corse, la réduction de la fracture numérique avec le déploiement de la fibre sur tout le territoire, et j'en passe parce que nous ne sommes pas à l'heure du bilan, que vous allez rougir, et puis la mandature ne s'achève pas, loin s'en faut. Et surtout,
À mon sens, vous avez révélé une façon de faire de la politique et en particulier de construire des politiques publiques qui constituent, à n'en pas douter, un changement de paradigme et désormais, je le pense sincèrement et pas parce que vous êtes mon ami, plus rien n'est et ne sera comme avant 2015. Allora, signor Presidente, sia di ringraziado per il vostro impegno maggiore a pro degli interessi materiali e morali di Gorsi e di Agorsica. E di sicuro riparleremo di conseguenze politiche, organizzazionali, ma di non amministrative di vostra decisione da qui a poco e non è mica un momento e per però non è mica vostra lettera, dunque ce lo aspetta. Ecco, alors nous ouvrons cette session et à la veille aussi d'un moment politique donc important pour notre institution. Je veux formuler un vœu simple mais exigeant, que nous soyons les uns et les autres à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres, que nous sachions répondre aux attentes concrètes de nos concitoyens, que nous fassions vivre nos institutions avec sérieux et dignité, et que nous continuions à faire de la démocratie un outil au service du peuple corse. La strada verso l'emancipazione è lunga, questo è vero, ed è oltre di anche una strada, e di stata parecchia una strada, ma nulla un po' parare un popolo in marcia. A ringraziarvi e buona sessione a tutti. Vabbè. Allora, se siete d'accordo, mi aveva giusto rammenta un omaggio per quelli che se ne sono andati di maniera proprio veloce, ma ciò la fa, rammenta prima che soprattutto due agenti della nostra collettività, M. Joseph Papi, qui est décédé le 28 mars dernier, qui était un sapeur-pompier de Ghisone, un sapeur forestier de Ghisone, je vous prie de m'excuser, et puis le colonel Pierre Salinesi, originaire de Tasse, qui était chef de corps, qui a été chef de corps des SDIS 2A et 2B, et qui avait été élevé d'ailleurs au grade de contrôleur général. Des élus aussi nous ont quittés, Alexandre Gambotti, qui a été maire de Ficadia, en Castianic, Casinca, Paul Donapoli aussi, qui nous a quittés à un grand âge, certes, mais il fallait le signaler parce qu'il a été ancien conseiller régional ici, dans notre Assemblée. Et si vous m'autorisez, je souhaiterais avoir une pensée pour Francine Demichel, professeure émérite de droit public, ancienne présidente de l'Université Paris 8, première présidente, directrice générale de l'enseignement supérieur, donc qui a vu passer plusieurs ministres d'ailleurs, et présidente de la fondation, première présidente de la fondation de l'Università di Corsica, qui a œuvré beaucoup pour l'Université de Corse, et je pense évidemment à sa fille Sophie, qui certainement nous écoute. Voilà, merci. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Associé à votre hommage et donc dans nos pensées, bien sûr le souvenir de Guitou Ettori, chef d'équipe Forsap à Pedretto, Madame Cathy Nadal, les techniciens en hygiène élémentaire, pensée à leur famille bien sûr. Concernant les élus, je pense qu'il est indispensable, et nous le savons, d'évoquer bien sûr la mémoire de Paul-André Caïtouco, l'ancien président de la Comcom du Taravo, cousin de notre collègue et ami Pojo Caïtouco, il est par ailleurs père de 2 enfants, un qui est engagé à Paris et l'autre qui est une agent de la collectivité de Corse. Et puis, bien sûr, on ne va pas allonger, mais il y a des personnalités qui nous ont quittés,
Je pense bien sûr à Jean-Charles Antoline, mais je l'avais évoqué. Je pense également à Jean-Philippe Fed. Vous avez rappelé la professeure de Michel, qui était une grande amie des institutions de la Corse. Et enfin, bien sûr, Paul Orsatti, légende du football corse. Toutes celles et tous ceux qui ne sont plus là, mais qui font partie de notre histoire collective. Et je vous remercie également, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, pour les mots que vous avez eus à mon égard. Bien. Donc, si vous en êtes d'accord, nous faisons la pause méridienne. Je vous donne rendez-vous dans 1h15. Voilà, 2h, 14h15 pour la présentation de la giustificazione de Don Gregorio Salvini. Merci.
Dunque, maribia i nostri travai, se voi siete d'accordo, il primo affare che mi fa è di bere per un processo verbale, per piacere. Dunque, approvazione di un processo verbale di sessione di 29 e 30 di gennaio scorso. Qual è chi è contro? Qual è un po' di mica, astensione, qual è chi vota pro? Tutto il mondo, vi ringrazio. Allora, passiamo a gartulare, nella cultura e il patrimonio, come le mueta stamane in commissione permanente, a passare subito a parola alla consigliera esecutiva in carica di cultura e di patrimonio, avete la parola. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, comme je l'ai dit précédemment, ce manuscrit, cet écrit profondément politique et éclairé n'est pas un document figé dans le passé. Aujourd'hui, il est une parole qui traverse le temps et qui nous parle, une parole de résistance, une parole de dignité, une parole de liberté, car ce texte nous donne une ligne politique fondamentale. Le peuple corse existe, il a des droits et il refuse qu'on les nie. Aujourd'hui, à travers cette acquisition symbolique, nous martelons que ce combat politique est légitime, qu'il est ancien, qu'il est profond et qu'il s'inscrit dans une tradition de pensée politique forte qui nous vient du siècle des Lumières, lorsque les grandes cours européennes avaient les yeux rivés sur cette petite île de Méditerranée, la Corse. Et pour compléter cette présentation, il me paraît important de donner la parole au président du Conseil exécutif pour présenter dans les détails ce rapport. Monsieur le Président, tant que vous avez été engagé sur ce dossier. Merci, Madame la Présidente. Et voilà. Non, ringraziabile, nous avons une... La parole est de vôtre. Non, nous avons une cérémonie de présentation qui a été, je crois, extrêmement émouvante, à laquelle nous avons toutes et tous participé, ainsi que de nombreux invités. Donc, nous n'allons pas redire ce qui a déjà été dit, bien dit, et certainement, notamment par des érudits, mieux dit que je ne saurais le faire. Je reprendrai peut-être la parole après que chaque groupe se soit exprimé, à moins que vous ne souhaitiez que je le fasse maintenant. Nous avons pensé qu'il était important de présenter ce rapport devant l'Assemblée de Corse dans la continuité de la cérémonie. D'abord parce qu'il y a une délibération qui prévoit, sous réserve du vote de l'Assemblée de Corse, que le Conseil exécutif revienne devant l'Assemblée de Corse pour présenter une stratégie de mise en valeur de cette pièce, à travers notamment une médiation culturelle. Où ira-t-elle à titre principal, bien sûr, au musée Pasquale Bauli? Comment peut-elle être exposée, diffusée? On a entendu tout à l'heure Antoine-Marie Graziani, qui est un historien qui connaît bien la période, dire que la découverte de ce manuscrit et son versement dans le domaine public appelait sans doute au moins un colloque. Donc on voit qu'on a un travail considérable à faire. Il faut que l'Assemblée de Corse mandate le Conseil exécutif pour préparer ce travail. Au-delà de ça, nous avons pensé qu'il était important pour la mémoire de la collectivité de Corse, de la Corse, sans doute pour ce qui nous concerne pour la mémoire nationale, eh bien que chaque groupe puisse s'exprimer sur cette acquisition dans le cadre de la session publique de l'Assemblée de Corse, afin que cette expression soit conservée sur les procès-verbaux des débats de l'Assemblée de Corse. Et donc je vous invite bien sûr à prendre la parole si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, je dirais quelques mots pour conclure les interventions. Ringraziabili oggi Presidente, dunque ci sono state commissioni che hanno trattato di questa acquisizione
Dunque c'è un rapporto di Zedenat e una di sicuro di Commissione, no, un rapporto di Commissione di Educazione e di Cultura, di normale, e uno di Evidenze. Dunque, per la Commissione di Cultura. Un avis favorable de la Commission avec une absence des groupes Usso Funov et Un'Alta Strada. Arringraziavi. E per la Commissione di Evidenze? Il y a un rapport, Madame la Présidente. Monsieur Georges Mel souhaite savoir si des aides ou subventions particulières avaient été sollicitées ou si l'acquisition a été réalisée uniquement sur fonds propres. Madame Marie-Paule Cesari, coordinatrice administrative et financière au sein de la direction du patrimoine, indique que les coûts seront couverts par le budget de la collectivité via une ligne budgétaire dédiée à ce type d'acquisition. Monsieur Mel interroge également les services sur le lieu de conservation du manuscrit, indiquant qu'une hésitation existait entre Morosalia et Corté. Madame Cesari précise ne pas pouvoir répondre à cette question, mais indique que l'important est que cette œuvre demeure dans le giron public et puisse être exposée. Monsieur Jean-Michel Saville souhaite disposer d'éléments relatifs à l'état de conservation du manuscrit et Madame Serena Battestini interroge les services sur l'achat d'une seule partie du document. Dans ce cadre, s'agit-il d'une œuvre en deux parties ou d'un document découpé? Les services ne pouvant apporter immédiatement ces éléments, M. Louis Pozzo-di Borgo demande que soit adressée au commissaire dans les plus brefs délais, par le biais du secrétariat général de l'Assemblée, une note et des photographies permettant de constater l'état de l'œuvre. La Commission des Finances a émis un avis favorable sur ce rapport avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancemo et Cor in Fronte. Arringraziavi. Donc, la parola a chi ha Olebia. Alors, Evelyne. Ringraziamo, Madame la Presidente. L'acquisition della giustificazione di Don Gregorio Salvini n'est pas un achat simple patrimonial. C'est un acte de transmission, un geste envers notre mémoire collective. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement en train d'acheter un manuscrit. Aujourd'hui, nous faisons un choix politique, un choix fort, un choix de cohérence, de responsabilité, d'Iverezza. C'est un texte de combat qui est toujours d'actualité, c'est un texte des Lumières, un texte qui affirme une idée simple. Lorsque le pouvoir devient injuste, le peuple reprend son destin en main. Et ce message, il est né ici, en Corse. Cet achat n'est pas que patrimonial, il est surtout politique, parce que nous faisons revenir chez elle une parole essentielle, une parole qui nous appartient, una parola nostra, perché la giustificazione ci parla sempre, ci parla di libertà, ci parla di dignità, ci parla di un diritto d'un popolo a pigliare in mano il suo destino. E oggi, quando noi parliamo di diritto, quando noi parliamo di riconoscenza, quando noi parliamo di autonomia, non siamo mica fuori di strada, siamo in una continuità storica. Et nous assumons cette filiation. Acquérir la justification, c'est faire un choix politique fort de ne pas laisser notre histoire dans le passé, mais en faire une force pour penser l'avenir. C'est dire que nous savons qui nous sommes et où nous voulons aller. Parce que le peuple corse existe en tant qu'on continue à maîtriser son destin. Nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui de voter ce rapport qui permettra que ce manuscrit rejoigne les archives publiques, là où il pourra continuer à parler, à enseigner, à interroger, à inspirer. Per la Corsica, per la nostra cultura e per la nostra memoria comune. Vi ringrazio. Ringraziabi. Altre domande di parola? Chantal Pedignelli. Oui, merci Madame la Présidente, merci la conseillère exécutive pour la présentation, celle du Président. Nous sommes donc aujourd'hui appelés à nous prononcer sur l'acquisition d'un manuscrit du XVIIIe siècle pour un montant de 180 000 €, rédigé par un Malanin, donc Gregorio Salvini, un document historique dont personne ici ne nie l'intérêt. Après, c'est autre chose pour l'interprétation du fond. Vous en faites le fondement de l'indépendantisme, quand d'autres, pourtant historiens, considèrent que c'est un plaidoyer adressé aux puissances européennes, à commencer par la France de Louis XV, pour qu'elle intervienne en Corse pour chasser les Génois. Mais n'entrons pas dans ce débat d'initiés. D'abord, moi, je n'en ai pas les compétences. Ce document a une portée liée à l'histoire de notre île. Nous ne le discutons pas. Vous l'avez pourtant politisé. Le giuramento de 2015 sur le manuscrit, maintenant son acquisition. Aujourd'hui, vous en faites un symbole avec une présentation dans les murs tout à l'heure. Il y a une forme d'appropriation politique
que je trouve assez ostentatoire. Et puis on élude la question centrale de ce dossier. Il faut quand même en parler. Et permettez-moi de vous poser la question, car pour moi, cette question centrale, elle est financière et budgétaire. Est-ce vraiment la priorité de la Corse aujourd'hui? Notre île traverse une période difficile. Les Corses font face à une précarité grandissante. Le coût de la vie explose, notamment celui du carburant, qui pèse lourdement sur les familles, qui pèse sur nos travailleurs, nos pêcheurs, nos agriculteurs, nos entreprises. Les tensions internationales, les incertitudes économiques, les incertitudes sociales sont bien réelles. Dans ce contexte, chaque euro dépensé par la collectivité doit être pensé avec responsabilité et avec un sens aigu des priorités. Vous restreignez le soutien aux associations. L'investissement et la commande publique sont en berne. Et pourtant, aujourd'hui, on nous propose de consacrer 180 000 € à l'achat de la giustificazione. Alors oui, je vous le dis, ce document a une valeur historique. Oui, il renvoie à une période importante de notre histoire que certains ici revendiquent et mettent en avant, mais l'œuvre semble plus riche que ça et probablement plus ambivalente que le message qu'on cherche à lui faire porter. Gouverner, ce n'est pas seulement regarder le passé avec émotion et se nourrir de symboles, c'est aussi et surtout répondre aux urgences du présent et de préparer l'avenir. Comment expliquer aux Corses, à ceux qui peinent à boucler leur fin de mois, à ceux qui doivent choisir entre faire un plein d'essence ou un plein de courses, que l'une des priorités et des préoccupations de cette Assemblée est l'achat d'une partie d'un manuscrit ancien à portée symbolique. Le président Siméon, ce matin, nous disait, en parlant du prix de carburant, que la collectivité de Corse n'avait pas les moyens de faire une aide à la pompe. La présidente Maupertuis nous disait dans son discours d'ouverture que la cherté pèse sur les ménages. Alors comment justifier ce choix face aux besoins criants en matière sociale, économique ou encore en aménagement du territoire? Je le répète ici, nous ne sommes pas contre la culture, nous ne sommes pas contre la mémoire, mais nous pensons que le sens des responsabilités impose aujourd'hui de faire des choix clairs. Et le nôtre, celui de notre groupe, est simple. Dans la situation actuelle, cet achat n'est ni prioritaire ni opportun. Nous pensons que ces 180 000 € pourraient être utilement mobilisés pour soutenir nos concitoyens, accompagner nos communes ou répondre à des urgences bien concrètes. S'entend en parler ce matin en parlant du collège de Propriane. Alors que vous ne retenez qu'une chose, je vous cite, c'est la portée politique, symbolique de cet achat. Mes chers collègues, il ne s'agit pas ici de nier notre histoire, mais de ne pas en faire un prétexte pour ignorer les réalités d'aujourd'hui. Je vous remercie. Collègue qui voulait bien la parole. C'est Marie-Claude Branca. Penso che questa acquisizione è importante. Ho inteso e figurato come voi a presentazione, è un momento di emozione per me, perché si può vedere il lavoro, la riflessione di questa persona, di Don Gregorio Salvini, quando ha scritto. Ben sicura c'era di già a versione stampata, diceremo, ma non è mica stessa cosa. Allora, ti parlato di simbolo, per me è un simbolo, ma è di noi giusto appunto qualcosa che ci dà a Oda, il coraggio, a forza, a volontà di lavorare un po' di più. Adritta parla giusto appunto di simbolo, ma noi dobbiamo fare a forza per la vena, per spiegare alla nostra gioventù ciò che si è passato all'epoca e ciò che c'è la possibilità di fare. Quando sento di storiani e specialisti in diritto che dicono qualcosa di che a Corsica è un esempio, non penso mica che tu sia semplicemente un simbolo. È vera e
si può pensare che si soldi può essere impiegati per fare altri affari, per aiutare la gente, ce n'è bisogno. Ma penso giusto appunto che se ci podiamo andare a suo libro e andare a altri affari, andare a tanti testimoni di un nostro passato, ci può dare giusto appunto, come l'ha detto innanzi, l'arnesi per avanzare per un nostro popolo. Non si può mica essere sempre in contraddizione, essere contro per essere contro. Ma, quantunque, sicuro, qualcosa a dire, ho assistito alla Commissione della Cultura, ho fatto le domande sul prezzo, può essere quantunque un po' caro, anche se è qualcosa, una testimonianza del passato e, come l'ha detto, un arnese per la vena. Vorrei sapere se non sarebbe mica stato possibile, è troppo tardi, ma io ho pensato può essere che ci saranno altri affari a comprare, non sarebbe mica possibile di fare mica che una stimazione, ce n'è stata una, si può essere domandare a altri esperti, mica per questo è fatto, per fare una media, può essere per così meno caro, perché se non abbiamo altri affari a comprare, e spero che può essere, potremo comprare altri affari, che disegni libri, quadri, eccetera, adesso è difficile di trovare i soldi. Dunque, ci sarebbe stato, può essere, un'altra maniera di fare per stimare. E ho qualcos'altro a domandare, posto che noi siamo in traccia di parlare di compra, qualche mese fa abbiamo avuto un rapporto abbiamo fatto una domanda, scusate, un quadro di Bichet, di Paoli, e ci è detto che erano in traccia di negoziare e che ci doveva tenere au corrente di ciò che si sarebbe detto e avere buone speranze di riescere a avere su 4. Quindi noi vorremmo sapere dove l'affare. Vi ringrazio. A ringraziarvi. Qual è chi vuole via parola di noi? Pier Gionga. Madame Presidente, vi ringrazio. Madame Presidente, Gio Presidente, cari colleghi, siamo veramente felici che la nostra collettività abbia comprato questa prima edizione di giustificazione di Don Gregorio Salvini, che è un libro che ha un'importanza da due punti di vista. Dal punto di vista storico, mette in lume un'epoca che era appena scordata della nostra storia ed è importantissimo. E dal punto di vista politico, fa abbrugando la necessità di arizzarsi contro l'ingiustizia. E per me questo messaggio vale assai più che 180.000 euro. Vi ringrazio. Qual è chi vuole intervenire? Piunimo? Qual è? No, ha due sole in faccia. E per questo, scusate, avete la parola. Non avevo mica previsto di parola, ma è stato un momento forte che abbiamo campato qui e di sicuro traduce il filo della nostra storia. Allora, forse che qui in questo semiciclo e a capisco, non abbiamo mica la stessa storia, non veniamo mica dagli stessi luoghi, non abbiamo mica lo stesso scopo. Ma quantunque, non è mica un libro con amiche capovusenso, è un libro che oggi è stato detto, si studia già all'università, c'è tutto un rammento di un popolo oppresso e poi non solamente di Agorsica, ma si capisce ciò che si passava a questo momento qui
nei paesi vicini di noi, e si parla di libertà. Si parla di libertà di un popolo, dunque io penso che è qualcosa che non ha mica prezzo. E non abbiamo mica la stessa, manca appena la stessa maniera di parlare della nostra storia. Sapete, quando ci sono gente che sono qui o a Stro, fuori di semiciclo, ma che hanno avuto la sua vita, che hanno avuto anni e anni di prigione, 180.000 euro, non è nulla per questo. Che la libertà non ha mica prezzo. E sono gente che si sono battuti durante anni e anni perché noi siamo qui oggi. E la gioventù è un filo della nostra storia. E ciò che noi campiamo oggi, quando il presidente dell'esecutivo va a strappare in Parigi un'evoluzione istituzionale, siamo sempre nello stesso filo. Siamo sempre in cerca di questa libertà. E è per questo che per noi, è un momento importante, un momento forte assai che non ha mica prezzo. E quando si parla di prezzo, allora già si dando, forse appena semplice, ma a un commento semplice, forse che c'è semplice in noi. Sapete, quando un documento così, una fortuna così, costa manco 200.000 euro e che si sono lampati decine e decine di milioni per culare in faccia qui in Ajaccio. Tanto, fate un paragone. Ciò che si voglia comprare invece di culare Dant'Angelo. Fate questo paragone. Vi ringrazio. Altre domande di parola? Paul Félix Benedetti. No, io penso che quando si tratta di un obietto culturale, storico, di letteratura, di n'importa chi, ma che ha una lea con la Corsica di più di 250 anni, è un obietto che deve essere pidato dai musei di Corsica, come domani si può comprare un obietto da un museo francese o da un museo inglese o da n'importa che museo del mondo che ha un tratto con la storia di un luogo, di un paese, di un affare naturale. Tutti i musei del mondo hanno un biglietto per comprare e per lottare contro la logica economica che fa che i prezzi di oggetti d'arte non facciano che crescere, perché c'è una speculazione, non trovato che non c'è mica imposito e non c'è mica una logica di trasferimento di patrimoniale non di successione. E quello che fa che oggi l'uomo di arte ci sono, ma quelli che comprano e che facciano crescere i prezzi, a maggior parte sono gente che facciano per piattare il soldo e per tenere un luogo di ricchezza senza imposito. Quindi è la logica del mondo. E ciò di dare un conto che un oggetto così è caro, ma è caro perché a Corsica è caro, perché c'è una volontà di ricercare qualcosa che concerne la Corsica. Ci sono stessi affari quando ci sono oggetti che appartengono a Napoleone e tanto non dice nulla, ma si comprano a prezzi che sono uguali di questi qui e ne abbiamo comprato anche noi i corsi. Allora, penso che non c'è mica politica quando si difende un obietto. Dopo c'è la storia dell'obietto. Beh, sicuro si trattava della lotta contro i genovesi e il vero titolo di un libro è Giustificazione della rivoluzione di Corsica e della ferma risoluzione presa dai corsi di mai più sottomersi al dominio di Genova. Ma voleva dire a tutti i domini. Si pensava tanto anche ai francesi, anche ai tedeschi,
anche ai spagnoli. Ma non è mica un libro, non è mica un fatto che ha fatto rinascere una discussione indipendentista in Corsica, della storia di Corsica va seguire. E un libro fa parte della storia di Corsica. E di mica comprarlo, di mica comprare domani un altro obietto, perché c'è la miseria nel mondo, perché c'è il prezzo di un riso che cresce, perché tutto ciò che noi vogliamo non è mica una logica culturale. La logica di difesa di patrimoniale di un paese è di fare che i pezzi di storia di un paese vengono messi in un suo paese. E noi abbiamo un mondo da fare a domandare ad altri musei, ad altri paesi, ad altri ricconi che hanno pezzi maggiori della nostra storia, o che ci impristissero per molto tempo, o che ci sia una nascita o una vendita a un prezzo convenuto come un prezzo naturalmente accettevole. Io dico felicità di servizio, di avere conoscenza, di sapere che si vendia. E dopo ciò che dico, e qui l'ampunatiamo a certi corsi, che sono appassionati, che cercano a comprare qui e là. I prezzi godono perché vengono godati per noi. Certe volte, quando c'è qualche sia che faccia una domanda sopra la collettività, è un di noi e dico, o pubblico, i musei di Corsica hanno una priorità e a dico franco, anche ai nostri amici e quelli che sono appassionati di collezioni, la ghetta ci passa in primo. Ringraziati. Altre domande di parola? Romain Colonna. Merci Madame la Présidente. Je pensais qu'après le moment de joie collective qui nous avait parcouru il y a quelques minutes à côté de cet hémicycle, que nous n'aurions pas ce type de débat ici, mais sans doute qu'après quelques années maintenant, en tant qu'élu, je suis toujours frappé de naïveté. Ceci étant dit, je pense que ce débat, finalement, il révèle beaucoup de choses. Il révèle beaucoup de choses et il est très intéressant parce que Nadine a esquissé un petit peu le propos du groupe. Il révèle deux visions assez différentes. Alors moi, je vais vous le dire de manière très claire, sans être grandiloquent. Nous pensons, nous sommes convaincus que du Cap Corse à Bonifacio, en passant par la Balagne, par Corté, par Sceaux, par Seu, jusqu'à Ajaccio, y compris Ajaccio, qu'il y a une nation corse. Que cette nation corse, elle est faite d'hommes et de femmes qui s'inscrivent dans un temps long et non pas dans l'immédiateté et le caractère éphémère des choses. Et ce temps long doit être honoré. Nous sommes nationalistes parce que nous sommes persuadés qu'il y a une nation corse qui doit être reconnue dans ses droits les plus imprescriptibles. Et je le dis avec beaucoup de force et de conviction. Nous avons une boussole, et je vais vous renvoyer au premier disque de Cantabulo Gorsu dans les années 70 qui avait pour titre « Eri, Odie et Dumane ». Nous, c'est notre programme politique pour cette petite nation au cœur de la Méditerranée, mais ce programme politique ne saurait se satisfaire de l'Odie et du Dumane, comme vous l'avez évoqué. Nous, s'il n'y a pas le Eri, s'il n'y a pas hier, si on ne sait pas d'où l'on vient, si l'on ne peut pas dire à nos enfants, voilà quelle est votre histoire, même si cette histoire remonte à plusieurs centaines d'années, et pour la nation corse, on pense même qu'elle remonte à plusieurs milliers d'années, comme pour beaucoup d'autres pays, même si à l'époque, on ne pensait pas les choses en termes de nation. Une histoire longue qui se doit d'être honorée. Et pour nous, le sens collectif, au moment où, dans le monde, non pas en Corse, dans le monde, tout entier, en Europe et en Corse en particulier, où on assiste à un ébranlement de tous nos repères collectifs, où on assiste à une remise en cause de tout ce qui donne un sens collectif, où ce qui prime, c'est toujours l'individualisme. Nous pensons qu'il est important d'avoir des repères et une matérialité dans ces repères qui nous permettent de nous situer sur le temps long de l'histoire, sur le temps géographique aussi de notre île, et simplement dire, j'entends lorsque l'on dit nous ne sommes pas contre la culture, et je n'en doute pas une seule seconde, mais nous pensons, et ça a toujours été aussi notre boussole politique,
que nous devons marcher sur deux jambes. La jambe du progrès social, du développement économique, elle n'est pas discutable. Mais il y a la jambe aussi de la nation corse qui doit faire sens pour ce petit peuple d'un point de vue collectif. Et nous refusons demain, je le dis très clairement, que la Corse soit prospère d'un point de vue économique si elle récuse et qu'elle perd toute son âme. Et à contrario, nous l'avons dit, nous le disons avec le président, nous refusons demain un statut d'autonomie de la Corse, aussi beau soit-il, s'il n'y aurait pas conjointement, concomitamment, de la prospérité, du développement économique et du progrès social. Donc, de grâce, dans cet hémicycle, et je n'ose croire une seule seconde que ça a été le cas, chacun interprétera et appréciera. Arrêtons d'opposer développement économique et culture, parce que moi j'ai envie de dire, allons jusqu'au bout de la logique. On dit que 180 000 € pour l'acquisition d'un document historique pour la Corse et pour le peuple corse, c'est trop. Soit. Alors, vendons les bijoux de famille, vendons les musées, prenons les pièces qui sont dans les musées, disons, ben, comme ça on va faire de l'argent et on pourra donner de l'argent aux associations. Moi je pense, au regard et en suivant le travail de l'exécutif et ce que nous faisons modestement avec cette majorité pour soutenir le travail de l'exécutif, que s'il y a des ajustements et des choix budgétaires qui ont été faits jusqu'à présent, mais pour autant, nous avons financé toutes les associations, nous avons, ça a été dit ce matin par l'exécutif, financé des grands travaux, des grands projets. Il y a, à un moment donné, de l'investissement et autant d'investissements qu'il y avait sous d'autres majorités, voire plus. Donc, moi, opposer culture et opposer développement économique, ce n'est pas du tout notre conception de la chose. Je tenais à le rappeler dans cet hémicycle parce que c'est, je crois, extrêmement préjudiciable d'aborder le débat politique sous cet angle, même si je le respecte, mais en tout cas, ce n'est pas notre vision. Et donc, nous voterons ce rapport avec beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, et pour pouvoir compléter d'une manière nouvelle les rilo di Dumone di Nazione Corsa. Merci. Altre domande di parola. Saverio. Merci, Présidente. Bon, je ne vais pas m'énerver. Je sentais Romain un peu énervé. Il n'y a pas lieu de s'énerver. Je crois que quand on est nationaliste corse, on est nationaliste corse et on assume qui on est et ce qu'on fait. Basta, punto e basta, questo. Stiate robugena. Deux mots sur... bon, bien entendu, il n'y a pas d'équivoque sur notre vote. Parce que bon, c'est notre mémoire, on la porte dans un sac à dos, les uns et les autres. Certains se revendiquent, d'autres un peu moins, mais bon, c'est le jeu de l'histoire. Moi, je voudrais évoquer aussi un autre, celui qui finalement me semblait aux prémices de cette lutte de libération nationale. D'ailleurs, on retrouve des mots qu'on retrouve aujourd'hui dans ces écrits-là, et qui ont inspiré surtout les patriotes du XXe siècle de ce pays. C'est Giulio Matteo Nadali e o Disingano. Disingano intorno alla guerra di Corsica contro la Serenissima Repubblica di Genoa. Serenissima Repubblica di Genoa. Je crois que le début de l'histoire, de notre histoire contemporaine, doit s'inspirer de ces années que Giacinto Viagroce appelait 40 anni di guerra, entre 1729 et 1769. Et finalement, ce document, il se retrouve dans cette histoire-là, au bout de l'histoire, hein, puisque c'est un document qui, on l'a rappelé, je ne vais pas refaire un cours d'histoire, je ne suis pas historien, mais date de la fin, en tous les cas, de la fin, pas du siècle, mais en tous les cas de la fin de cette guerre de 40 ans, puisque il y a l'édition de 58, à 59 et 64. Donc, vous dire qu'il n'est pas le début d'une histoire, il fait partie de notre patrimoine, et c'est important de l'acquérir. C'est important de l'acquérir. Et parce qu'il disait, comme certains contemporains disaient que la Corse n'était pas la France, la Corse n'était pas Gênes. On était, avec les théologiens d'Orizza, dans une guerre de libération nationale contre l'oppression, au moment où l'Europe, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la conférence, où l'Europe était gouvernée, était régentée, était oppressée par des royautés, pratiquement partout. On avait ici un exemple complètement différent. Et j'ai regretté une chose, c'est qu'il n'y a pas eu d'allusion à tous ces théologiens corses qui, bien entendu, ont porté la révolte avant Paoli, avec un autre Paolo aussi, avec Andrea Gecaldi, Luigi Giafferi, à la première époque, mais tous ces théologiens qui ont fait leurs armes, pratiquement la moitié de leur vie, in terra verma,
la contribution de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie à la révolution corse et aux guerres de Corse, elle est considérable. Lui-même, en parlant de Ubaisano della Brisiente, Don Gregorio Salvini, il a passé la moitié de sa vie ailleurs. La moitié de sa vie à l'extérieur, et notamment 10 ans, je crois, à Naples. Donc c'est quelqu'un qui s'est inspiré largement d'Antonio Genovese, certainement, et d'autres grands penseurs de l'époque. Vous dire donc qu'il y avait aussi, alors je le dis parce que, de manière décousue, ce qui m'intéresse, c'est aussi donc, cette quête de patrimoine, parce qu'on en a besoin. On a besoin de ce livre, on a besoin de ces écrits, on a besoin d'autres pièces. Et quelqu'un l'a dit, Sosperguia, dans le monde, je crois que c'est Paul Félix qui l'a dit, il y en a partout. Il y en a partout, il y a des enchères sauvages qui empêchent ce pays de récupérer une mémoire qui est légitimement la sienne et qui doit revenir dans nos musées et dans nos locaux, je dirais comme ça. En tous les cas, qui doit revenir en Corse. Alors, je ne vais pas faire de relecture de l'histoire ni de révisionnisme. Il y en a qui le font assez bien, mieux que moi, et je m'en garderai bien. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse rapatrier, et c'est ce message-là qui est important, rapatrier le plus possible ce qui appartient à la Corse aux Corses. Le peuple corse a le droit de récupérer sa mémoire matérielle et immatérielle. Je prends un cas, je l'avais déjà parlé une fois, c'est toute cette filmographie que souvent on revoit sur les chaînes de Via Style. Alors, il y a des coups écrits Ina, il y a des coups écrits Pathé. Il y a une partie de ces films, notamment, qui ont une valeur énorme, qui sont gratuits à partir du moment où Via Style les utilise. Et d'autres qui sont payants. C'est-à-dire que les Corses qui veulent diffuser demain un film Pathé des années 30 avec une interview de Romanetti, par exemple, il faut qu'ils la payent. Mais ça, c'est pas normal. Ça, on doit demander à qui de droit le rapatriement en Corse de toutes ces archives-là. Je ne parle même pas des fonds. Rappelez-vous, je serai un peu long, mais c'est important de vous le dire. Rappelez-vous de Canti Virginie Rigossi en Allemagne, l'enregistrement de 17, des chants des prisonniers corses en Allemagne en guerre de 14. Ben, il y a quelqu'un qui a réussi à récupérer les rouleaux de cire de l'époque pour en faire un disque pour nous, etc., etc. Donc il y a plein de documents comme ça qu'il faut absolument rapatrier. Je dois certainement, et je me rappelle, moi, avoir acquis sur les réseaux à l'époque de IBS, je ne sais pas comment ça s'appelait, des pans entiers soit de la Mouvre, par exemple, ou de l'Almanach de la Mouvre, des choses qui aujourd'hui n'ont pratiquement plus de prix. Il y a les vieux disaient souvent, quand on avait une espèce importante, déjà ouf, on m'a donné mon espèce. C'était plus par orgueil que par moyen, mais c'est important de vous dire que, bon, à la limite, au-delà du prix, je ne vais pas faire une barricade contre le prix ou pour le prix. Je veux dire, c'est pas, le patrimoine n'a pas de prix de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de ça parce que c'est constitutif du fait national de Corse et de ce que nous sommes. Donc on ne va pas en discuter. Simplement vous dire qu'il y a peut-être l'idée d'un droit de préemption, un peu comme pour le foncier, à opérer sur un certain nombre de biens pour empêcher d'abord qu'il y ait une surenchère et surtout pour avoir les moyens et avoir donc une vision stratégique d'une collectivité comme la nôtre pour justement engager tout azimut une reconquête, on peut ça, si vous voulez, un réacquiste ou patrimonial, mais c'est important qu'on ait cette vision et surtout avoir, bien entendu, en face des chiffres, une somme qui soit allouée, parce que c'est quelque chose qui, au-delà du patrimoine propre de ce peuple, qui a, par son message, je le dis, parce que je suis sorti sur la terre à Verme, là, mais je pourrais plus loin, ce qui se passe avec ce document, au-delà du manuscrit, au-delà de la matérialité, c'est que c'est un message universel pour la liberté et pour ce que nous sommes. C'est important de le dire, c'est pas corse, il n'est pas que corse ce document. Si c'était que corse, je veux dire, allez. C'est un document qui a une valeur universelle et qui a porté tant de patriotes en Corse ailleurs vers des combats pour la liberté. Donc c'est important qu'on ait une vision stratégique pour récupérer, autant que faire se peut, tout ce qu'on peut récupérer au-delà de nos frontières, parce que c'est pour nous et pour les générations à venir le meilleur gage de continuer, non pas pour espérer, mais pour être. Qual è chi voleva parola?
Josépha. Je laissais cet instant de grâce se manifester. Je vois qu'on se distribue des cœurs dans cette assemblée, donc je ne voulais pas interrompre ce moment. Président, je peux prendre une photo. Ce débat autour de l'acquisition de la giustification s'est articulé entre deux questionnements qui reviennent régulièrement lorsque l'on acquiert justement, et ça vient d'être dit, à juste titre, vous vous en douterez pour ma part, un élément fondateur de notre patrimoine. Il y a la question du sens profond de ce que l'on acquiert, et j'y reviendrai, et le dispositif d'acquisition qui est la somme, bien évidemment, que certains conseillers ont interrogé. Le patrimoine, il a une valeur qui n'est pas que marchande, et chacun ici le sait. Ce qu'il faut, parce que ce sont des débats qui reviennent souvent et des débats auxquels j'ai été confrontée quand moi-même, lorsque j'étais conseillère exécutive, j'ai pu présenter certaines acquisitions, il faut que nous ayons aussi des échanges pour que chacun des élus de cette Assemblée puisse bien prendre la mesure de ce qu'il y a parfois derrière une somme qui peut paraître une somme considérable, derrière une acquisition qui peut paraître démesurée. Non, à mon sens, celle-ci ne l'est pas, et bien loin de là. Et effectivement, ça ne s'oppose pas au fait de devoir agir dans bien d'autres secteurs, bien évidemment. Et on doit, je le crois aussi, dans notre politique également patrimoniale, savoir collectivement le dépasser, parce que je vais venir au sens de ce qu'est la giustification, et même si beaucoup se sont exprimés avant moi. La giustification de Don Gregorio Salvini, elle est rédigée dans un siècle qui sera un siècle béni et à la fois maudit pour la Corse, malheureusement, mais un siècle où va s'élaborer un système de pensée qui vient de loin, qui ne naît pas à ce moment-là, mais qui va se théoriser et qui va prendre toute son essence et toute sa dimension. D'abord, à travers ce texte, il y a la légitime insurrection, la légitimation de l'insurrection, bien évidemment, et de la résistance. Non pas seulement de la révolte, mais de l'acte de résistance légitime. Lorsque l'oppresseur frappe trop fort et exerce sa tyrannie. Au XVIIIe siècle, ce n'est pas rien. Et cet acte légitime de résistance, cette pensée, puisqu'il a aussi une qualité littéraire, ce texte, il a une qualité de pensée philosophique, il a une qualité en sciences politiques, on pourrait le prendre, et tout à l'heure dans la présentation on a pu le voir, on pourrait le prendre sous différents angles. Il est l'élaboration d'un système de représentation de nos valeurs, d'une pensée corse qui s'élabore, mais aussi d'idées qui sont aujourd'hui, qui paraissent très actuelles, même si certains veulent les piétiner, et j'y reviendrai. Système de représentation donc, de notre pensée, affirmation du droit au bonheur, de justice, de droit à décider de notre destin, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et d'une idée républicaine aussi singulière. Je le dis parce que lorsque beaucoup pensent encore que la justice, la liberté, l'idée du droit nous est venue des ors de la République et des bienfaits de la civilisation portés par la France, nous pouvons dire sereinement que non, elles ne sont pas nées avec l'arrivée du grand bienfaiteur français, mais elles sont nées bien avant d'un légitime droit à la révolte et de notre droit souverain à disposer de nous-mêmes. Je dis cela pourquoi? Parce que je m'inscris en écho avec un débat, avec l'intervention qui est venue du côté droit et qui a dit « vous en avez fait un texte indépendantiste ». Oui, il est profondément un texte indépendantiste. Bien sûr, il est profondément pour les indépendantistes que nous sommes, en tout cas pour l'indépendantiste que je suis,
il y en a d'autres ici. Pour l'indépendantiste que je suis, il résonne profondément. Mais en revanche, il est notre histoire commune. Il est de notre histoire commune. Nous n'en avons pas la même lecture. Et ce qu'il y a aussi d'important, c'est que ce texte, il nous permet de porter à connaissance, parce que j'en viens à la nécessité de le replacer. Et là aussi, ça s'inscrit en résonance avec la somme qui peut sembler coûter. De replacer dans la complexité aussi de notre histoire et du regard à porter sur notre histoire. Et parce qu'il est un texte qui appartient à l'ensemble des Corses, il est aussi important que la collectivité accompagne par une politique aussi de porter à connaissance avec l'Université de Corse, bien évidemment, qui travaille notamment sur les révolutions de Corse, avec les différentes revues, avec des constitutionnalistes qui se sont exprimés tout à l'heure, qu'il est important qu'il puisse y avoir un travail de connaissance de ce texte-là et que nous puissions tous prendre conscience, y compris les Corses qui ne partagent pas nos idées, je parle encore en tant qu'indépendantiste, de la richesse de notre pensée politique collective. Et pour savoir où l'on veut aller, pour savoir qui l'on est, c'est effectivement très important pour un peuple de savoir qu'il n'est pas né il y a à peine 250 ans, bien loin de là. Et c'est important pour nous tous. Et puis enfin, je vais conclure ici, il y a la dimension politique en tant qu'élu et que, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez voulu donner à ce moment. Cette dimension politique, en faisant référence au Diouraman, tout d'ailleurs dans le rapport, en faisant référence au serment passé pour notre part en 2015 puis en 2017, al di là delle cerimonie, al di là della simbolica, in quanto delitto, a maniera più bella di rendere un omaggio al giuramento. A maniera più bella sarebbe di rendere un omaggio di noi alla giustificazione e alla resistenza giusta e alla legittimità della resistenza e di un diritto a essere maestri di uso destino. Di chi dobbiamo riflettere a ciò che si scrive oggi, perché il nostro rapporto va fare una riverenza all'autonomia, un rapporto all'autonomia che pare riscriversi in un calendario di un governo francese. E ne va una riverenza in un rapporto stesso di acquisto di giustificazione. E per esempio, allora qui parlerà alle leggi nazionalisti. Ai nazionali. Stiamo a essere attenti, riguardando la nostra storia, riguardando il fatto che noi vogliamo tutti essere figli a quelli che hanno detto che noi vogliamo ammaestrare il nostro destino, e si attenta a un famiglia con sbaglio maior e confonde una trappola con una tappa necessaria nella strada lunga della nostra libertà. E questo è di pura attualità. Altre domande di parola? No, allora, Duia Farucci e Mica Farucci, importantissimi, ci sono la Uisi di un Consiglio Economico, Sociale e Culturale di Corsica è importantissimo. Donc il estime, le Conseil économique, social et culturel et environnemental de Corse estime, je cite, que cette acquisition est importante, insiste sur la nécessité de la rendre accessible tant aux chercheurs qu'à la population, numérisation, exposition, action de contextualisation à destination des scolaires, des actions de médiation. Voilà, l'avis est favorable. E per i giovani di l'Assemblea di Adiuantu c'è un lungo rapporto in lingua corsa, bimbi due leggi, la vede, e la Commissione esiralegra di l'acquisto di un manoscritto di giustificazione di Don Gregorio Salvini di collettività di Corsica e la decisione è stata avviata all'unanimità, dunque sono d'accordo. Je voudrais quand même dire deux mots suite à l'intervention de Chantal.
Bien évidemment, d'abord, nous n'avons pas la même vision des choses et c'est bien pour ça que nous ne sommes pas du même côté dans cet hémicycle, et d'autre part que la posture politique, bien sûr, est de bonne guerre dans l'exercice de nos fonctions. Mais je ne veux pas quand même que les Corses qui nous écoutent, ou demain ce sera relayé par les médias, ce que nous disons aujourd'hui ou ce soir, je ne veux pas que les Corses s'imaginent un seul instant qu'il y a un arbitrage, comme disent les anglo-saxons, un trade-off entre, d'une part, l'aide sociale et de l'autre côté, la culture. Ce n'est pas comme ça que nous gouvernons la Corse depuis maintenant plus de 10 ans. Ce n'est pas comme ça. Nous considérons les choses de manière globale. Il y a des arbitrages qui sont faits, mais ils ne sont pas faits sur le dos du social. Et nous sommes une des régions où, un des territoires où la conseillère Bianca Fadi le sait très bien, d'accord, où l'accompagnement est fondamental dans les villages, dans les villes, per quelli che ci sono da voi, i sono antenati, e per quelli che giungono di noi, cioè Sabella. Et par ailleurs, nous ne faisons pas aussi de mégotage concernant la culture parce qu'elle nous paraît essentielle et fondamentale à transmettre tout autant que l'accompagnement social des infrastructures ou d'autres postes de dépenses. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je souhaiterais quand même vous transmettre partager avec vous une pensée de Simone Veil, la philosophe, pas la ministre, bien que la ministre et femme politique ait pu produire des choses très très belles aussi, y compris sur ce sujet-là. Elle disait l'enracinement. Et je pense que ça nous concerne tous, parce que tous ici nous appartenons, qu'on le veuille ou non, au peuple corse. C'est comme ça. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments de l'avenir. Donc c'est essentiel. Voilà, essentiel au sens propre du terme. C'est l'essence d'un peuple. Voilà, et il n'y a pas, de ce point de vue-là, de discussion à avoir. Et lorsque tout s'écroule, et on le voit dans certains pays, lorsque tout s'écroule, ce qu'il reste, c'est la culture et la transmission, y compris de peuples qui sont en exil depuis des décennies, voire des siècles, depuis des siècles. Voilà, merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Donc, merci pour cette occasion qui nous est donnée à travers les interventions de revenir sur le sens de cette acquisition, qui est un sens effectivement profondément politique, mais au sens noble du terme. Pas politique parce que les uns seraient favorables au nom de leur lecture de l'histoire et les autres y seraient opposés. Politique par rapport aux grands choix que nous voulons faire et aux priorités que nous souhaitons identifier et mettre en œuvre. Et donc, comme cela a été prévu, je voudrais d'abord revenir sur les circonstances et la portée de cette acquisition avant de répondre brièvement aux interrogations énoncées par le groupe Corinne Front sur le prix ou sur la procédure, relayée d'une certaine manière par l'intervention de Saverio Lugiani sur éventuellement un droit de préemption. Et je voudrais également répondre à l'opposition de principe qui a été formulée par notre collègue et ami au nom du groupe de droite. Je l'ai bien entendu, c'est au nom du groupe de droite. Donc c'est une position politique. Et donc ça mérite une réponse politique. Alors très brièvement, pour ne pas redire ce qui a été dit tout à l'heure, parce que nous avons effectivement organisé cette cérémonie de présentation parce que nous considérons que l'acte que nous proposons à l'Assemblée de Corse de valider ne regarde pas seulement les élus de la Corse, mais qu'il concerne tous les Corses et qu'il a une portée, disons-le, universelle par le sens profond qu'il emporte. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit longuement, mais simplement je veux à nouveau
remercier Madame Marie-Joseph Bacchini-Salvini, qui a fait un choix, et je le redis, personne ne savait que ce manuscrit unique était dans sa famille, comme personne ne savait que ce manuscrit existait. Et cette rareté vient déjà majorer, y compris d'un point de vue du prix de la chose, les estimations qui peuvent être faites. Madame Bacchini-Salvini a pris, en accord avec sa famille, une décision qui est fondamentalement politique. Elle a choisi, alors qu'elle aurait pu choisir le contraire, de ne pas mettre ce manuscrit sur le marché de l'art, où il aurait fait l'objet, comme cela est le cas, quel que soit l'objet, eh bien, d'une logique de mise à prix qui l'aurait entraîné vers des prix très probablement largement supérieurs à celui que nous avons payé. Elle a fait ce choix et elle a fait le choix de venir dans mon bureau me rencontrer en qualité de président du conseil exécutif de Corse et me dire « Je souhaite que cette œuvre, si vous êtes prêt à en faire l'acquisition, devienne la propriété de la collectivité de Corse, qui est l'institution qui représente la Corse et les Corses, parce que je souhaite que cette œuvre, qui est dans le patrimoine de ma famille depuis sa production, soit désormais intégrée dans le patrimoine commun. » C'est un choix fondamentalement politique. Et il faut l'en remercier, comme je remercie, et je le redis, Pascal Marchetti, aux côtés de Madame Bacchini-Salvini, comme je remercie Monsieur Gilbert Polverelli, expert judiciaire, et comme je remercie l'ensemble des services de la collectivité de Corse, avec en première ligne le service du patrimoine, bien sûr, mais à ses côtés également services juridiques et les services du protocole. Une fois que nous avons dit cela, nous avons mis en œuvre la procédure qui nous permet de décider ou pas d'une acquisition. L'estimation de la chose et l'estimation du prix. Et en quelques mots, je ne reviendrai pas sur les interprétations historiques qui peuvent être différentes, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que ce document est un document unique. Il est la moitié du manuscrit définitif qui a été remis à l'imprimeur. Normalement, ce document disparaît totalement. Là, la moitié a disparu, la moitié a été récupérée par l'auteur et a été ramenée dans sa famille. Et ce manuscrit a servi à l'édition d'un ouvrage, Giustificazione di Rivoluzione Corsica, qui est considéré comme un ouvrage fondamental, non seulement, et ça a été dit par tous les historiens pour le coup, dans l'histoire de la Corse, mais dans l'histoire de l'Europe des Lumières. C'est-à-dire que ce document nous parle à nous en tant que Corses, mais il parle à toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au lent cheminement de la démocratie et notamment à l'émergence de la logique démocratique dans l'Europe du XVIIIe siècle qui était dominée par les absolutismes royaux. Et ce que vient formaliser pour la première fois dans l'histoire de la Corse, mais aussi dans l'histoire de l'Europe et donc de l'humanité, ce que vient formaliser ce document, et ça a été dit tout à l'heure à la fois par des historiens, par des experts dans le domaine de l'art, par des constitutionnalistes et par des historiens du droit, ce que vient formaliser pour la première fois ce texte, c'est la théorisation du droit d'un peuple à se lever contre la tyrannie et contre l'oppression. Et c'est en cela que ce document parle à toutes et à tous, et pas seulement aux Corses. Et c'est pour cette raison qu'il a été regardé dès sa publication dans toute l'Europe des Lumières comme un texte fondateur
de ce qui va ensuite déboucher sur des révolutions plus prestigieuses, comme la révolution de 1789, pour parler de la France, ou sur la révolution américaine, pour parler de la guerre d'indépendance des colonies d'Amérique contre la Grande-Bretagne. C'est cela la valeur du texte. Et je dis simplement une citation parmi 1000 autres possibles, celle de l'expert qui dit, et je cite, « S'il existe des biens considérés comme trésors nationaux interdits de sortir du territoire, ce manuscrit présentant un intérêt majeur historique et culturel peut être considéré pour notre île comme un trésor national. » Laissons de côté cette comparaison. Le prix. Madame Bacchini-Salvini est venue et nous a dit « Moi, je souhaite un prix », et c'est marqué dans les documents qui ont été échangés avec toutes les administrations, qui était de 110 000 €, qu'elle avait fixé unilatéralement. Nous avons recouru à l'expertise. L'expertise dit le prix minimum de ce document, c'est 180 000 €. Nous aurions été dans une attitude moralement détestable et juridiquement dolosive si nous n'avions pas fait part à notre venderesse pressentie de la réalité du prix fixé par l'expert. Il y a eu effectivement une remarque disant, parmi les administrations consultées, peut-être faudrait-il faire d'autres expertises, mais je vais vous répondre, ce qui fait le prix de l'œuvre, si on renonce à la décision de donner priorité à la collectivité publique, c'est le marché. Et le marché, il a parlé bien mieux que les experts. Lorsque, quelques jours après le premier contact avec Madame Bacchini-Salvini, et alors même que j'ai souhaité, en accord avec l'administration de la collectivité de Corse, conserver la plus grande discrétion sur la perspective de la vente, des acquéreurs privés se sont manifestés pour des prix de 200 000, 250 000, 300 000 €, 350 000 €. Où cela se serait-il arrêté si la propriétaire initiale avait été guidée par la recherche du profit ou un esprit de lucre? Et je me tourne vers vous en vous disant tout simplement, dans cette affaire-là, vu la valeur inestimable du bien, au-delà de son prix d'achat, il valait mieux tenir que courir. Parce que nous n'avons, cher Saverio Lugiani, mesdames et messieurs les élus, aucune procédure équivalente à celle du Trésor national. Nous n'avons pas le moyen, quelle que soit l'œuvre, quelle que soit sa nature, de la soustraire au marché. Et je voudrais vous rappeler l'expérience malheureuse que nous avons vécue avec le tableau de Paoli. Tableau de Paoli, un tableau exceptionnel, vous le savez, qui était propriété d'un particulier et que ce particulier avait proposé de vendre en 2013 ou 2014 à la collectivité de Corse pour un prix de 135 000 €. Les choses ont traîné. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons pris connaissance de cette proposition. Mais le temps que nous en prenions connaissance et que nous nous rapprochions du vendeur, celui-ci avait été contacté par un acquéreur privé. Et il a vendu à un prix auquel nous n'avons pas eu accès. Mais il a choisi l'acquéreur privé. Et ce tableau, quelques années après, nous l'avons retrouvé dans une vente aux enchères au prix de 500 000 €. 500 000 €. Et je me rapproche de la réponse à la droite. Nous avons choisi de ne pas participer à ces enchères. Rappelez-vous, question orale du groupe Corinne Fronte, nous disant est-ce qu'on va y aller ou pas? Nous avons fait le choix de ne pas y aller en prenant un risque, que cette œuvre magnifique soit vendue. Mais nous ne voulions pas, par notre participation à la vente aux enchères, participer à l'alimentation d'une logique spéculative, où à l'année N, on propose à la collectivité de Corse d'acquérir pour 135 000 €, et où à l'année N plus 3 ou plus 4, on propose de revendre à 500 ou peut-être plus, 500 000 € ou peut-être plus. Cette œuvre n'a pas été vendue, mais elle n'est toujours pas la propriété de la collectivité de Corse, malheureusement. Et donc,
en attendant de faire évoluer le droit, nous devions prendre la décision. Faut-il acheter ce bien ou pas? Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est une évidence. Et je vous le dis, je me tourne vraiment amicalement vers le groupe de droite. Je ne peux pas, même un instant, même en me mettant à votre place, en essayant de m'y mettre, en essayant de balayer tous les arguments que vous avez sans doute évoqués en réunion de groupe, je ne peux pas un instant comprendre votre position. Je ne peux pas la comprendre. Comment tous les peuples, allez, ne parlons pas de peuples, toutes les régions, tous les pays, tous les groupes humains se battent pour préserver ce qui est constitutif de leur patrimoine essentiel et transhistorique. Et vous, à travers un argument qui, je vous le dis, l'argument, pas vous, est un argument misérable, venir nous dire, vous ne pouvez pas payer 180 000 € une œuvre parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer l'essence, c'est un argument qui relève du populisme, de rien d'autre. Ce n'est pas entendable, parce qu'à ce prix-là, fermons les musées, ça a été dit, vendons les tableaux, vendons les églises, il y a des biens. Eh oui, avec 3 tableaux d'église, on peut payer 10 000 pleins. Alors on les vend, en Castagnici et ailleurs. L'Italie, il y a quelques semaines, a payé 30 millions d'euros un Caravage, alors qu'elle en a déjà plusieurs dizaines, plusieurs centaines dans son patrimoine. Qu'a dit le gouvernement italien, dont nous ne partageons pas par ailleurs beaucoup des options, mais qu'ont dit les Italiens? Ils ont dit, et j'ai repris, c'est un choix dont nous sommes fiers et qui participe du renforcement du patrimoine culturel national. Et je me tourne vers vous, même si vous n'êtes pas nationaliste, même si vous ne partagez pas notre analyse de ce que représente ou de ce que peut représenter aujourd'hui ce texte unique, qui nous est parvenu, disons-le, par miracle, qui représente ce que la Corse a produit de meilleur au XVIIIe siècle pour contribuer à la marche des idées et du progrès. Comment pouvez-vous envisager de reprocher que nous l'achetions? Mais je me tourne vers la droite qui est gaulliste, pour beaucoup d'entre vous, je pense. Si vous trouviez l'original de la Constitution de 1958, écrit de la main du général de Gaulle, avec les annotations qui vont bien et qui sont reprises dans le document, vous auriez dit on ne peut pas l'acheter parce qu'avec le prix, on peut faire des pleins. C'est ça que vous auriez dit? Et si ça avait été de n'importe quel autre texte important dans l'histoire de France, vous auriez dit on ne l'achète pas? Alors nous disons il faut l'acheter. C'est une chance de l'acheter. Nous sommes fiers de pouvoir l'acheter. Et nous le faisons par rapport à l'histoire, par rapport au présent, par rapport à l'avenir. Nous le faisons pour nous et nous le faisons surtout pour les générations à venir. Merci, Monsieur le Président. Bien, donc je vais vous demander de voter la délibération qui vous a été transmise. Oui, Jean-Martin Monolone. Explication de vote. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est bien, expliquez-nous. Je trouve que vous avez bien du mal à supporter la contradiction et à considérer... Je trouve que vous avez bien du mal à supporter la contradiction et assumer le fait que l'on puisse dire, dans le même temps qu'il s'agit d'une œuvre majeure, dans le même temps reconnaître la dimension historique et ne pas avoir les moyens
c'est ce qu'on considère d'acheter cette œuvre. Est-ce que ne pas avoir les moyens d'acheter cette œuvre, ça enlève au caractère historique? Est-ce qu'on interdit d'enseigner l'histoire dans les collèges, dans les lycées, peut-être ailleurs à l'université, en faisant référence à l'ouvrage dont on parle? La question, elle n'est pas historique. La question, elle n'est même pas de savoir si on doit comparer l'œuvre que l'on s'apprête à acquérir en plein d'essence. La question est de savoir, dans le contexte que nous traversons, puisque vous êtes dans la symbolique, si symboliquement, lorsqu'on sort de cet hémicycle, il y a certes des érudits, certes des bibliophiles, certes des collectionneurs qui donneraient tout pour acquérir cette œuvre. Et puis il y a aussi des gens qui souffrent, puis il y a même des gens qui ne souffrent pas. Il y a peut-être même des gens que ça n'intéresse pas. Ce n'est pas notre cas. Est-ce que vous pouvez souffrir de cette nuance sans considérer qu'il s'agisse de populisme? Manifestement, non. Et c'est bien ce qui nous distingue. Quant à savoir si aux enchères figurerait une œuvre du général de Gaulle ou tout autre personnage de l'histoire de France ou d'ailleurs, quant à savoir si dans l'histoire de France ou d'ailleurs, il y avait aux enchères une œuvre et que nous ne pourrions pas l'acquérir, nous aurions eu les mêmes réflexes. Et probablement, nous serions nous tournés, comme nous le réclamons depuis des mois et des années, vers des œuvres de mécénat pour acquérir l'œuvre à laquelle nous serions tant attachés. Alors, l'explication de vote se suffit à elle-même. Vous auriez compris que très tranquillement, très sereinement, sans faire injure à l'histoire, sans faire injure, y compris à vos idées, on considère que nous n'avons pas les moyens d'acquérir cette œuvre. Et donc nous voterons contre ce rapport. Bien, donc nous passons au vote. Allora, diametta a uodu sta decisione di compra a giustificazione di Don Gregorio Salvini, scritta da Berello, e come l'avete vista, qual è chi è contro? Dunque, direte contro, qual è con bodemica, astensione, e qual è chi vota a pro, tutti gli altri. A ringraziarmi. E a ringraziarvi, oggi Presidente, per il vostro impegno, non tasto cartolare. E a benide a visita Nesce, siete tutti obbligati di quella Nesce, dico. A ringraziarvi. Passiamo a l'altro cartolare nanta o patrimonio. O patrimonio mi gira verso a consigliera. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, le dossier que je vous présente et pour lequel nous allons nous prononcer concerne, vous l'avez lu, la mise à disposition du château de Stopiel par l'Office foncier de la Corse au profit de la collectivité de Corse en vue de la réalisation de travaux d'urgence. Ce dossier, vous l'avez compris, dépasse largement une simple opération technique, car ce dont nous parlons, c'est un élément majeur de notre patrimoine, comme le précédent, et un témoin précieux de notre histoire, particulièrement celle du Cap Corse. Ce château du XIXe siècle s'inscrit dans une grande tradition des palazzi d'americani et porte en lui une histoire profondément corse, celle de l'immigration vers les Amériques, celle du travail, celle de la réussite, mais aussi celle du retour au pays et celle de la transmission. Il incarne une Corse ouverte sur le monde, fière de ses racines, une Corse capable de partir, mais aussi de revenir pour construire et transmettre. Par son architecture néoclassique et par la richesse de ses décors intérieurs, ce château constitue l'un des témoignages les plus remarquables de cette histoire et à ce titre, il engage pleinement notre responsabilité. Aujourd'hui, ce patrimoine est en danger avec des dégradations notamment sur les toitures, des infiltrations d'eau sont récurrentes, les charpentes sont fragilisées et les décors intérieurs commencent à être altérés. D'autre part, malgré les premières interventions au conservatoire engagées depuis 2022, la situation continue de se dégrader et nous devons rapidement intervenir. Dans le même temps, nous faisons face à une contrainte calendaire forte puisque le portage foncier assuré par l'Office foncier de la Corse arrive à échéance en octobre 2026
et que la relance d'une procédure complète de maîtrise d'œuvre nécessiterait entre 14 et 18 mois, un délai qui est tout simplement incompatible avec l'état actuel du bâtiment. C'est pourquoi nous avons fait le choix de la responsabilité et de l'efficacité, en décidant d'agir sans attendre la rétrocession du bien grâce à un travail étroit mené avec l'Office foncier de la Corse, qui a permis aujourd'hui de mettre en place une mise à disposition du château au profit de la collectivité de Corse, assortie d'une délégation de maîtrise d'ouvrage. Ce cadre nous permet ainsi d'intervenir immédiatement. Donc, dès 2026, nous proposons d'engager des travaux d'urgence pour un montant de 100 000 € pour, d'une part, stabiliser les toitures, d'autre part, limiter les infiltrations d'eau et consolider les structures les plus fragiles. Ces travaux ont pour objectif de limiter les infiltrations en attendant la mise en œuvre de la tranche 1 de restauration. Vous l'aurez compris, notre ambition ne s'arrête pas à l'urgence, elle est beaucoup plus large. Nous voulons faire du Palazzo Stopiel un lieu de mémoire dédié à l'histoire des Corses partie outre-Atlantique et revenu bâtir ces demeures qui font aujourd'hui la singularité du Cap Corse. La première tranche de restauration, estimée à 1,7 million, permettra d'engager cette transformation et d'inscrire ce site dans une dynamique culturelle et patrimoniale, je l'avais déjà dit lors d'une réponse à une question orale, très forte en lien avec son territoire. Ce projet sera co-construit avec les acteurs locaux, avec les habitants, avec les professionnels, afin de définir un projet bien sûr partagé par tous, et nous reviendrons devant cette Assemblée pour en présenter les contours. Aussi, la mise à disposition du Palazzo Stopiel ayant été approuvée par le conseil d'administration de l'Office foncier de la Corse, il vous est proposé aujourd'hui de prendre acte de cette décision et d'autoriser le président du conseil exécutif de Corse à signer la convention correspondante afin de permettre l'engagement effectif des travaux d'urgence sur les toitures et la préparation de la tranche 1 de restauration du bâtiment, première étape indispensable à la sauvegarde et à la valorisation de cet édifice patrimonial majeur. Je vous remercie. Ringraziamo Mamma consigliera. Allora, a commissione di agricoltura ha dato un avviso favorevole, assenza di gruppi, un soffio no e un'altra strada. La commissione di evidenze ha dato un avviso favorevole, non partecipazione di un soffio no e davanzemo e corri in fronte. Allora, il dibattito è aperto. Qual è chi domanda la parola? Marianne Pierre. Bien. Alors, ce rapport sur le château de Stopiel vient une fois de plus, je dirais, confirmer ce que j'avais formulé depuis longtemps, à savoir que, et je le dis d'autant plus clairement, que lorsqu'il a été présenté à cette Assemblée, c'était un dossier qui n'était pas structuré, c'est-à-dire qu'on se trouvait face à une future acquisition de la collectivité sans aucun diagnostic préalable. Donc je vous avais interpellé à l'époque. Donc aujourd'hui, si vous voulez, mes questions vont être les suivantes. Tout d'abord, à l'origine, en 2017, vous avez fait une préemption. Cette préemption que vous avez engagée, elle a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif, ce qui est très rare qu'une préemption soit annulée par un tribunal. Ça prouve déjà la fragilité juridique de la préemption. Est-ce que cette préemption n'était pas assez motivée? Parce qu'une préemption, il faut qu'elle ait un but, qu'elle ait une motivation. Donc, ça m'interpelle. Ensuite, vous avez fait un protocole transactionnel en 2020 avec le candidat acquéreur, puisque qui dit préemption, c'est qu'il y avait un acte au départ entre particuliers. Donc, je voudrais savoir le montant de cette transaction que vous avez fait en 2020. Donc vous voyez que c'est un parcours assez chaotique juridiquement. Et malgré cela, il y a eu une acquisition en 2021 par l'intermédiaire de l'Office foncier, comme vous l'avez dit, pour le compte de la collectivité. Cette opération, si vous voulez, moi je la mets en parallèle avec la préemption que vous avez faite sur Cavallo. Je m'explique. Car sur le fond, elle relève d'une même logique, celle que je qualifierais d'achat compulsif.
au nom d'un principe qui est devenu pour vous presque intouchable, celui de préserver des biens attachés à notre histoire. Mais oui, alors posons-nous la question, une question simple, et ayons une réponse honnête. Le but est-il atteint aujourd'hui concernant ce bâtiment? Cet achat devait permettre de maintenir ce bien dans le giron public, afin d'éviter, comme vous le dites, de la spéculation foncière et immobilière. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Un bâtiment dégradé, des travaux d'urgence à engager, vous venez de le dire, à hauteur de 100 000 € et une restructuration pour une première tranche estimée à 1,7 million. Alors je me pose la question, est-ce que cet achat était un achat qu'il fallait faire? Est-ce que ce bâtiment, malgré sa majesté, aujourd'hui, ne rencontre pas-t-il des contraintes importantes, notamment des contraintes liées à l'accès et d'autres contraintes fortes concernant le bâtiment? Alors, je vous pose les questions suivantes. Vous vous revendiquez respectueux de notre histoire. Pensez-vous avoir fait ce qu'il fallait réellement pour protéger le château de Sopels? Pour ma part, la réponse est non. Non, parce qu'aucune étude sérieuse n'a été menée au départ quand vous avez envisagé d'acheter. Rien n'a été budgétisé dans cette opération. Non également parce que nous trouvons aujourd'hui avec un bien auquel la collectivité de Corse n'est manifestement pas en capacité de donner l'attention qu'il mérite. C'est pourquoi je voudrais que vous répondiez à ces questions suivantes. Pouvez-vous me préciser le motif exact de l'annulation du droit de préemption? Pouvez-vous m'indiquer les conditions et le coût du protocole transactionnel en 2020 avec les acquéreurs évincés? Et surtout, comment justifier que la collectivité de Corse ait poursuivi cette opération sans établir au départ un véritable projet pour le devenir de ce château, son investissement, son financement et surtout un calendrier des travaux? Alors, je m'adressais au président, quand on n'est pas en capacité d'aller au bout, il faut savoir renoncer. Car préserver un patrimoine, ce n'est pas accumuler, c'est être capable de l'entretenir, de le protéger et de lui donner un avenir. Merci. Oui. Merci Madame la Présidente. Donc, Madame la conseillère exécutive, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la politique volontariste que mène la collectivité de Corse en matière de préservation et de valorisation de notre patrimoine, n'en déplaise à Madame Pierre, bien évidemment. Le palazzo de Stoppie à Centuri constitue un élément remarquable de notre héritage, à la fois architectural, historique et symbolique. Il témoigne de cette histoire singulière des Corses partis aux Amériques et revenus construire sur leur terre natale. Ainsi, comme beaucoup d'édifices patrimoniaux de notre île, il nécessite une intervention rapide pour éviter une dégradation irréversible. C'est tout le sens de la démarche proposée dans ce rapport. La mise à disposition du site par l'Office foncier de la Corse permet donc à la collectivité d'intervenir sans attendre, dans un cadre juridique sécurisé, afin d'engager des travaux conservatoires indispensables sur les toitures et les structures les plus fragilisées. Ces travaux d'urgence, ciblés et maîtrisés, constituent une première étape essentielle. Mais ils s'inscrivent surtout dans une vision plus large. Car l'action de la collectivité en matière patrimoniale ne se limite pas à la sauvegarde. Elle vise aussi à donner un avenir à ces lieux. C'est un point fondamental. Le patrimoine que nous restaurons a vocation à être habité, animé, transmis. Il doit devenir un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de culture. C'est le sens des projets que nous portons. Nous l'avons démontré avec la rénovation du couvent Saint-François en Altaroca, qui est aujourd'hui un lieu vivant. Nous nous sommes engagés dans cette même logique à Mérosalia, et c'est cette ambition que nous devons poursuivre sur l'ensemble de notre territoire. Le projet envisagé pour le Palazzo di Stoppie va dans ce sens, avec la perspective de créer un espace dédié à la mémoire des palazzi d'Americani et à l'histoire de l'immigration corse
en lien avec le développement culturel touristique du Cap Corse. À travers ce rapport, nous affirmons une méthode en intervenant lorsque l'urgence l'impose, en préparant dans le même temps des projets structurants et en inscrivant chaque opération dans une stratégie globale de valorisation. C'est ainsi que notre patrimoine pourra continuer à témoigner de notre passé tout en étant pleinement acteur de notre avenir. C'est donc pour toutes ces raisons, Madame la conseillère exécutive, que nous soutenons ce rapport. Je vous remercie. Altre prese parola. Pionim. Jean-Christophe Angelini. Merci. J'étais président de l'Office foncier en lien bien sûr avec le Conseil exécutif en son sein quand nous avons décidé d'acquérir le Dibien. On ne va pas faire de vrais faux suspense, on votera le rapport, mais je pense qu'il faut effectivement qu'on profite de l'opportunité qui nous est donnée pour susciter d'autres types de questionnements. J'entends les principes qui sont annoncés, qui font un peu écho au débat que l'on vient d'avoir sur la justification. Je les partage, mais je pense en même temps qu'on ne peut les décliner à l'infini, notamment au plan technique et financier, et que ça nous renvoie de manière pratique à au moins deux types de débats. Premier débat, quel type de limite peut-on fixer à cette stratégie d'acquisition et de conservation dans le patrimoine collectif d'un certain nombre de biens, tantôt de nature artistique, tantôt de nature immobilière ou foncière, tantôt d'une nature différente. La collectivité, en l'état du droit qui guide ses délibérations et qui conduit ou qui lui permet de conduire son action, ne peut bien malheureusement tout acquérir et tout, entre guillemets, planifier ou régenter. Donc, il y a peut-être une notion de priorité, de hiérarchie, il y a un débat. Bien. Non pas que nous regrettions, tout au contraire, l'acquisition de Stopiel, nous l'assumons complètement, comme chacune des décisions qu'on a pu prendre, soutenir ou partager à l'époque. Mais nous disons aujourd'hui, quelques 10 ans après peut-être, qu'effectivement, on doit considérer la cartographie de ces biens de manière objective et rationnelle et en profiter pour poser un débat stratégique sur cette volonté de la collectivité qu'elle s'exprime en propre, qu'elle s'exprime à travers un office ou une agence, qu'elle s'exprime à travers un droit de préemption, qu'elle s'exprime à travers une acquisition. Bon, en l'état du droit et des ressources budgétaires et financières de notre collectivité, quelle est notre stratégie? Il y a dans ma région, celle que je connais le mieux, quantité de biens qui tous les jours sont mis en marché. On essaye, dans le cadre des prérogatives et ressources dont nous disposons, de les incorporer dans le domaine public de la ville ou de la communauté de communes. Mais au rythme où vont les choses, on ne peut décemment pas le faire tout le temps et pour tout. Alors, certes, ce sont des biens avec une valeur patrimoniale plus discutable, mais des biens qui souvent sont chers au cœur des porto-vecchiais et qui aujourd'hui eh bien, nous mettent dans une vraie difficulté. Je vous donne un exemple. Je me tourne vers Georges May là, et vers d'autres ici. Si demain on devait vendre l'usine à Liège, moi en tant que maire de Porto-Vecchio, je ne peux pas la laisser filer. En même temps, je n'ai pas les moyens de l'acheter. Et si je me tourne vers vous, et c'est bien normal, ce n'est pas un reproche, vous ne les aurez pas davantage. Alors on a créé un fonds de dotation qu'on est en train de mettre en mouvement. Mais il faut qu'on s'interroge aujourd'hui, en l'état du droit, et demain peut-être en l'état, dirons-nous, d'une collectivité de Corse autonome, sur ce que l'on est en mesure de faire
et sur ce que l'on peut fixer comme limite à cette stratégie, même si le rapport tel qu'avancé par le Conseil exécutif, de notre point de vue, ne suscite pas de débat particulier. Même si tout débat est légitime, et celui-là l'est naturellement. 2, et j'en aurai terminé, la question de l'office foncier sous le contrôle du président est une question complexe. L'office porte des biens fonciers immobiliers pour le compte de la collectivité, tant que les collectivités locales qui ont conventionné avec lui n'ont pas les moyens de réaliser. Donc ma question elle est simple. Peut-on proroger à l'infini la stratégie de portage, ou bien, et c'est le cas au moment de la signature de la convention et par ailleurs de son déploiement dans le temps administratif, peut-on ou doit-on fixer une limite, là aussi, qui rejoint notamment la question de la destination du bien. Quand on a acheté Stopiel, l'idée, et je sais qu'Anne-Laure Santucci, outre le fait qu'elle est conseillère exécutive, connaît la région mieux que beaucoup, en tous les cas mieux que moi-même, c'était peut-être d'y installer le siège du parc marin, peut-être d'y créer un lieu, Frédéric et d'autres l'ont dit, dédié à la valorisation des palazzi des Américains du Cap, peut-être de réfléchir à une stratégie de mise en tourisme du territoire avec un réceptacle qui soit adapté. Bon, il y a un débat qui a été ouvert. Donc, j'en aurais terminé pour ne pas être trop long. 1. Cette stratégie d'acquisition que l'on peut en son principe partager et soutenir, qu'elle émane de la collectivité en propre ou bien de ses offices et agences, quel cadre lui donne-t-on à droit constant et dans le cas d'une évolution statutaire et constitutionnelle. Sinon, dans une économie mondialisée où le marché, bien qu'on puisse le déplorer, règne en maître, notre collectivité, que fait-elle face à la mise en marché, là aussi, de biens qui, à un rythme très soutenu, échappent au patrimoine collectif? Où mettons le curseur? Est-ce que c'est parce qu'on connaît, et ce n'est pas un reproche, mieux un élu qu'un autre? Est-ce parce qu'on connaît mieux un vendeur qu'un autre? Comment évalue-t-on? Je ne parle pas de la justification, on a voté, et là la valeur du bien elle est indéniable, mais pour tout le reste, on est un peu demandeur ici d'un débat sur la manière dont on peut éclairer les décisions qui sont prises, même si chaque décision, comme c'est le cas pour celle que vous nous proposiez, est soumise à débat politique, à délibération. Deuxièmement, et pour finir, donc, dans le cas de l'office foncier, on a cette difficulté sur la stratégie de portage et sur le refinancement de l'office qui, très vite, quand il acquiert des biens à un rythme soutenu, arrive à terme en termes de ressources et est obligé soit d'emprunter, soit, avec les collectivités avec lesquelles il a conventionné, de trouver des solutions. Bon, pour Stopiel, ça n'est manifestement pas encore le cas, et ce n'est pas un problème ni un reproche, mais je pense qu'il faut qu'on cartographie ces biens, que l'on voit avec les collectivités partenaires ce qu'il en est, et je terminerai par là. Grâce à l'office foncier, la commune que j'ai l'honneur d'administrer, dont je suis maire, elle a acquis 7 millions de biens. C'est un peu d'argent. On en a délibéré. On a décidé que ces biens allaient servir de support au déploiement d'une stratégie de création de logements, avec principalement, pour ne pas dire quasi exclusivement, du BRS, du bail réel solidaire, auquel, à tout seigneur, tout honneur, Marianne nous a très tôt rendus attentifs et vigilants, de la location à loyer maîtrisé, etc., etc. Mais j'ai des échéances. Et si nous ne les respectons pas, vous aurez beau jeu de nous tirer par la manche en disant « Vous arrivez au terme de vos conventions de portage, comment fait-on » Donc, vous l'aurez compris, on soutient la délibération, on va voter le rapport, mais demandeur d'un débat au fond, et pourquoi pas ici, sur la stratégie d'acquisition de la collectivité
au travers de ces divers organismes et de ce qu'elle peut générer en propre. Et sur ces biens-là, quelle destination, quelle période de portage, quelle stratégie de refinancement et, in fine, quelle politique pour un pôle foncier qui déborderait le cadre du seul office et qui permettrait, dans une mutualisation réussie, d'appréhender tous ces sujets-là de manière plus transversale et, à mon avis, plus efficace. Je vous remercie. D'altre domande, Marianne Pierre. Je voudrais à Madame Dansard. En fait, si vous voulez, la critique que je porte, c'est qu'en 2017, il y a eu donc cette préemption qui est tombée. L'achat se fait en 2021. Le reproche que je fais, c'est en fait que cet achat, il n'a pas été maîtrisé. Vous n'avez pas mesuré la chose. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va sur ce château. On va faire des travaux, là, d'urgence. Je siège à l'office foncier, je connais le dossier. Je sais que ce château, il a été ouvert, il y a des inondations, il a fallu mettre des seaux d'eau. C'est même, je dirais, enfin, moi, ça m'afflige. Un achat pareil, au départ, si en 2021, quand vous avez décidé d'acheter, à ce moment-là, il fallait maîtriser la situation, faire un diagnostic complet. Où on va? Qu'est-ce que ça va coûter? C'est ce reproche-là que je vous fais. Après, je comprends le symbole. Moi aussi, vous savez, je suis corse comme vous. Je sais ce que c'est la terre et la valeur des choses. Mais à un moment donné, il faut savoir compter. Et sur le château de Sopels, je pense que vous n'avez pas compté. Merci. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai l'impression que ce débat, finalement, là, qui intervient à l'instant, prolonge utilement le débat précédent et s'en fait largement l'écho. C'est deux sujets différents, mais bon, déjà rappeler, c'était le sens de nos interventions précédentes, une partie en tout cas de nos interventions, que de manière générale, la culture et le patrimoine sont pourvoyeuses de sens collectif, on l'a dit, mais on n'a pas dit jusqu'à présent que la culture et le patrimoine, s'ils étaient bien gérés, bien aménagés, étaient pourvoyeuses aussi d'économie. On a l'impression que la culture n'engendre aucune retombée pour les territoires qui vivraient de la culture. J'ai eu la chance, à titre personnel, de me rendre à Bilbao. J'ai découvert le musée de Guggenheim et j'ai découvert aussi qu'au niveau mondial, maintenant au niveau mondial, pas au niveau du Pays Basque, au niveau mondial, on parlait de l'effet Guggenheim. C'est-à-dire qu'on avait un territoire où il ne se passait pas grand-chose, qui était dépourvu de toute attractivité. On a implanté un musée, le musée Guggenheim, et maintenant c'est un des territoires les plus visités au monde par le biais de ce musée. Donc, je ne voudrais pas comparer le château Estopiel au musée Guggenheim, mais vous avez compris la logique, et dire que finalement, quel que soit l'élément culturel que l'on met en avant, que l'on essaye d'acquérir ou de préserver ou de développer, si cela est fait dans les bonnes conditions, il peut être pourvoyeur à la fois de sens et à la fois de prospérité pour le territoire qui en a la jouissance. Mon voisin, le dénommé Hyacinthe-Val, me disait, mais scusate bien, mais à les écouter aujourd'hui, on ne fait l'acquisition de rien, on vend tout, on vend les églises, on vend les musées, on n'achète pas les livres. Et oui, messieurs, dames, excusez-moi, messieurs, dames, vous en prendrez à Hyacinthe après. Excusez-moi, mais s'il vous plaît, eh bien, litigue, Mouchi. S'il vous plaît, on a deux dossiers. Là, on a un dossier sur la justification, qui est la matérialité livresque d'un pan intellectuel et politique important de la nation corse. Ensuite, là, on a une bâtisse architecturale patrimoniale. Pour avoir suivi les travaux, avoir lu le dossier, avoir suivi les travaux de commission, et je crois que c'est pour ça que l'Office foncier en a fait l'acquisition en 2017, rappelez qu'à l'époque, c'est la mairie, la commune de Chentour qui a sollicité cette acquisition, d'une part. Ce n'est pas que la collectivité, il y a aussi une démarche qui est portée par la commune. Deuxièmement, cette bâtisse
a toutes les caractéristiques ou des caractéristiques uniques en la matière, sur Egaz et di la Merigagne. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et enfin, de ce que j'ai compris, dans le projet, on va dire, politique et d'exploitation, c'est aussi en faire l'épicentre d'un parcours patrimonial au sein de l'intercommunalité. Donc on retombe un petit peu sur ce que je disais au niveau économique. Bon, moi je veux bien, à chaque fois il y a des difficultés, on peut toujours opposer d'autres arguments, vous avez raison de poser vos questions, mais nous je pense aussi qu'on a raison de faire l'acquisition de biens patrimoniaux parce que, et je terminerai là-dessus, il y a une donnée qui est fondamentale, c'est que ce qui a du sens collectif pour nous, on veut que ça reste dans le giron public, avec toutes les difficultés que ça a. Et si on ne fait pas cet effort, nous, publiquement, ben, c'est livré à des intérêts privés et possiblement des intérêts spéculatifs. Alors, d'astre demandei parole, Paul Félix Benedetti. Moi, je partage ceux qui ont le souci, lorsqu'on fait un achat de préservation patrimoniale, de vérifier que l'achat il a une fonctionnalité culturelle ou fonctionnelle. Moi, sur ce château, je vous le dis franchement, si c'était à refaire, j'aurais une position bloquante sur l'achat. Aujourd'hui, on l'a. Comme on a le château de la Punta, où j'aurais, dans une période contemporaine aussi, une vision bloquante. On n'a pas les moyens de patrimonialiser une demeure de luxe qui, au final, va arriver à 10 millions d'euros. On va être sur du 40 50 000 euros le mètre carré reconstruit, refait, parce qu'on est dans de l'art. Et nous, on n'a pas les moyens, j'en suis conscient. Mais derrière, est-ce qu'une fois qu'on l'a acheté pour 1 million 100 je crois, est-ce qu'on ne va pas mettre le million ou le million et demi pour le faire hors d'eau, hors d'air? Je crois qu'on est obligé aujourd'hui. On est dans une logique économique, c'est peut-être une mauvaise spirale, mais on est techniquement obligé. Par contre, moi je voudrais que, y compris nous collectivement, on ait la vision de la notion de coût et d'intérêt patrimonial. Là, c'est le maire de Sartène qui vous parle. Là, ici, la CDC, elle a eu en main des projets de vente pour acheter un site de menhir à plus de 2 millions d'euros. C'est cher, mais c'est cher sur quelle échelle de valeur? C'est la vraie question. On va peut-être revenir avec une demande, parce que je n'ai pas de droit de préemption, je n'ai pas de PLU. Donc, il y aura subrogation de la collectivité de Corse et de regarder. Mais cela, pour beaucoup d'objets. Et il faut qu'on ait une vision collective et qu'on ait même un traceur et une feuille de route des achats. Moi, je l'accorde. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et qu'on le fige de manière globale et permanente. Et pareil à certaines, des maisons de maîtres, de praticiens de l'Empire français qui ont fait fortune et qui ont fait des belles demeures, qui pour certaines sont dans des états de délabrement avancé, je peux en proposer 2 ou 3. Grazie. Mamma consigliera, vi do la parole. Ah, scusate, il y a Saint-Evani. Giusto una parola per compléter, pour être un peu provocateur. Je pense qu'Annette voulait parler techniquement, mais on a bien compris. Après, vous le savez, moi je suis très attaché au patrimoine, à ce qu'on va laisser comme héritage. Nous, l'héritage qu'on a reçu en termes d'environnement, en termes de patrimoine, il est énorme. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui le sacrifier pour des personnes qui arrivent fortunées et tout nous déposséder? Je sais que ce n'est pas le sens de votre intervention. Moi, je pense au contraire, quelquefois, quelles que soient les difficultés qu'on traverse. Et je pense que la collectivité, on peut la critiquer surtout, sauf sur sa politique sociale. Sauf sur sa politique sociale, et même au-delà des personnes qui résident ici, puisque n'importe quelle personne qui arrive, elle va taper à la porte et elle est là dont elle a besoin, ce qui, personnellement, ne me convient pas. Mais bon, je pense qu'il faudrait être un peu plus restrictif, mais c'est personnel. Je pense que tout ce qui fait notre patrimoine, tout ce qui fait notre richesse, et tout ce qu'on a hérité des gens qui se sont battus pour la protéger, que ce soit le littoral, que ce soit l'intérieur, que ce soit ces maisons où il y a dans chaque maison une histoire, dans ce château,
eh ben, il ne faut pas qu'on les laisse partir. Il ne faut pas qu'elles sortent dans notre patrimoine, puisque c'est l'héritage qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est dans ce sens-là que je disais à Romain, quantunque, oggi sono contro i libri, sono contro i gaz. Presque, ce matin, on nous présente la question orale importante sur une question technique des WC de propriétaires. Bon, je pense que, quand même, donnons une autre image de la collectivité. On ne va pas discuter ici ce qui peut être discuté techniquement avec le DGS. Après, je sais tous, pour vous connaître les uns les autres, que vous êtes attachés autant que moi à ces choses-là. Donc bon, à Boulide, che è passata la campagne, è passata. Je pense que nous, notre devoir aujourd'hui, c'est de sauver ce qui nous reste. Et on le verra demain sur le dossier du logement. Pour qui? Le logement pour qui? Pour les primo-accédants, lesquels? On aura une grande discussion et là, ça sera peut-être nos divergences et nos différences, mais c'est la politique, c'est ce qu'on est. Mais sur des projets, je pense que sur des sujets comme ça, on peut tous se rejoindre. Est-ce qu'on a aujourd'hui, malgré les... Parce qu'on a un passage difficile financièrement, il faudrait tout brader. Il faudrait passer à côté de tout. Il ne faudrait plus acquérir ce qui fait notre richesse, ce qui fait de nous così mugorsi. Può essere certi nazionalisti, ma quelli che sono mica nazionalisti sono corsi di noi. Quante noi. Quante noi. Et je le dis. Et très tranquillement. E allora, è vero, che 180.000 euro sono soli, ma non un budget come il nostro. Penso che possiamo fare sforzo, quantunque, di vala. Penso che questo castello, magnifico, penso che lo vermessi qui, noi, per i corsi, e mica un emiraca da ugne con la moneta, e noi, gli indiani, guarderemo da guagliò le elicotteri che giungono e che partono, e questa è la cosa che noi vogliamo. Noi non mica questa è la cosa che noi vogliamo. Noi vogliamo la cosa che noi vogliamo, è la cosa che per i corsi. E se gli ungono anche con la moneta, se non ci ferma qualcosa per elli, bon, andessi a cavallo, ma anche a cavallo a si mandati. E abbiamo fatto quelle che anche gustissimo in casa nostra. Anche gustissimo in casa nostra. Ed è questa la cosa che vogliamo noi. Voilà. E donc, di noi che poi si è attaccati a questo patrimonio, si è attaccati a questa cultura e ce la diventa insieme. A ringraziare, mamma consigliera. Scusate, Marité Mariotti. Merci. Mon cher Hyacinthe, ce qu'il faut déjà s'atteler à laisser aux générations futures, ce sont des situations les plus saines possibles. Éviter de leur laisser, comme cela se passe au niveau national également, des montants de dettes faramineux et des situations compliquées. On n'est pas là pour dire il ne faut pas, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Paul Félix l'a dit, ça fait des années que l'on demande dans cet hémicycle un état des lieux de l'immobilier, au sens large du terme, de notre collectivité. Quels sont les biens qui nous appartiennent? Dans quel état sont-ils? Qu'est-ce que l'on en fait? Et doit-on les conserver? En parallèle, quels sont les biens que nous louons? Doit-on continuer à les louer? À quel prix? Pour en avoir discuté même avec des agents de la collectivité, on me dit on continue à louer des bureaux qui sont vides. C'est compliqué parce que c'est lourd et c'est long. Donc à un moment donné, le château de Stopiel, et moi j'avais eu le bonheur de le visiter, mais malheureusement, on va en trouver plusieurs de maisons, de châteaux qui ont un intérêt patrimonial aussi évident, voire peut-être plus que celui de Stopiel. Chez nous, on a des maisons, enfin, je ne vais pas ici faire parler de notre famille, mais on a également des biens d'exception. Enfin, il y a des couvents aujourd'hui qui ont un intérêt historique également, qui sont en état de délabrement. Donc, on va être obligé de faire des choix. La fameuse fondation Romain Colonna, tout à fait d'accord. Alors, comme dirait Jean-Martin, attirons des privés. Privé, ça ne veut pas forcément dire spéculation et brader le patrimoine. Donc, à un moment donné,
Moi, Stopiel, j'aurais bien aimé pouvoir l'acquérir pour moi. Bon, ça aurait été un peu loin de chez moi, mais quand même. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable aujourd'hui, bien par bien, qu'il soit beau, qu'il ait un intérêt patrimonial ou historique, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il est opportun pour moi de le conserver? Je dois faire des choix. Est-ce que demain, on va réhabiliter tel couvent, on va parler d'Oretz, on va tout faire? Et ça ne veut pas dire qu'on veut brader le patrimoine. C'est qu'à un moment donné, on a un principe de réalité qui nous rattrape. Voilà. Et ensuite, on peut... Alors, chaque fois qu'on entend investissement privé, on pense méchants spéculateurs, j'en passe et des meilleurs. J'ai vu récemment aussi, ces derniers jours, dans le journal local, qu'il y a également des Corses qui ont investi dans des hôtels de luxe. Je dis bravo. Aidons éventuellement à ce type je dirais, d'entrepreneuriat. Mais il faut faire des choix. Et on n'aura pas, malheureusement, j'aurais été ravie que l'on puisse aujourd'hui tout restaurer, il va falloir choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et on est tout à fait d'accord pour participer avec vous à un groupe de travail. Encore faut-il qu'on ait les informations que l'on n'a pas. Alors c'est vrai que c'est compliqué. On en a longuement parlé, c'est compliqué parce qu'il y a eu fusion de collectivités, il faut reconstituer les types de propriété, cher maître, etc. Mais à un moment donné, le principe de réalité va nous rattraper. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas attaché à notre patrimoine et à ce qu'on va laisser à nos enfants ou nos neveux. Merci. Juste un petit commentaire. Ce même débat avait lieu au Conseil général de Corse du Sud il y a quelques années, autour du château de la Punta. À savoir, fallait-il le restaurer à minima? Et beaucoup étaient contre, parce que ça coûtait beaucoup de sous. Et d'autres, et la majorité a obtenu finalement gain de cause, et heureusement. Parce que sinon, aujourd'hui, le château de la Punta, il se serait effondré. Il n'y aurait plus de toit, et on sait quelle est la suite après, hein, à partir du moment où il commence à pleuvoir à l'intérieur. Donc, il y a aussi des politiques qui peuvent se faire par étapes, à savoir le château de Stopiel, hors d'eau, hors d'air, et on peut voir venir. On n'est pas obligé, aujourd'hui, de dire que c'est un achat qui ne convient pas. Donc, l'exemple du château de la Punta, qui est quand même un de nos joyaux de l'histoire corse, est à peut-être prendre en exemple. Alors, il y a maintenant... Alors, allez-y. 2 petites minutes. C'était pour répondre à Hyacinthe Devanne. Je ne sais pas si vous connaissez le château Rouher, qui a été construit en 1856 pour Eugène Rouher, qui était ministre de Napoléon, qui a été racheté par quelqu'un de ma famille. Ce quelqu'un s'est endetté, lui, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, pour pouvoir le garder à Propriane et pour en faire quelque chose de magnifique. Et je vous invite à aller le visiter parce que c'est quelque chose de somptueux. Voilà. Très bien. Non, rapidement, juste pour recentrer les choses, il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient les défenseurs invétérés du patrimoine, de l'art et de la culture, et de l'autre côté des incultes et des gens désintéressés par le patrimoine et l'art. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez une sensibilité politique, vous êtes attaché à certaines œuvres, vous faites des choix. Le précédent rapport en a témoigné, celui-ci en témoigne, mais des châteaux, des retables, des tableaux de maîtres. Et il y a l'art contemporain qui est en gestation dans un hangar à Fouriagne. Il y a 2 millions d'œuvres d'art contemporain. On semble l'oublier. Sur ces sujets-là, on est tous partie prenante, on a tous en partage une certaine sensibilité. La question, en effet, puisque vous voulez faire le lien entre les deux rapports, c'est la question du coût et la question des moyens que cette collectivité s'est donnée pour satisfaire cette ambition de conservation du patrimoine. Ça passe par 2 considérations, celle des choix, vous les faites, stopper la giustification, mais la giustification derrière des livres. Moi qui suis un peu bibliophile, comme d'autres ici, je vous en trouve, hein, et des stoppiers. Je parle à ceux qui couvrent le territoire parce qu'ils sont maires. On vous en trouve. Des retables dans les églises, on vous en trouve s'il faut.
Donc ça, c'est le vrai sujet qui est celui des choix. Et le deuxième sujet, et vous avez très bien fait à votre corps défendant de choisir Guggenheim. Il y a 3 Guggenheim dans le monde. Il y a New York, il y a Venise et il y a Bilbao. Vous citez Bilbao. Bilbao, c'est un financement public-privé. Oui, la collectivité a pris sa part de l'effort et elle s'est rapprochée de la fondation Guggenheim. Donc, chiche, prenez votre part de l'effort et rapprochez-vous de Guggenheim. Et à ce moment-là, on aura Stopiel, on aura la justification et tout le reste. Mais c'est cet effort-là vers lequel il faut tendre. Et si ces sursauts aujourd'hui de réaction peuvent vous conduire précisément à prendre ces initiatives et à créer les conditions pour fonder ce qu'on appelle un pool de mécénat. Vous visitez tous les monuments de Paris, j'exclus les plus grands, le Louvre, Versailles et Notre-Dame. Et ça, c'est des cas d'exception puisqu'on fise le milliard. Vous visitez tous les monuments de Paris, vous savez très bien que vous avez à l'entrée un grand panneau avec tous les mécènes. Ça s'appelle des boules de mécénat et Paris n'a rien inventé. Vous allez dans les grandes régions de province, toutes les grandes régions de province ont organisé des poules de mécénat et essayent de sauver le patrimoine. Eh bien, nous, on est encore une fois, sur ce point-là, on est en rade. Et donc, on a des dossiers qui arrivent au coup par coup et sur lesquels vous positionnez pour des raisons qui vous appartiennent. Mais ce n'est pas ça qui est discutable. C'est les dossiers qui pourraient arriver en sus de ceux que vous choisissez par option idéologique ou par goût. Et les goûts ne se discutent pas en matière d'art. Merci Madame la Présidente, merci pour vos interventions riches et complémentaires. Je vais essayer de répondre précisément aux questions très précises de Madame Pietri en faisant un petit historique. Donc la commune de Tchantour en 2017 a sollicité l'Office foncier pour l'acquisition par préemption de la parcelle A1196, support du château de Stopiel, à forte valeur patrimoniale et culturelle, pour un projet mêlant valorisation touristique, recherche scientifique et préservation environnementale. À l'époque, Jean-Christophe Angeli était président de l'Office foncier de la Corse. À la suite d'une promesse de vente conclue entre une SCI, la vente a instauré puis délégué à l'Office foncier un droit de préemption renforcé. L'Office foncier a exercé ce droit délégué en mai 2017, mais le tribunal administratif de Bastia a annulé en 2018 les décisions de préemption. L'OFC a interjeté l'appel avant de conclure en 2020 un protocole transactionnel avec la dite SCI, mettant fin au contentieux. La commune de Tchantour n'étant plus en mesure de porter le projet, la collectivité de Corse a repris l'opération via une acquisition amiable et le portage par l'Office foncier des parcelles cadastrées A1192 et A1196 supportant le château au prix de 1 100 000 €, conforme à l'évaluation de France Domaine, majorée de 10% en vue d'un portage foncier d'une durée de 5 ans. Une convention de portage a été conclue ensuite entre la collectivité corse et l'Office foncier de la Corse le 21 janvier 2021 et l'Office foncier a acquis le château le 20 octobre 2021. Alors, M. Angelini n'est plus là, mais je pense qu'effectivement, après ce petit historique, la question, elle va au-delà du rapport que nous vous présentons. La question, et le Président complétera mes propos largement, la question, elle est celle de la stratégie d'acquisition à travers une série d'actions dont la cartographie et surtout les objectifs. Et en troisième lieu, des destinations de ces monuments patrimoniaux exceptionnels. Pour cette destination, pour ce monument-là, il y a un projet de territoire qui a du sens. Nous vous avons dit que vous le présenterons, et qui a du sens et qui est économiquement viable. Et je voudrais conclure aussi en disant que le château de Stopiel est aussi inscrit au PTIC. Je laisse le Président porter des éléments complémentaires à cette intervention. Merci, Madame la Présidente. Non, mais rapidement, je pense que beaucoup de choses qui ont été dites, y compris sur des bancs différents, ne sont pas antagonistes. La question de Stopiel, c'est, on va le dire, un héritage de 2017. Au-delà de l'explication juridique qui a été rappelée, très concrètement, c'est quoi l'affaire de Stopiel? Moi aussi, si je devais l'acheter aujourd'hui, probablement que je ne l'achèterais pas. Et je vais plus loin. Si je pouvais le vendre sans regret, peut-être que je le vendrais. Mais c'est la même problématique que vendre le château de la Punta. Économiquement, aujourd'hui, et peut-être plus structurellement pour le château de la Punta que pour Stopiel. Parce que Stopiel, il y a effectivement un projet derrière qui peut être viable, y compris au plan économique. Aujourd'hui, malgré tous les travaux
qui ont été faits autour du château de la Punte, on ne sait pas comment faire une fois qu'on aurait investi tout ce qu'il faut mettre, et je rappelle qu'en termes de volumétrie, c'est autre chose que Stopiel, une fois qu'on aurait remis le château en état, comment on fait pour lui trouver un sens d'un point de vue économique? Personne ne le sait, et je pense même qu'il n'y en a pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va prendre la décision devant le château de la Punte? Décision qui est très lourde. Bon. Donc, je reviens un instant sur Stopiel. Stopiel, à l'époque, c'est quoi? C'est une maison d'Américains emblématique qui surplombe le village, qui surplombe la mer. Et le début de l'affaire, c'est que c'est un tiers fortuné qui veut l'acquérir, dans une logique qui est, grosso modo, je ne dirais pas une logique spéculative, puisque l'intérêt, c'était d'en faire une résidence secondaire. Et il y a à l'époque, non pas la collectivité. Présidente Umbizanti Mubio. C'est la commune qui ne veut pas de cette vente. Et c'est pour cette raison que la commune met en place un droit de préemption qui n'existait pas au moment où la vente se conclut. Elle met en place un droit de préemption qu'elle va ensuite déléguer à l'office foncier. Et il y a effectivement un contentieux. Et donc, fondamentalement, c'est vrai que ces décisions, elles ne s'inscrivent pas dans un schéma global d'acquisition. Et c'est sans doute un péché originel. Mais c'est une décision qui est prise au visa de l'urgence, à la demande d'une commune qui dit on a un projet et on ne veut pas laisser partir un bâtiment immobilier qui est un fleuron de l'histoire de la commune et plus largement un fleuron de l'histoire du Cap Corse. Ensuite, il y a un contentieux. Ce contentieux se solde par un compromis avec la SCI. Élection municipale, changement de majorité municipale, et le nouveau maire ne veut pas assumer ce projet. Nous nous retrouvons donc avec l'office foncier qui porte et qui, désormais, on n'a qu'un choix. Ou on vend à un tiers, et à l'époque, ce tiers ne peut être... Non, mais c'était déjà fait à ce moment-là. Oui, mais à ce moment-là, ou on renonce à l'acquisition, et ça veut dire que le bien est remis sur le marché privé et qu'on accepte que ça soit un tiers, et ce tiers, pour répondre à son... Il peut y avoir des bâtiments patrimoniaux qui sont effectivement acquis, remis en valeur et exploités, y compris selon une logique privative. Donc ça, c'est la politique d'ensemble dont il faut se doter. Quel cahier des charges, etc. etc. Bon. À l'époque, on n'a pas voulu laisser partir le bien dans le domaine privé. Et aujourd'hui, on gère effectivement, notamment les frais de conservation qu'il faut engager, étant précisé qu'il y a un projet de territoire qui pourrait avoir une dimension de valorisation économique et touristique. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on se posera la question. Qu'est-ce qu'on fait de ce bien? Est-ce qu'on préfère qu'il reste en l'état, quitte à se dégrader, ou est-ce qu'on préfère le vendre? Est-ce qu'on trouve un tiers qui a un projet, et à ce moment-là, on est dans un cahier d'échange, etc. Ça, c'est la question de Stopiel. La question plus globale, pour répondre à Marité, il est en cours, l'inventaire. Il est complexe à mettre en œuvre. On a pris des AMO, après on a renoncé aux AMO. C'est un travail qu'on fait en interne. Je rappelle que le redéploiement, qui peut paraître facile à mettre en œuvre d'un point de vue technique et théorique, implique de longues discussions avec les organisations syndicales, etc., etc. Mais objectivement, là, on a quelque chose à faire. On a des éléments de rationalisation qui font défaut. Et c'est vrai, il y a du retard qui a été pris. Alors après, nous, on peut en justifier en disant qu'il y avait d'autres priorités, mais c'est du retard. Et il faut le faire. Et l'instruction claire qui est donnée au DGS et au service, c'est faites-nous un inventaire complet et prenons des décisions. Il faut renoncer à des locations, il faut sans doute peut-être vendre des biens, y compris à des privés, notamment des biens qui n'ont plus d'utilité, il faut discuter avec les communes, etc., etc. Donc cette stratégie immobilière globale, nous en avons besoin. Troisième et dernier point, on ne pourra pas acquérir tous les biens qui ont une valeur patrimoniale, c'est une évidence. Et nous ne le faisons pas, remarquez-le bien. Combien de fois nous avons croisé le fer sur ce type de questions? Il y a eu l'affaire de Caval, on s'est expliqué longuement, il y a Stopiel et aujourd'hui, mais je ne crois pas que la collectivité de Corse se lance dans une politique d'acquisition tous azimuts. On sait bien qu'on ne peut pas le faire, et on va pouvoir de moins en moins le faire, même si on souhaitait le faire. Donc, je vous prends un exemple, le mécénat. Eh oui, mais Guggenheim, c'est pas mon rosaire. La difficulté. On a une cellule mécénat.
on a le couvent d'Oretz. On a le couvent d'Oretz au lieu de l'histoire de la Corse, vous l'avez vu, qui a été retenu, y compris pour la Fondation du patrimoine, on porte un projet, etc. Mais pour l'instant, malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à trouver un mécénat à concurrence des besoins qui existent. Donc forcément, il va falloir faire des choix. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Sur l'affaire de Stopier, très sincèrement, c'est un coup parti. Il faut essayer de le gérer au mieux. Et je pense même, bon, je comprends vos critiques, mais si aujourd'hui vous étiez à notre place et qu'on vous disait le seul choix, c'est essayer de continuer, puisque Trent Adrentum, on va le dire comme ça, aujourd'hui où on en est, s'il y a un projet porté à titre principal par les collectivités publiques et qui permet d'être un élément de dynamisation économique et touristique du Cap Corse, je pense qu'il faut jouer le coup à fond. Est-ce que vous préfériez vendre aujourd'hui à un tiers, et par exemple un tiers extérieur à Lille qui ferait de cette maison d'Américains une résidence secondaire? Je ne pense pas que ce soit un bon choix non plus. Alors si l'ultima ratio, plutôt que d'éviter la disparition du bien, c'est ça, peut-être qu'on sera conduit à le faire, mais essayons quand même d'explorer toutes les pistes avant. Ringraziabi. Allora, passiamo a voto. Non partecipazione, astensione, voto contro, voto a favore. Vi ringrazio. Allora, passiamo a cartula. Il a paru au Conseil exécutif important de présenter ce rapport dans la mesure où il est constitutif du troisième pilier de notre stratégie globale au plan numérique et au plan de l'intelligence artificielle. Les trois piliers, quels sont-ils? C'est le développement. Le premier, c'est le développement et la maîtrise des infrastructures numériques souveraines, c'est-à-dire essayer de développer le plus possible nos infrastructures numériques et nous permettre d'avoir les moyens de notre souveraineté en la matière. Vous savez qu'on a déjà conclu une DSP sur le très haut débit, qu'il y a une autre délégation de service en cours de finalisation des DSP visant à déployer et exploiter un socle d'infrastructures souveraines complémentaires du très haut débit. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, évoqué notamment dans le cadre de la stratégie Smarties, ayant fait l'objet d'un rapport qui a été présenté il y a quelques sessions devant votre Assemblée, c'est la question de l'intelligence artificielle et de la maîtrise et de la gouvernance des données recueillies à ce titre. Nous avons mis en place une méthode qui doit nous permettre d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'avoir le plus large degré possible de souveraineté sur nos données sensibles et stratégiques, notamment connectées et gérées à travers l'intelligence artificielle. C'est un enjeu majeur, y compris dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine économique, et donc nous avons construit les fondements de ce troisième pilier. Le troisième pilier de notre stratégie numérique, eh bien, c'est la cybersécurité. Comment, aussi bien pour les collectivités publiques que pour les acteurs économiques privés et l'ensemble des acteurs en fait du territoire, construire un écosystème numérique sécurisé. Et donc c'est le sens de la stratégie cyber-Corsica qui s'est nourrie d'un constat et d'une expérience. Les cyberattaques se multiplient. On a en tête, y compris tentative de chantage contre l'office hydraulique, après une attaque de hackers qui avaient donc confisqué, enfin plus exactement pénétré le système informatique et qui menaçaient de faire disparaître l'ensemble des données, donc qui nous ont demandé le paiement d'une rançon que nous n'avons pas payée, mais on sait qu'il y a des exemples quotidiens, notamment de cyberattaques organisées tantôt par des groupes criminels, mais également par des États dans un contexte international où la souveraineté passe par le militaire, mais passe également par l'économique. Donc, nous avons inclus cet objectif de sécurisation des données numériques dans notre stratégie
Smarties. Et ce rapport vous propose la formalisation de cette stratégie en plaçant la collectivité de Corse au cœur d'un réseau d'acteurs qui ont vocation à travailler ensemble. Donc, premier objectif, fédérer, collectif Cybercorsica, structuration d'une gouvernance partagée où chaque acteur public et privé peut trouver sa place. L'idée centrale, c'est que la cybersécurité est plus efficace lorsqu'elle se construit en perméation, articulation et synergie que lorsqu'elle se développe en silo. Premier objectif, donc, fédérer. Deuxième objectif, protéger, déployer un accompagnement de proximité, puisque beaucoup d'acteurs économiques, notamment par rapport à la structuration de notre territoire, il y a beaucoup de TPE, vous le savez, d'associations, mais également de collectivités locales de petite taille qui n'ont pas forcément les moyens de développer leurs propres services en matière de cybersécurité. Et donc l'idée, c'est d'impulser une dynamique d'ensemble dans laquelle la collectivité de Corse joue un rôle fédérateur, notamment pour aider l'ensemble des acteurs à développer des outils adaptés à leurs besoins. Des outils adaptés à leurs besoins, c'est le troisième volet, c'est la formation, avec la création d'un campus cyber de la Corse. L'idée, dans ce domaine, comme dans les autres, c'est de faire de la Corse un pôle d'excellence en Méditerranée, en s'appuyant bien sûr sur l'Université de Corse, mais également sur l'ensemble des acteurs privés, un lieu donc où se croiseront formation, recherche et entrepreneuriat, puisque la cybersécurité peut également être un levier de développement. Alors, pour porter cette dynamique, nous lançons dès 2026 la marque territoriale Cybercorsica et nous mettons en œuvre un certain nombre de moyens financiers et humains dédiés. Donc, grâce à un AMI, à une réponse à un AMI, nous bénéficions d'un financement de 400 000 € pour les 3 prochaines années. Alors, l'idée, c'est de répartir ces sommes entre le recrutement d'un chargé de mission dédié à la mise en œuvre et à l'animation de la stratégie Cybercorsica, déployer une campagne de communication, lancer les premières études. Alors, on active la pompe, un peu comme dans tous les programmes où il y a un appel à manifestation d'intérêt, c'est derrière et après comment on fait, puisque souvent, après, on n'a plus les financements extérieurs. Donc, on sait qu'on aura aussi cet enjeu-là, mais je dirais qu'à chaque jour suffit sa peine. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons engager cette dynamique. C'est essentiel, y compris pour notre souveraineté numérique et plus globalement pour un développement économique et social sécurisé. Et c'est donc dans ces conditions et au visage de ces explications que je vous demande d'approuver la délibération qui vient organiser la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie Cybercorsica. Allora, l'Assemblea di Aiuentu a aviso riservato. Elle s'interroge par conséquence sur l'utilisation prévisionnelle de 100 000 € sur les 400 000 de subventions de l'ANSSI jusqu'en 2028, consacrée à la mise en œuvre de la stratégie de communication autour de la marque territoire Cyberseguridad. Elle suggère de faire basculer l'ensemble des outils numériques de la collectivité de Corse sur des logiciels souverains en inspiration du futur plan interministériel de réduction des dépendances extra-européennes de la DINUM. Ensuite, le CESEC a émis un avis favorable. La Commission di Sviluppo Economico ha dato un avviso favorevole, non partecipazione di un gruppo socio nuovo Avansemo di Josefa Giacometti Pireda, assenza di un'altra strada e di Giulia Tiberi. E infine la Commissione di Finanze ha dato un avviso favorevole, non partecipazione un socio nuovo e Avansemo e Corinfronte. Allora, qual è chi domanda a parola? Merci.
nel mondo d'oggi a sopranità non si gioca più nanta terra o nanta mare, si gioca nanta i reti, i dati e gli algoritmi. In questo rapporto dedicato a strategia cibercorsica facciamo un passo importantissimo nella costruzione di una sovranità numerica di Corsica. Un numerico non è più solamente un arneso, è diventato un scopo strategico maggiore, un spazio di potere, ma di vulnerabilità. In questo contesto, la nostra responsabilità è chiara: proteggere il nostro territorio, le nostre istituzioni, le nostre imprese, ma di no i nostri isolani. La stratégie cybercorsica répond précisément à cette exigence. Elle s'inscrit dans la continuité de Smart Isula et vient compléter notre ambition d'un numérique maîtrisé, éthique, au service du développement de la Corse. Cette stratégie repose sur une vision forte, celle d'un pays capable de se protéger, de former, d'innover et de rayonner dans le domaine de la cybersécurité. D'abord, elle organise la coordination des acteurs. Aujourd'hui, les compétences existent, mais elles sont dispersées. Demain, avec Cybercorsica, nous disposerons d'une gouvernance claire, d'un observatoire des risques et d'une capacité collective de réponse face aux cybermenaces. Ensuite, elle structure une véritable filière économique. La cybersécurité, bien, c'est un secteur d'avenir. En accompagnant les entreprises, en attirant les talents et en soutenant l'innovation, nous faisons le choix de créer de l'emploi qualifié sur notre territoire. La stratégie met également l'accent sur la formation, former nos jeunes, accompagner les reconversions, développer les filières diplômantes. C'est ainsi garantir que les compétences restent en Corse et participent à son développement. Autre point essentiel, la sensibilisation. La cybersécurité, ce n'est pas simplement une affaire d'experts. Elle concerne les collectivités, les entreprises, les associations, mais aussi chaque citoyen. La culture du risque numérique doit devenir une culture partagée. Enfin, cette stratégie porte un projet structurant, la création d'un campus cyber de la Corse. Ce campus constituera un véritable pôle d'excellence capable de fédérer formation, recherche, innovation et développement économique. Il permettra également à la Corse de rayonner à l'échelle méditerranéenne. Al di là delle azioni proposte, questo rapporto porta un'ambizione chiara, quella di sovranità numerica. L'avete capita, non è mica un documento tecnico, di una dichiarazione politica, un'affermazione di nostra volontà di essere maestri di un nostro destino numerico, come noi vogliamo essere maestri di un nostro destino collettivo. A ringraziarvi. Alimentare e energetico, di noi. Allora, quale chi domanda la parola? Pionimo? Paul Félix Benedetti. Je conçois nos bonnes intentions, qu'on prenne des logiciels Made in Corsica et qu'on ait des logiques de protection sur la cybersécurité. Mais à la fin, moi, je voudrais, quand je lis un rapport, voir des équilibres d'ensemble. Cette même Assemblée, on a voté en formation professionnelle à un organisme privé compétent des formations spécifiques en cybersécurité. Et je n'ai pas vu de lien. Ça veut dire d'un côté, on forme des hommes par des initiatives privées, et d'un autre côté, on a une action publique qui va peut-être se servir de ces mêmes hommes, mais je ne vois pas les liens croisés. Et moi, je pense qu'on doit être le réceptacle de toutes ces formations, que ce soit les formations professionnelles sur des organismes institutionnels ou sur de la formation privée. Parce qu'à la fin, la compétence formation, c'est la compétence exclusive de la collectivité de Corse, et on a un rôle tout autant d'arbitrage que d'accompagnement et de, je dirais, de stagiairisation des projets. Et dans ce cadre-là, moi je pense qu'il y a matière à avoir une réflexion d'ensemble. En tout cas, on est en haut du système et on doit avoir cette projection descendante et transversale.
Jean-Michel Savé. Oui, merci Madame la Présidente. Non, deux mots, parce que bon, Smarties, là, c'est un projet que vous portez, Monsieur le Président, depuis des années, effectivement, sur différents volets. Moi, simplement, il y a un mot qui me dérange, mais je pense que de parler de souveraineté, alors bien sûr la souveraineté, pour vous c'est le Graal, quel que soit le domaine dont on parle, mais de parler de souveraineté, on voit bien qu'aujourd'hui dans le monde, quand on observe la géopolitique, les conflits, etc., il n'y a plus de souveraineté en transport maritime international, il y a très peu de souveraineté, je dirais, quel que soit le domaine sur lequel on se place, et de parler de souveraineté dans le domaine du numérique, c'est, je dirais, encore plus compliqué. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on a un data center pour héberger des données, on sait très bien que même si ces données sont localisées en première intention en Corse, à Ajaccio, à Bastia, on sait très bien qu'à un moment donné, il faut avoir des réplications de ces données sur des data centers dont on ne sait pas où ils se trouvent, puisqu'ils sont par définition sur un cloud. Donc moi, c'est juste un mot, si j'ai peut-être un peu, je m'attarde sur ce détail, mais moi je pense que plutôt que de parler de souveraineté, je parlerai plutôt de résilience. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être résilient et d'être capable de réagir à un moment donné, d'accord, parce que la souveraineté dans ce domaine-là n'existe pas. Voilà, c'est juste une petite réflexion que je voulais partager avec vous. Roman Ugolone. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne comptais pas intervenir, mais juste pour faire écho à ce que vient de dire notre collègue Jean-Michel Savelli. Le mot souveraineté est le mot qui est consacré dans le cadre du numérique pour parler de souveraineté numérique. Et l'un des premiers qui emploie ce mot-là, c'est le gouvernement français, en termes de souveraineté numérique, avec une stratégie qui, pour le coup, se veut plutôt, je vais la qualifier de décentralisatrice, avec des stratégies de cybersécurité, de stockage de la donnée qui sont proches des territoires, et ce que nous essayons de faire en Corse. Donc là, pour le coup, s'il y a bien un endroit qui fait cause commune, au moins d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue de sa dénomination, c'est celui de la souveraineté numérique. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas à un désaccord près. Dire aussi que vous avez dit, lorsque l'on parle de cybersécurité, elle est stockée à Bastia ou à Ajaccio, il faut des réplications, vous avez dit ailleurs. Ben non, justement, c'est tout l'intérêt. Je m'attarde une seconde sur ce point-là. L'enjeu de la cybersécurité, il est indissociable avec un autre enjeu qui est celui du stockage de la donnée. Et aujourd'hui, le problème, moi je l'ai souvent dit en ma qualité de président de la CITEC dans cet hémicycle, le problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des données de la Corse et des Corses sont stockées à l'extérieur. Et que tout l'enjeu, et c'est ce quoi nous travaillons ardemment à la CITEC et également avec les services de la collectivité, parce que je rappelle que le cloud de la CITEC est majoritairement, son capital majoritairement détenu par la collectivité de Corse. Donc c'est le cloud de la collectivité de Corse et des Corses avec la dimension publique. Et il y a d'autres aussi capitaux. Tout l'enjeu est justement de pouvoir stocker la donnée, ce que nous faisons. Et cher Jean-Michel, il y a un niveau, mais je sais que vous le savez, il y a un niveau de labellisation et de certification qui est important. On ne fait pas n'importe quoi en la matière. Et par exemple, à la CITEC, on a toutes les labellisations et certifications requises en la matière. Donc, justement, l'enjeu, ce n'est pas de répliquer à l'extérieur là où on ne sait pas. C'est justement de pouvoir stocker en Corse. Là, je parle pour la CITEC, vous l'avez compris, mais la réflexion, là, engage d'autres acteurs et un écosystème qui est plus large. Mais justement, tout l'enjeu est de pouvoir stocker en Corse avec le niveau de certification requis pour qu'il y ait une sécurité. Alors en matière numérique, il y a des spécialistes dans cet hémicycle, notamment devant les services. La cybersécurité ou la sécurité optimale n'est jamais acquise, mais il faut essayer d'atteindre les niveaux les plus satisfaisants possibles pour que aujourd'hui, à la fois les entreprises corses, à la fois les particuliers, à la fois dans le domaine de la santé, à la fois les institutions de la Corse, que ça aille de la petite mairie de village à des plus grosses mairies ou des intercommunalités, puissent fonctionner tout ça de manière parfaitement sécurisée pour construire, parce que c'est l'enjeu du XXIe siècle, l'un des enjeux en tout cas concernant la Corse, la souveraineté de la Corse, au moins d'un point de vue numérique, pour ne pas parler des autres pans de la société. Arin Graziab, Jean-Michel, donne. Oui, une petite réponse avec un cas pratique. Enfin,
un phénomène qui s'est produit dans l'après-midi, à un moment où on parle. L'Agence nationale des titres numériques nationale, bien sûr, s'est fait pirater. Plusieurs centaines de milliers de titres numériques, dont les cartes d'identité, ont été piratés. Je pense qu'à l'heure qu'il est, j'espère que l'Agence nationale des titres numériques a besoin d'être beaucoup plus résiliente que souveraine. Elle n'a pas été souveraine, malheureusement, parce que, selon moi, ça n'existe pas. Mais par contre, elle a besoin d'être résiliente pour pouvoir relancer tout le système et que dans quelques jours ou quelques heures, tout ça soit rétabli. Grazie. Allora, puede rispondere, signor Presidente. Après, c'est vrai que souverain, bon, nous, ça nous plaît comme terme de façon générale, mais c'est vrai qu'on n'en a pas la paternité. La souveraineté numérique, c'est un concept qui est évoqué également, je suis fatigué, par des régions de droit commun qui pourtant n'aspirent pas à l'autonomie, encore que maintenant, même les régions de droit commun aspirent à l'autonomie. Je le rappelle quand même, largement en tout cas. Mais il faut aussi une résilience. Donc on ne va pas s'écharper sur les termes. Je pense que l'important, c'est le contenu qu'on veut donner. Après, ce qu'a dit Paul Félix ou d'autres, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est bien, et c'est bien pour ça aussi qu'on veut proposer une démarche de synergie, de convergence. Il y a des initiatives qui sont prises pour répondre aux besoins du terrain et qui sont souvent prises en silo, de façon compartimentée. L'État, en matière de protection des données et de cybersécurité, développe des outils, des formations, invite les maires, etc. Les maires essayent eux-mêmes, les entreprises également. La formation, c'est vrai qu'on discute prioritairement avec la collectivité de Corse. La collectivité de Corse peut avoir d'autres priorités. Donc il y a un certain nombre de mises en place, de dispositifs qui sont mis en place. On les accompagne, mais il faut essayer de donner une cohérence d'ensemble. Et à mon avis, c'est l'objectif de cette stratégie. Après, on peut nous dire, oui, mais est-ce que vous allez y arriver? C'est sûr. Chaque fois qu'on commence quelque chose, surtout quand c'est quelque chose de difficile, on peut se dire on va avoir du mal à y arriver, mais il faut commencer. C'est le premier pas, ou le deuxième ou le troisième qui conditionne le quatrième, le cinquième, le sixième. Même chose pour le rapport du CESEC, globalement, il est plutôt positif vis-à-vis de ce rapport, mais ils nous disent qu'il faut aller vers les autres îles parce qu'elles ont des problématiques identiques à la nôtre. Mais si on ne fédère pas d'abord chez nous, on ne peut pas aller parler avec les îles et leurs différents acteurs publics et privés. Donc voilà, je pense que les choses se mettront en place. Et après, je dis aussi quelque chose qui fait écho à beaucoup de nos débats. On est sous-dimensionné dans beaucoup de domaines qui sont des domaines nouveaux. On a des besoins qui sont des besoins, j'allais dire, classiques, où il y a des carences. Je vais prendre les routes et les forçaps. Et puis, il y a des nouveaux secteurs, il y a des besoins où il y a des secteurs où les besoins augmentent. Je vais prendre l'exemple des services sociaux. Et puis, il y a des besoins nouveaux qui n'étaient pas identifiés avant, où il faudrait normalement recruter et renforcer. Et nous, on est dans une équation budgétaire qui est extrêmement complexe, donc on est renvoyé à ça. Et puis, on verra aussi que dans d'autres domaines, y compris par exemple ceux de la mise en œuvre je dirais des dispositifs relatifs à la lutte contre la corruption, etc. On aura l'occasion d'en parler. Il y a un volontarisme politique, il y a un engagement de l'administration, mais il y a aussi des moyens qui sont insuffisants. Donc on fait aussi avec cette réalité-là. Et donc merci, y compris aux services qui s'engagent beaucoup pour faire que la Corse soit quand même montrée en exemple. Et je rappelle, l'autre rapport, c'était une façon aussi de présenter une sorte de rapport final par rapport au déploiement du très haut débit. Je rappelle quand même que lors des réunions récurrentes qui se passent une fois par an, les congrès récurrents où on fait un peu un parangonnage de tout ce qui se fait en France et en Europe, la Corse apparaît quand même globalement comme un territoire résilient et qui essaie de marcher vers une forme de souveraineté numérique. Abbiamo un rapporto di informazione allo sviluppo e a commercializzazione di rete alto flusso per Agorsia.
Je disais un rapport quasiment final, mais pas totalement final, parce que je commence par la fin. 99% du réseau est déployé, et au-delà de l'engagement contractuel initial, mais les 1% qui restent, ce sont aussi les 1% qui posent le plus de difficultés techniques. Donc il va falloir être vigilant sur la complétude et la qualité des dernières livraisons. Il y a également un point de vigilance sur la résolution des blocages et les quelques mises en conformité qui demandent à être finalisées. Alors, un mot pour dire, mais vous le savez maintenant, qu'en 2018, on a signé cette convention de délégation de services publics avec XP Fibre, qui est ex-SFR Collectivité, qui aujourd'hui XP Fibre, toujours. Dire aussi en un mot que ce qui se passe actuellement en termes de restructuration dans le marché des opérateurs de téléphonie n'affectera pas et ne peut pas affecter la mise en œuvre de la délégation de services publics, puisque même si SFR est vendu aux autres opérateurs qui se sont portés acquéreurs, la structure qui est chargée de commercialiser le réseau de débit que nous avons construit, XP Fibre, n'est pas touchée par cette vente. Et donc, au lieu d'avoir 4 clients potentiels, il n'y en aura plus que 3 avec la disparition de SFR. Donc, c'est important de le préciser. Donc, je vous rappelle un contrat qui représente 327 millions d'investissements privés sur la durée du contrat, 52 millions d'euros de subventions, une aide d'État 34,8 millions d'euros et 17,2 millions en fonds propres, et donc un ratio entre l'euro investi par notre collectivité et le retour sur investissement qui est considérable. Je rappelle que ce projet a aussi été un levier fort d'inclusion et d'emploi, et que nous avions construit le contrat comme ça, puisque 300 apprentis ont été diplômés et plus de 250 ont été recrutés en contrat de durée indéterminée, 62 000 heures de formation et 66 000 heures d'insertion ont été dispensées, et qu'il y a eu également la sensibilisation aux usages du numérique via le soutien d'un fonds dédié aux usages numériques qui était prévu au contrat, qui a permis de toucher directement plus de 2500 personnes. De la même façon, nous avons accompagné 330 communes pour qu'elles puissent réaliser leur adressage, ceci dans le cadre d'un financement dédié de 3,3 millions au titre du comité de massif, l'adressage étant le corollaire du déploiement de la fibre. Je termine pour vous dire que le contrat initial prévoyait 170 169 prises, qu'on avait une clause qui permettait d'augmenter ce nombre de prises par rapport aux besoins, et qu'au final, ce sont donc 192 000 prises qui ont d'ores et déjà été construites, et que le 1% représentant sera construit dans les mois à venir. 100% des NRO, les fameux nœuds de duplication, les nœuds principaux, NRO et secondaires, les PM, sont construits et opérationnels. Donc ce sont en tout 4300 km de câbles fibre optique qui ont été posés, dont 2600 km en souterrain. Donc on a fait du souterrain chaque fois que possible, et on est resté en aérien là où le souterrain aurait été trop coûteux. Donc 22 000 prises supplémentaires et 183 armoires de rue en plus que ce qui était contractuellement prévu. Au-delà du quantitatif, le qualitatif. Sur la qualité du réseau, comme nous y étions engagés, nos équipes ont renforcé les audits. 130 000 prises ont été contrôlées, 35 000 fiches d'action ont été produites, et en gros, on a un réseau qui, d'un point de vue qualitatif, est très au-dessus de la moyenne nationale. Un dernier mot pour dire qu'avec le déploiement de ce projet tel qu'il est, d'ores et déjà, la Corse est un des territoires où le très haut débit, malgré les contraintes liées à l'insularité et au caractère d'île-montagne de la Corse, un des territoires le mieux couvert en termes de déploiement du très haut débit. Une comparaison avec la moyenne européenne, c'est environ 70%, et c'est la même moyenne pour un territoire voisin insulaire, la Sardaigne, qui pourtant a moins de contraintes en termes de relief. Donc nous, on est à 100% du territoire
moins 1% restant à faire qui est couvert. Je crois qu'on a tenu ce pari, et ce pari relevé largement, sinon d'une gageure, en tout cas on savait que c'était un pari difficile à mettre en œuvre et à réaliser. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'il est en passe d'être gagné, tant mieux. Ringraziabi. Allora, quale chi vuole? Jean-Michel Savelli. Oui, merci. Oui, Monsieur le Président, c'est un sujet donc, que vous avez également traité directement. On vous avait alerté tout au long de la phase de déploiement, bien sûr, sur la qualité, sur les taux de réseaux enterrés et aériens. Il semblerait qu'effectivement, à la lecture du rapport, vous ayez fait un effort et qu'aujourd'hui, bon, la partie enterrée est quand même largement au-dessus, enfin en tout cas au-dessus de la moyenne, il semblerait, de la moyenne nationale. Donc ça, c'est un premier point positif. Ensuite, on est en fin de déploiement, mais comme on n'y est jamais tout à fait, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va réceptionner cette infrastructure? Parce que l'infrastructure, si je me trompe, la concession, alors est-ce qu'elle a déjà commencé depuis le début du déploiement, la concession, ou est-ce qu'elle part à partir du moment où c'est réceptionné? Ça, c'est une première question. Alors, si elle a déjà commencé, du coup, il va falloir qu'à un moment donné, on se décide à réceptionner. Pourquoi? Parce que dans à peu près 25 ans, on va devoir récupérer cette infrastructure-là. Et ça veut dire qu'il va falloir non seulement être vigilant à ce que la maintenance se fasse correctement, parce que forcément, il va y avoir un vieillissement des infrastructures. Donc, a priori, si j'ai bien compris, il faudrait que cette infrastructure soit recédée dans un état qui soit est comparable, en tout cas équivalent à ce qui serait aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, j'ai une question aussi, vous l'avez évoqué, concernant la pérennisation des emplois, puisque effectivement, il fallait s'y attendre. Enfin, c'était prévu, j'imagine, depuis longtemps, qu'à un moment donné, en fin de migration, il y aurait forcément une partie du personnel qui serait affectée à la maintenance. Mais j'imagine que malheureusement, peut-être qu'un certain nombre de ces salariés vont devoir peut-être chercher un nouvel emploi. Donc, c'est une seconde question. Et enfin, je voulais aussi, il faut toujours finir par une petite note négative, vous le savez. Bon, vous avez bien travaillé sur la partie haut débit. En revanche, on est loin du compte sur la téléphonie. C'est pas vous. Mais quand même, vous devrez vous emparer de ce sujet. Vous ne pouvez pas botter en touche. Vous ne pouvez pas continuer à botter en touche, non? Oui, c'est ça. Non, mais quand même, vous ne pouvez pas laisser... Quand on fait un Bastia à Ajaccio, on a à peu près un tiers du temps, on ne peut pas téléphoner. Et c'est même dangereux parce qu'on perd la concentration et il peut y avoir des accidents. Donc, on vous invite à travailler aussi dans ce sens. Merci. Pour l'éprouver tous les jours, il y a de moins en moins de zones blanches. Vous me faites irrésistiblement penser à la publicité pour Orangina Rouge, mais pourquoi est-il si méchant? Surtout à la fin. Donc la date de réception, je pense qu'elle doit être le plus près possible, et dès qu'on a fini l'ensemble des réalisations, j'attends les notes. Oui, on a commencé la commercialisation. Les CDI, ceux qui sont en CDI sont en CDI, donc ils vont rester sur leur emploi. Et sur la téléphonie, c'est un bras de fer, vous le savez. Je veux dire, on a diligenté une étude, même une application pour inviter les Corses à signaler les micro-zones blanches pour qu'on puisse recouper entre notre propre analyse des données et celle fournie par les opérateurs de téléphonie. Vous savez que quelquefois, ils sont trop optimistes. Donc nous, on a développé notre propre cartographie des zones qui ne sont pas couvertes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a réussi à mettre en place une instance dans laquelle il y a les maires, la collectivité de Corse, l'État et les opérateurs. Donc, on essaie de pousser au maximum. Troisièmement, je vous rappelle qu'on n'a pas réussi à faire évoluer des règles qui sont pensées pour le réseau national et notamment un seuil d'intervention
basé sur le flux de circulation que nous n'atteignons pas, y compris dans des zones qui sont extrêmement fréquentées à l'échelle de la Corse. Donc là, vraiment, on pousse au maximum. C'est vrai qu'il y a un mécontentement dont nous faisons l'écho, mais on est confronté à la difficulté à se faire à entendre. Donc, 2500 prises restent à construire, réception attendue pour 2026, et c'est à partir de là, je pense, que partira le compte à rebours. È de Gompio, je président. 30 ans à partir de 2018. Hein, voilà. Allora, non c'è mica odo, c'è solo una brisa dato, dunque possiamo passare ao cartolare seguente. Allora, possiamo presentare forse un rapporto antitrasporti, ma un bego mico consigliere. È prévu de s'arrêter là. Ci possiamo piantare, no, ma c'è solo cioè un voto per la nominazione all'Agenzia di Udurismo di un rimpiazzamento di Charles Vugliemaci da Catherine Cognetti Turchini. Allora passiamo a voto subito. Qual è chi è a favore? Tutto il mondo? All'unanimità? Vi ringraziamo, Gompio. A domani, buonasera.